Bon, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est de quitter Photoshop. Il ne faut pas que Photoshop soit lancé et on va le remettre à zéro euh, pour le récupérer avec ses réglages d'usine. Comme ça, ce sera plus facile parce qu'il est possible que vous ayez modifié le comportement des outils de Photoshop quand vous avez travaillé avec précédemment. Et donc, sur un Mac, pour remettre à zéro Photoshop, il va falloir enfoncer trois touches sur le clavier. La touche CMD, donc ce qu'on appelle la touche commande, la touche Alt et la touche majuscule. Il va falloir enfoncer ces trois touches ensemble juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de Photoshop. Donc vous voyez l'icône de lancement de Photoshop. Je vais le faire ici. Je clique sur l'icône de lancement de Photoshop et puis tout de suite après, j'enfonce les touches CMD, Alt, majuscule et je les garde enfoncées. Hein, c'est pas juste enfoncer brièvement, il faut les garder enfoncées et ça fait apparaître le message de remise à zéro de Photoshop. Voilà, et on répond oui, évidemment. On veut supprimer le fichier des paramètres, c'est-à-dire tous les réglages d'outils qu'on a fait précédemment vont être oubliés. On récupère Photoshop en réglage d'usine, entre guillemets. Et ça permet de résoudre pas mal de problèmes déjà. Bon, donc sur le Mac, est-ce que vous voyez que vous avez Photoshop avec une fenêtre flottante comme ceci? Ça n'a d'intérêt que quand on travaille sur plusieurs écrans pour pouvoir faire passer la totalité de l'application sur un autre écran. Mais si vous avez un seul écran, il faut sortir de ça. Il faut aller dans le menu Fenêtre. Et dans le menu Fenêtre, vous allez décocher Cadre de l'application. Comme ça, vous allez passer avec Photoshop prévu pour un seul écran. Vous voyez, on voit souvent des gens qui travaillent dans Photoshop en ayant gardé Photoshop en fenêtre flottante alors qu'ils travaillent sur un seul écran. Et c'est pas génial en fait. Ça permet pas d'utiliser l'écran de manière optimale. On décoche, c'est ça, un cadre de l'application. Alors au niveau de l'interface, on va aller modifier l'aspect de l'interface. Vous allez dans le menu Photoshop, puisqu'on est sur un Mac, il y a un menu qui n'existe pas sur le PC, c'est le menu Photoshop. On va aller jusqu'aux préférences dans le menu Photoshop. Bon, évidemment, sur le PC, ce sera dans le menu édition. Il n'y a pas grand-chose qui change entre Photoshop PC et Mac. Il y a juste le fait qu'il y a un menu, ça c'est typique du Mac, il y a un menu pour chaque application. Donc, menu Photoshop préférences, interface. Et là, vous avez le choix d'avoir une interface de différentes luminosités. Moi, je vais passer de celle-ci qui est un peu sombre. Je pense que je vais passer à celle-ci et ce sera, à mon avis, plus clair pour la démonstration. Maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Dans ce panneau des préférences, il y avait plein de choses qu'on pouvait régler, bien sûr. Dont notamment quelque chose qui permet d'optimiser les performances de Photoshop. C'est indiquer des disques de travail. Si vous connectez à l'ordinateur un disque dur vide, vous allez pouvoir indiquer que Photoshop peut l'utiliser pour accélérer les calculs. On ne va pas le faire ici, mais au passage, puisqu'on est en train de parler du démarrage dans Photoshop et la modification du comportement de l'application, c'est une des choses qui peut être faite. Bon, écoutez, on va aller voir. Hein. On va pas le faire, mais vous allez voir où ça se trouve. Allez dans le menu Photoshop Préférences Performance, cette fois-ci. Si vous êtes toujours dans la boîte, vous pouvez bien sûr passer de l'un à l'autre par la gauche ici. Voilà. Là, vous avez... Oui, en fait, dans cette version-ci, ils ont séparé maintenant les deux choses. Donc, dans les performances, oui, vous avez une première chose par rapport à la mémoire vive disponible sur votre ordinateur. Combien est-ce que Photoshop peut utiliser? Si vous comptez utiliser Photoshop avec d'autres applications qui fonctionnent en même temps, il va falloir gérer ça et faire en sorte qu'il n'utilise pas un maximum de la mémoire disponible. Vous voyez qu'ici, on a ce nombre-là de mégaoctets disponibles dans les circuits, donc de la mémoire vive, et Photoshop en utilise 70%. Bon, je vais laisser ça comme ça ici, puisque dans un premier temps, on utilise Photoshop seul, on ne va pas l'utiliser en parallèle avec d'autres logiciels.
Ce qui est très intéressant, si vous faites des mises en page dans InDesign, vous pouvez utiliser en parallèle Photoshop. Vous modifiez une image dans Photoshop et une demi-seconde après, ça se met à jour dans InDesign. Même chose pour Illustrator. Si on modifie une image dans Photoshop, si elle est utilisée dans un fichier Illustrator, ça se met à jour directement. Donc c'est prévu comme ça en fait. C'est pour ça que ça s'appelle la Creative Suite, la Creative Cloud. C'est pour utiliser les logiciels en parallèle en fait. Mais donc voilà, ici, on n'a que Photoshop ouvert actuellement. Et donc ce dont je vous parlais, ce sont les disques de travail. Donc dès que vous allez connecter un disque dur supplémentaire à l'ordinateur, il va apparaître dans la liste ici et vous allez pouvoir indiquer que vous l'utilisez comme disque de travail. Donc dans le cas où les circuits seront un peu à court sur des très grosses images, ils ne seront pas suffisants, il y aura une espèce de simulation de la mémoire sur le disque dur. Donc ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Donc ce sont des choses à connaître. Dès que vous sentez que ça commence un peu à ramer dans Photoshop ou dans les logiciels, il faut commencer à réfléchir à ça. Et une des premières choses à faire, c'est éventuellement augmenter la mémoire vive. On peut dire qu'il faut un minimum de 8 gigas. Actuellement, là j'en ai 16, et vous en avez sans doute plus sur votre ordinateur, mais un minimum de 8, c'est pas mal, parce qu'il faut penser que le système utilise de la mémoire aussi. Il faut une bonne carte graphique, parce qu'il y a des cartes graphiques préconisées par Adobe qui accélèrent le travail assez vite, assez bien. Voilà. Et des disques de travail en plus. Donc optimisé. Donc si vous pensez que ça rame beaucoup, que c'est lent quand vous travaillez dans un logiciel, il faut penser à optimiser le matériel. Ok. Alors on va voir fichier nouveau document. Ok. Est-ce que vous avez une boîte, quand vous allez dans le menu fichier nouveau document, vous avez une boîte de création de nouveaux documents qui ressemble à ceci? Ça, c'est typique de des dernières versions des logiciels Adobe en 2017, en fait. Ils ont changé la manière dont la boîte nouveau document apparaît. Bon, il y a possibilité dans les préférences, et là je ferme la boîte par la petite boule en haut à gauche, dans les préférences générales, il y a possibilité d'aller cocher ceci, utiliser l'interface héritée nouveau document. Et comme ça, quand je fais un nouveau document, je vois une boîte apparaître et c'est la boîte habituelle des logiciels Adobe telle qu'on la connaît depuis plus de 10 ans. Donc ça, ce serait pas mal d'aller dans les préférences de Photoshop, préférences générales et cocher ceci. Ce sera plus simple qu'on soit tous avec la boîte comme ça, la boîte habituelle de création de nouveaux documents. Donc toi, tu n'as rien à faire parce que tu es dans la version 2015 et d'office, la nouvelle boîte de création de nouveaux documents n'existait pas encore. C'est l'ancienne boîte qui est comme ça en fait. Bon, donc faire un nouveau document, c'est quand on veut faire de la création ex nihilo, donc au départ de rien, mais c'est assez inhabituel dans Photoshop. En général, dans Photoshop, on démarre toujours d'images existantes qu'on a prises avec son appareil photo ou scannées ou qui viennent d'un logiciel 3D ou autre. Donc une des choses qu'on va voir et qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est la notion importante de résolution, qui est assez peu comprise par les infographistes en général, et ça mène un peu à des catastrophes parce qu'ils arrivent à faire des bons travaux, et puis dans les dernières étapes de finalisation du travail, ça devient flou parce qu'ils n'ont pas trop compris ce que c'est la résolution. Donc on va en parler ça. Donc vous voyez qu'on a ici dans la boîte nouveau document, je suppose que vous avez comme moi, ici il est indiqué centimètres, possibilité de définir les dimensions en centimètres, et il y a la résolution qui est le nombre de pixels sur une distance d'1 centimètre, combien de pixels de l'image, combien d'éléments constitutifs de l'image, les pixels, c'est ça que ça veut dire, hein. Pixel, ça veut dire élément d'image, hein. Picture element. Mais combien sont utilisés sur une distance d'1 centimètre quand j'imprime sur le papier? Mais bon, à notre époque, quand on fait des images, c'est pas seulement pour le papier, et donc là,
Photoshop nous induit un peu en erreur avec cette boîte nouveau document, en nous proposant de faire un document avec des centimètres. Donc en fait, ce qui compte, et c'est ce qu'on va faire ici, ce qui compte, c'est le nombre de pixels qui se trouvent dans le document. Donc à la place de centimètres, mettez plutôt pixels. C'est beaucoup mieux de réfléchir comme ça, parce que les images que vous faites, elles vont servir pour un site web, pour imprimer une bâche, pour imprimer en plus petit, en offset sur le papier, pour une application pour smartphone, en fait, pour plein de choses. Donc la mesure la plus universelle, en fait, c'est le pixel. Voilà. Et le nombre de pixels qui composent l'image, c'est ce qu'on appelle la définition. Et c'est ça que pas mal de gens se trompent et pensent qu'en fait c'est la résolution. Mais le nombre de pixels qui composent une image, c'est la définition. Alors par exemple, essayez un peu ceci. Mettez 2000 pixels en largeur et 2000 pixels en hauteur. Donc ça, c'est déjà une image pas mal, hein, une bonne définition. Mais tout ça dépend encore de ce qu'on veut en faire. Donc c'est une image qui va contenir combien de pixels et combien vous voyez ce que c'est les pixels, bien sûr. Hein. Combien d'éléments d'image, combien de pixels va se trouver dans cette image quand je cliquerai sur OK tout à l'heure. Non, pas 40 000. 40 000, c'est minuscule comme nombre de pixels pour une image. C'est pas les 118.11 fois les... Ah ouais, Absolument pas. La résolution n'intervient pas. Alors, je vous le dis, si je crée une image de 2000 pixels sur 2000, il y a 4 millions de pixels dans l'image. 4 millions, wow. Ah ouais, Donc, c'est ce qu'on appelle une image... C'est ce qu'on appelle une image 4 mégapixels, parce que le mégapixel, c'est le million de pixels. Donc, quand vous voyez sur votre smartphone, par exemple, que votre appareil photo est capable de faire des photos 8 mégapixels, ben, ça veut dire qu'il crée des photos avec 8 millions de pixels dedans. Voilà. Et bon, donc ça, c'est pas mal. Évidemment, si je mets 4000 sur 4000... ça va me faire une image avec combien de pixels alors 16 millions de pixels, voilà. Donc c'est à peu près l'équivalent des capteurs photo qu'on a actuellement sur les appareils photo d'entrée de gamme. C'est des capteurs 16 mégapixels. Le top du top, c'est combien? Le top actuellement, on est pour les appareils de studio aux alentours de 80 mégapixels, mais on parle d'appareils qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et en 2018, il y a des appareils à 150 millions de pixels qui arrivent. 150 mégapixels, c'est annoncé. Voilà. Maintenant, dans le cas d'un appareil photo, le nombre de pixels, ce n'est qu'une des mesures de la qualité. Il faut aussi voir la qualité des optiques. La qualité du traitement de l'image dans l'appareil photo. C'est pour ça que les professionnels de la photo préfèrent parfois travailler avec des appareils photo qui ont un capteur avec moins de mégapixels, mais qui donneront une image finalement meilleure que... Vous voyez, donc le nombre de mégapixels qu'un appareil photo fait, ce n'est qu'une des mesures de la qualité des images produites par l'appareil photo. Parfois, un appareil 8 mégapixels va faire des photos meilleures qu'un appareil 20 mégapixels. On a déjà 12 sur l'iPhone. 12 Sur l'iPhone 7, 12 mégapixels. Non. C'est énorme et pas en même temps. Rétrospectivement, quand on va regarder ça dans plusieurs années, on trouvera que c'est peu. Alors, quand je crée une image dans Photoshop, le nombre, la résolution, n'a en fait aucune importance. Parce qu'en fait, la résolution, c'est quoi? C'est une indication du nombre de pixels qui est utilisé quand j'imprime. Par défaut, on fait des 118,12. Oui, ça c'est la valeur par défaut qui est en réalité 300 pixels par pouce. En réalité, la résolution, on parle de résolution en pouces en général. Oui, ça c'est oui, on peut changer, c'est une habitude. Et 300 pixels par pouce, c'est la densité de pixels qu'il faut quand on envoie une image chez un imprimeur offset. Si on envoie une image avec moins de pixels par pouce, un pouce c'est 2,54 cm en fait. Hein.
Si on envoie une image qui utilise moins de pixels que 300, on risque d'avoir des images floues chez l'imprimeur. Pour des impressions plus haut de gamme, on peut monter jusqu'à 450. Donc on parle bien de pouces linéaires ici, hein. C'est sur une distance d'1 pouce. 300 pixels de l'image sont utilisés sur une distance d'1 pouce pour reproduire l'image sur le papier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a aucune importance ce que vous mettez ici, et ça c'est parfois difficile à comprendre. Parce que vous mettiez 1 pixel par pouce, ou 500, ou 2500, peu importe, en fait ça ne change rien au nombre de pixels total qui sera dans l'image, ce sera toujours 4000 par 4000. La résolution, ce sera seulement quand on veut imprimer. Quand on veut imprimer, ça va influencer la dimension de l'image. Bon, bah écoutez, mettez quand même 300 ici. Alors, vous avez ici le mode de création couleur de l'image. Ça veut dire que les couleurs ici vont être créées par mélange de 3 couleurs de base, rouge, vert et bleu, des lumières, rouge, vert et bleu. Quand on mélange du vert et du bleu, donc le G et le B, ben ça fait un autre type de bleu, ce qu'on appelle le bleu cyan. Quand on mélange du rouge et du vert, ça fait du jaune, parce qu'on est en mélange de lumière. Du rouge et du bleu, ça fait du magenta, c'est une espèce de rose particulier. Bon, c'est la manière de créer les couleurs dans l'image. Donc, alors, vous allez entendre souvent des gens qui vont vous dire « Oui, si tu fais un travail pour l'impression, tu dois faire une image CMJN dans Photoshop. » Même chose dans Illustrator. Si tu fais un travail pour l'impression, tu dois le faire en CMJN. Ça, c'est ce qui correspond aux 4 encres qui sont utilisées quand on imprime cyan, magenta, jaune, noir. Mais depuis 15 ans, c'est faux. Depuis 15 ans, Adobe préconise de faire toutes ces images en RVB et les images qui ne sont pas destinées aux smartphones, aux écrans, on va les convertir en CMJN. Parce que voilà ce qui se passe. Vos images elles vont servir à plusieurs supports et le CMJN, ben c'est un mode de création couleur qui est directement adapté à l'impression chez l'imprimeur, sur du papier. Mais une impression sur du papier, c'est assez pauvre au niveau du rendu des couleurs. On ne peut pas imprimer toutes les couleurs qu'on veut. Toutes les couleurs qu'un écran est capable d'afficher, on ne peut pas les sortir sur le papier. Donc si vous vous dites, tiens, un de mes périphériques de sortie, c'est l'impression, et donc je vais faire mes images en CMJN, ben ça veut dire que pour tous les autres périphériques sur lesquels vous allez diffuser vos images, les écrans de smartphone, les sites web, etc., vous allez avoir des couleurs pauvres, vous voyez. Tandis que si vous travaillez en RVB, ben là, il y a beaucoup plus de couleurs disponibles. Et qui peut le plus, peut le moins. Vous allez générer une version de votre image pour l'imprimeur, et ça, ce sera du CMJN. Vous comprenez la logique? D'accord. Ça, c'est super important de comprendre ça, parce que vraiment, si vous travaillez en CMJN dès le départ, vos créations, vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les couleurs que vous voulez dedans. C'est dommage. Ça va être terne. Donc tu dis c'est plus pratique si on travaille pour l'impression de travailler en CMJN directement. Mais en fait non, parce que ça va corriger les couleurs sur une image CMJN, c'est beaucoup plus compliqué que sur du RVB. Et puis tu me dis que la conversion de RVB vers CMJN n'est pas toujours correcte. Mais en fait, quand on maîtrise les profils couleurs, justement, ça marche bien. Parce qu'il faut avoir un écran calibré, hein, donc il faut connaître quel est le profil de l'écran. Il faut faire des images qui travaillent dans un certain profil, qui sont prévues pour un certain matériel RGB. Et quand on les convertit vers le CMJN que l'imprimeur souhaite, il faut demander à l'imprimeur, tiens, quel CMJN tu utilises? Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe plein de CMJN. La presse offset de l'imprimeur. Si je mets du papier graineux dessus qui absorbe beaucoup l'encre, ou si je mets du papier pelliculé sur lequel l'encre reste en surface, le rendu des images n'est pas le même. Et en fait, ça fait 2 profils de presse différents. Suivant le type de papier, déjà, premièrement, suivant le type de technique d'impression que tu utilises, puis suivant le type de papier que tu mets dans ce périphérique d'impression, tu as à chaque fois un profil qu'il faut connaître et que tu utilises quand tu convertis le RVB vers le CMJN. Et là, ça marche. Tu as vraiment, sur l'impression, quelque chose qui est très proche de ce que tu avais sur l'écran.
Mais ça demande de ne pas faire n'importe quoi au niveau des profils. Hein. Voilà. Bon, ben on peut cliquer sur OK. Et vous avez donc une image qui contient, dans ce cas-ci, 16 millions de pixels. On ne les voit pas tous sur l'écran parce que, en fait, l'image est affichée à un certain pourcentage ici. On va assez vite passer vers des vraies images et ce sera un peu plus parlant. Donc je vous propose de fermer cette image-ci sans la sauvegarder. Et on va aller faire un petit tour sur Google. Et vous allez découvrir que, vous savez peut-être déjà que sur le net, il y a énormément d'images que vous avez le droit d'utiliser, même pour des travaux commerciaux qui vous rapportent de l'argent. C'est ce qu'on appelle les images du domaine public. Donc il y a des millions d'images et de plus en plus, régulièrement, on voit apparaître dans les nouvelles spécialisées graphiques hein, auxquelles vous avez accès si vous êtes sur des groupes spécialisés sur LinkedIn ou Facebook ou sur des blogs. On vous dit, tiens, la bibliothèque Intel vient de libérer 3 millions d'images dans le domaine public. Et les photos que nous... Alors oui, les photos que tu mets toi-même sur Facebook, pour que les gens les utilisent, ils doivent avoir ton autorisation, oui. Ah, voilà. Oui. Et il y a des possibilités d'ailleurs de chercher les photos, tes photos à toi, de les chercher sur le web. Il y a des possibilités par Google Images ou alors en les taguant dans Photoshop avec un filigrane invisible. On peut retrouver ses propres images sur le web et voir si elles ne sont pas utilisées. Même si elles ont été réduites en nombre de pixels, même si elles ont été recadrées, ça marche. Hein. Les filigranes, ça permet de retrouver tes images. Et les gens n'ont pas le droit d'utiliser tes images que tu as diffusées. Le problème, c'est que souvent, ils sont parfois au bout du monde et ça ne vaut pas la peine de commencer des procédures pour les... Donc on peut les menacer, mais c'est difficile que ça aboutisse à quelque chose. Et sinon, vous savez que sur Facebook, tout ce que vous mettez, Facebook a le droit de l'utiliser aussi. Hein. Pour des fins commerciales personnelles, pour le réseau Facebook. Mais ça, c'est dans les contrats. Ok, donc je vais aller sur Google. Sur Google. Et je vais chercher une image de désert, dans ce cas-ci, parce que j'ai besoin d'un décor de désert, et par la suite on mettra un ou deux animaux dedans, et ce sera l'occasion de faire du photomontage et d'apprendre plein de choses. Donc, je vais taper désert, voilà. Et si je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Déjà, je vais maintenant passer à la partie images de Google. Voilà, plein d'images de désert, mais il y en a certainement plein qui sont sous copyright, que je n'ai pas le droit d'utiliser. Bon, il y en a aussi qui font partie de banques d'images, et là, je peux les acheter. Et le prix va varier en fonction de la dimension à laquelle je vais l'utiliser, l'image, du nombre de personnes qui seront touchées par mon produit qui utilise l'image aussi. Hein. Donc les prix ne sont pas fixes dans les banques d'images. Vous voyez les banques d'images, hein, les sites spécialisés qui vendent des images. Pour les photographes, même amateurs, c'est d'ailleurs une source de revenus qui peut être intéressante de mettre ses propres images dans certaines banques d'images et de les revendre. Bon, alors, ici je vais aller dans Outils et vous avez les droits d'usage. Donc vous avez des outils qui apparaissent, des filtres, et on peut filtrer les résultats là, par droit d'usage. Et vous pouvez demander de ne montrer que les images qui peuvent être réutilisées et même modifiées. Donc c'est réutilisation et modification autorisée. C'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Creative Commons, c'est en fait ceci. Voilà. Bon, il y a une autre manière de faire. Et là, je vais remettre en image non filtrée par licence.
Donc à nouveau, toutes les images, même celles que je n'ai pas le droit d'utiliser, apparaissent. Et je vais utiliser l'autre manière de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Il faut taper entre guillemets public domaine, orthographié comme ça. Alors là, Google montre des images du domaine public, c'est-à-dire des images dont les auteurs ont abandonné les droits pour plusieurs cas de figure. Soit dès le départ, l'auteur offre l'image à l'humanité et la déclare dans le domaine public. Tout le monde peut l'utiliser, même à des fins commerciales. Ou alors, à partir d'un certain nombre d'années après la mort de l'auteur, l'image tombe dans le domaine public. Et le nombre d'années varie en fonction des pays. Et... C'est une super belle image. 70 ans après la mort. Non, pas 70 ans après. Et alors, bizarrement, mais c'est pas bizarre du tout, le nombre d'années augmente régulièrement. Le nombre d'années, le temps qu'il faut pour qu'une image tombe dans le domaine public, mais c'est parce que les gens vivent de plus en plus longtemps aussi. Sur Wikipédia, n'y allez pas, hein, je vous montre juste là, sur Wikipédia français, il y a des graphiques qui vous montrent que le nombre d'années augmente et que c'est lié à l'espérance de vie. En fait, vous avez en bleu ici l'espérance de vie et en droit la durée du droit d'auteur. Donc on voit que régulièrement, on augmente brutalement le nombre d'années qu'il faut pour qu'une image soit dans le domaine public. Et c'est calqué sur la durée de vie, l'espérance de vie des gens. C'est logique. Ok, donc public domaine entre guillemets. Entre guillemets, sinon il va me chercher toutes les images qui concernent le public et le domaine. Non, moi je veux vraiment des images du domaine public. Attention, les résultats que Google montre ne sont pas forcément du domaine public. Parce que certains petits malins mettent des images sous copyright sur le web en indiquant dans les métadonnées not in public domain. Donc pas dans le domaine public, mais évidemment Google vous ressort ces images-là. Donc il faut toujours aller vérifier qu'elles sont bien dans le domaine public. Alors si elles viennent de Wikipédia, elles sont forcément du domaine public, ça c'est sûr. Donc si vous voyez que la source c'est Wikimedia, Wikipédia, c'est forcément du domaine public, mais pour d'autres sources, il faut quand même aller vérifier. Voilà. Alors ici, je vais retourner dans les outils, et je vais demander que ça m'indique la taille des images. Donc taille, non c'est ici, excusez-moi, dans plus d'outils, afficher les tailles. Plus d'outils, afficher les tailles. Et alors sur chaque icône, vous avez maintenant les dimensions pixels qui sont indiquées. Vous voyez, celle-ci, par exemple, qui vient de Wikipédia, elle est forcément du domaine public. Je n'ai pas besoin de creuser la tête pour savoir si j'ai le droit d'utiliser. La réponse est oui. Donc vous voyez qu'on a des images avec différentes qualités au niveau du nombre de pixels. Le plus petit côtoie le plus gros. D'accord? Donc, on a des images, ici par exemple une image 2 mégapixels. Quand je multiplie 1920 fois 1079, ça fait à peu près 2 millions. On a des images à peu près 12 mégapixels ici. Voilà, donc il y a différentes qualités. Vous pouvez filtrer également par taille. Donc si vous avez besoin d'images qui ont quand même pas mal de définition, parce que ça c'est ce qu'on appelle la définition et non pas la résolution. Vous pouvez filtrer, vous pouvez demander que Google ne vous montre que les tailles supérieures à 4 mégapixels par exemple. Voilà, donc toutes les images trop petites ont disparu. Ok. Alors, on va en télécharger une et on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc techniquement, il est possible de faire du copier-coller directement du navigateur vers Photoshop, mais je vous conseille toujours de mettre ça sur un dossier plutôt. Alors, vous connaissez le système du contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. Plutôt que de quitter votre page de résultats, vous allez faire simplement CMD-clic sur une image
Et ça vous ouvre un nouvel onglet, comme ça vous ne quittez pas votre page de résultats, vous voyez juste l'image dans un nouvel onglet. Ok, alors les images qui m'intéressent, écoutez, moi je vais prendre une image qui montre quand même un sol assez plat, parce qu'en fait on va aller poser des choses dessus. Oui, oui. Donc je pense que cette image-ci, si vous la voyez, ça peut être bien. Voilà. Alors évidemment, ne téléchargez pas cette image qui est là qu'on voit dans le navigateur, parce que c'est une prévisualisation qui est parfois assez basse définition. La vraie image, vous allez la voir quand vous allez cliquer sur afficher l'image. Voilà, ça c'est la vraie image avec tous ces pixels. Il y a une petite loupe qui vous permet de zoomer, parce qu'en fait l'écran est trop petit pour montrer tous les pixels qui sont dans cette image. Ok, bon, on va la télécharger. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous avez certainement bureau. Bon, enregistrez ça sur le bureau. Bon, moi j'ai créé un petit dossier pour la mettre dedans, mais parce qu'il faut avoir un peu d'ordre. Donc, typiquement, là, je suis allé chercher une image sur le web. On est allé chercher une image sur le web. C'est du JPEG. Ce sont des formats de sortie qui sont pas... C'est pas l'idéal pour travailler dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle un format de sortie final, le JPEG. Mais c'est une photo de désert gratuite. L'alternative, c'est que j'aille dans une banque d'images et que je télécharge une image dans un format plus sérieux que le JPEG, le TIFF par exemple, ou alors que je fasse une photo de désert moi-même en RAW. Vous connaissez le format RAW, ce que l'appareil photo produit de mieux. Tous les détails dans les images ont été capturés et mis dans le fichier, le RAW, RAW. Mais bon, tout ça coûte beaucoup plus cher que d'aller sur le web prendre une image en 3 minutes. Ok, alors, on va ouvrir l'image dans Photoshop. Vous allez ouvrir ça dans Photoshop. Donc, fichier ouvrir. Une question qu'on me pose assez souvent, c'est tiens, dans Photoshop, est-ce que je dois importer? Fichier importer. Est-ce que je dois par exemple créer une nouvelle image et importer dedans? En faisant comme ça, par exemple, fichier nouveau, OK, et puis fichier, fichier importé, où est-ce qu'ils ont mis ça? Oui, fichier importé ici. Ben non, en fait, la règle, c'est que importer, on l'utilise dans les logiciels quand on veut importer des choses que le logiciel ne produit pas lui-même. Ici, je suis dans Photoshop, c'est un logiciel qui produit des pixels. Si je veux ouvrir une image dans Photoshop, la récupérer, je ne fais pas fichier importer, je fais fichier ouvrir. Par contre, si je suis dans Illustrator et que j'ai une image pixel, là oui, je fais fichier importer. Et si dans Photoshop, je vais importer des vecteurs de Illustrator, je fais fichier importer. Vous voyez, c'est ça la règle. Hein. On réfléchit, qu'est-ce que le logiciel produit comme matière? Est-ce qu'il produit, dans ce cas-ci, des pixels? Donc, c'est fichier ouvrir. Importer, ce sera pour importer autre chose que les pixels. Ce sera pour importer des vecteurs dans le cas de Photoshop. Parce que ça peut réduire la qualité quand on importe, parce que votre document qui sert pour recevoir ce qu'on importe, il a certaines caractéristiques qui peuvent diminuer la qualité de l'image qu'on importe. Donc ici, c'est bien fichier ouvrir. Voilà, donc une image qui s'affiche à l'échelle 25%. Donc ça veut dire que je ne vois pas tous les pixels qui composent cette image. Combien est-ce que je vois de pixels qui composent cette image? 1 pixel sur 16 en fait. Je ne vois qu'un 16e des pixels. Ben oui, hein, quand on est à 25%
d'affichage, si on réfléchit en termes de surface, ben, ça fait pas un quart, ça fait un 16e en fait. Hein. Donc on ne voit qu'un 16e des pixels. Et vous pouvez avoir parfois l'impression que les images sont de mauvaise qualité parce que ça fait des moirés, ça s'affiche mal. Pour vraiment visualiser correctement les images, il faut les afficher à 100%. Et alors, bonne astuce, le raccourci pour afficher à 100%, c'est aller sur la loupe ici. Alors, est-ce que vous avez votre boîte des outils? Non, à mon avis, vous avez votre boîte des outils comme ceci, en fait, vous. Hein. Oui, bah, je vous propose de la mettre en 2 colonnes en cliquant à cet endroit-ci. Ce sera plus clair pour s'y retrouver, je pense. Voilà. À l'ancienne, dans Photoshop, ça a été comme ça assez longtemps. Boîte des outils en 2 colonnes. Et les outils, on peut les récupérer par le menu fenêtre, outils, si jamais on a fermé par erreur la boîte. Hein. Et donc sur la loupe, c'est ça? Donc il faut aller sur la loupe et double-cliquer. Et là, l'image s'affiche à l'échelle 100%. Et donc ça veut dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. On a fait correspondre vraiment la trame de l'image et la trame de l'écran. Et puis à partir de là, vous pouvez utiliser la main pour faire voyager l'image dans sa fenêtre. Mais on va prendre assez rapidement la bonne habitude, la main de l'appeler par le raccourci clavier. Je vous en parle un peu plus loin parce que ça ne sert pas à grand chose d'aller activer l'outil en fait. Et là, vous pouvez faire voyager l'image dans sa fenêtre. Je suis sur la main, mais je ne veux pas voyager. Tu mets la main sur l'image et tu cliques et glisser. Oui, donc il ne fallait pas double-cliquer sur la main, mais c'est intéressant de connaître ce système aussi. Le double-clic sur la main, c'est quoi? C'est faire apparaître l'image le plus grand possible sur l'écran. Et donc, dans mon cas, en fonction du nombre de points que j'ai sur mon écran, là, elle s'affiche à 31,2%. Donc, il y a à peu près un pixel sur 9 qui est visible. Donc, c'est le double-clic sur la main. Je redouble-clique sur la loupe, elle s'affiche à l'échelle 100%. Je clique une fois sur la main et je bouge. J'arrive à bouger l'image dans sa fenêtre. Vous avez une palette de navigation qui est disponible. Allez un peu dans le menu fenêtre, navigation. Voilà, menu fenêtre, navigation, c'est classé par ordre alphabétique en fait. Hein. Et là, vous voyez ce que vous êtes, le rectangle rouge vous indique ce que vous êtes en train de regarder de l'image. Comme son nom l'indique, c'est une palette qui permet de naviguer. Le rectangle rouge peut également être modifié directement dans la palette navigation par cliquer et glisser. Vous voyez ? Cette palette navigation, elle peut s'agrandir. Quand on travaille avec plusieurs écrans connectés au PC, on peut l'agrandir en grand sur un des écrans. Donc elle peut être beaucoup plus grande que ce qu'on la voit là en fait. Ok, donc double-clic sur la main, voir l'image le plus grand possible en entier. Mais bon, vu que mon écran ne fait que 1920 sur 1080, ici, c'est cette image qui est très grande, je ne sais pas la voir à l'échelle 100% en entier sur l'écran. Il y a certains écrans qui sont vraiment maintenant très très grands, avec beaucoup de pixels, des écrans qu'on appelle les écrans 4K ou 5K, qui sont pas mal pour... tu parles de tout ceci en fait. Ça, ce sont des choses que j'ai installées sur mon Mac en fait. Hein. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Photoshop en fait. Ça, c'est mon logiciel d'enregistrement. Ça, c'est le Dropbox. Ça, c'est le Google Drive. Ça, c'est un logiciel pour calibrer les écrans. C'est ce qu'on appelle le Color Monkey. Ça, c'est un logiciel pour optimiser l'espace sur le Mac, qui nettoie les choses. Ça, c'est mon Creative Cloud. C'est la gestion Creative Cloud. Donc, mise à jour des fichiers Adobe, ça c'est le réglage de l'écran. Ça c'est Aquafadas, c'est un plugin pour InDesign qui permet de faire des applications pour tablettes et smartphones. Ça c'est Duet, c'est un plugin qui permet de connecter au Mac une tablette et d'avoir un deuxième écran, c'est la tablette. Ça c'est Evernote, je pense. Oui, enfin voilà, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Photoshop, ça en fait. Donc, mais c'est très utile. Hein,
Ok, alors à quelle dimension est-ce que cette image est imprimable? À quelle dimension est-ce qu'elle est imprimable? Utilisable sur un site web ou un smartphone, elle est forcément utilisable parce qu'on a vu, elle comporte déjà beaucoup de pixels en fait. Mais par contre, pour ce qui est de l'impression, c'est une question qui peut se poser. Eh bien, on va aller voir ça. Alors, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Pas de la zone de travail, parce que ça, c'est pour ajouter de la zone autour de l'image. Pour augmenter la dimension, ajouter de la zone. Mais donc ici, c'est bien image, taille de l'image. Voilà. Alors, vous réglez en pixels au lieu de centimètres et vous avez le nombre de pixels qui composent l'image. Mais de toute façon, on le voyait déjà ici, en fait. Donc c'est une image de 4608 pixels en largeur, 2592 en hauteur. Donc c'est à peu près du 12 mégapixels, 12 millions de pixels dans cette image. Bon, on va revenir en centimètres, parce que la question qu'on se pose, c'est, tiens, à quelle dimension on peut l'imprimer? Eh bien, est-ce qu'il est indiqué, comme chez moi, 162 cm sur 91? Donc c'est très grand, sauf que ce sera flou. Parce que la densité des pixels, le nombre de pixels qui est utilisé sur une distance d'1 pouce, est insuffisante. Alors, il faut savoir que quand on imprime en jet d'encre, il faut une résolution, une densité de pixels de 150. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décocher ceci, qui est en fait un système de Photoshop qui permet de modifier le nombre de pixels dans les images. Donc c'est un peu le moteur de multiplication ou de division du nombre de pixels dans les images, et ça je vais le décocher. Donc à partir de là, je ne peux plus modifier le nombre de pixels dans l'image. Ça c'est certain, elle reste à 4608 sur 2592. Et je vais pouvoir faire des petits tests ici. Tiens, pour une impression sur jet d'encre, je mets 150 à la place de 72. Je vois qu'elle pourra être imprimée à 78 cm sur 43. D'accord? Chez un imprimeur offset, il va vouloir que je lui donne des images avec une densité de pixels de 300. Elle sera imprimable maximum à 39 cm sur 21. Si l'imprimeur me dit, tiens, tu utilises du papier haut de gamme, tu as plutôt besoin d'une résolution de 400 pixels par pouce, ça dépend du nombre de lignes de tram. Bon, ça, je ne parle pas des lignes de tram à Bruxelles, hein. Je parle les trams, les petits points qui servent à imprimer. La linéature de tram. Bon, 400 pixels par pouce, là je descends à 29 cm sur 16. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire... Ça, c'est le maximum. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'imprimer à cette dimension-là. Bien sûr, on peut l'imprimer avec une dimension moindre, mais c'est le maximum qu'on pourra tirer de cette image en impression. En impression habituelle chez l'imprimeur, 300 pixels par pouce, ce sera 39 cm sur 21 maximum. Au-delà, si je la veux plus grande, elle va commencer à devenir floue. Bon, c'est déjà une image sérieuse, mais si vous avez des images avec moins de pixels, moins de définition, vous avez récupéré ça sur Google, des images avec moins de définition, vous allez voir que parfois on est obligé de limiter un peu et de ne pas imprimer trop grand ces choses. Sinon, c'est pas terrible. Donc vous avez compris, la résolution, en fait, c'est vraiment quelque chose qui influence quand on imprime. C'est quand on imprime. Alors l'idée, en fait, c'est de travailler, et là je vais recocher rééchantillonnage, c'est de travailler ces images avec un nombre de pixels le plus grand possible, en fait. Il faut démarrer d'images qui ont le plus possible, le plus grand nombre de pixels possible. Et puis après, vous êtes paré pour toute sortie, y compris des impressions en assez grand format. Alors bien sûr, avec certains ordinateurs un peu faibles, si vous commencez à travailler des images avec beaucoup de pixels et que vous commencez à multiplier les calques dans Photoshop et les effets spéciaux, ça va devenir un peu lent. Donc c'est ça la limite. Il faut travailler avec des images avec le plus grand nombre de pixels possible, donc des images bien photographiées avec l'appareil photo bien réglé pour qu'il sorte un maximum de pixels.
Et à partir du moment où ça devient un peu lent dans l'ordinateur, que ça devient pénible, ben, il faut parfois sacrifier un peu la définition et réduire le nombre de pixels dans les images, parce que ça compte quand même que ça évite pour les travailler. Ok, je clique sur annuler. Et on va aller chercher une autre image d'un animal qu'on va aller mettre dans ce décor. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses à apprendre aussi au niveau technique, des erreurs à ne pas faire. Donc gardez cette image ouverte dans Photoshop et on retourne dans Google. Alors je vais chercher l'image d'un éléphant. Donc je tape éléphant, je vais taper public domaine entre guillemets. Public domaine on a dit, voilà. Je vais dans la partie image. Ok. Donc je vais prendre un éléphant qui est vu de profil. Bon, je vais prendre éventuellement celui-là, vous le voyez? Ah, j'ai pas filtré ici, hein. J'ai pas dit que je voulais des images uniquement 4 mégapixels. Mais enfin, il y a celle-ci qui est pas mal. Au niveau de l'éléphant, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais voir si je peux récupérer ça. Donc, commande-clic sur l'icône. Puis, demander afficher l'image. Bon, là, normalement, je suis censé aller consulter la page aussi pour voir si j'ai le droit d'utiliser, quelles sont les conditions d'utilisation en fait. Bon, alors là, ils indiquent toutes les photos utilisées sur ce site sont sous Creative Commons ou du domaine public. Voilà. Voilà, donc quand je clique, je la vois en grand. Donc clic droit, enregistrer l'image sous. Et voilà. Et puis je vais dans Photoshop. Et au départ de Photoshop, je vais l'ouvrir. Je ne l'importe pas dans le désert. Au final, je vais mettre l'éléphant dans le désert, mais je vais d'abord le travailler à côté de l'image du désert. Ce sera plus simple. Oui, parce que ça peut se faire, hein, importer une image dans une autre dans Photoshop, même ça est un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez même pas besoin de savoir que c'est possible de le faire, parce qu'on peut aussi l'ouvrir à côté, puis la déplacer dedans. J'ai un message qui s'affiche. Alors, tu as un message qui s'affiche, on va voir si j'ai le même, c'est certainement un message sur les couleurs. Oui, exactement. Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le message sur les couleurs, parce que mon Photoshop est réglé d'une certaine manière. Alors... supprimer le profil incorporé, voilà. Oui, essaye supprimer le profil incorporé, oui. Donc, ça veut dire qu'on a une image qui contient des pixels. Et ces pixels, ils vont produire des couleurs un peu différentes suivant le matériel sur lequel on va les regarder. Si je regarde ça sur un certain écran, si je change d'ordinateur et j'ai un écran d'une marque différente, peut-être que l'éléphant va apparaître avec des couleurs un peu différentes. On est d'accord, hein? Parce que chaque écran a ses caractéristiques. Globalement, l'éléphant, il ne va pas devenir rose, quoi. Il sera toujours brun, mais ce sera peut-être un brun différent sur l'écran que j'ai ici sous les yeux et sur un autre écran. Donc ça, c'est le problème, c'est que chaque matériel de sortie interprète un peu à sa manière, en quelque sorte. Il a ses caractéristiques qui font qu'il affiche les choses différemment. Et c'est là que la gestion des couleurs sert. Hein. Elle sert à corriger le fait que quand on passe une image d'un matériel à l'autre, ça change de couleur. Alors, petite astuce ici, en réalité, si l'image vient du web, il y a beaucoup de chances qu'elle soit dans un espace couleur qu'on appelle le sRGB, le standard RGB. Parce qu'en général, quand on met des images pour le web, on fait en sorte qu'elles soient adaptées au matériel des internautes, et le matériel des internautes est fabriqué selon les normes sRGB. C'est le matériel grand public bas de gamme, en fait. Hein. Donc c'est logique, quand je mets une image sur le web, j'ai peut-être un superbe écran chez moi qui m'a coûté 800 €, mais la plupart des gens qui surfent sur le web, ils ont des écrans qui leur coûtent plutôt 50 €. Donc c'est des écrans bas de gamme, construits selon les normes sRGB, ce qui n'est pas le cas de mon écran à 800 € chez moi. Donc
quand je diffuse une image sur le web, je veux bien sûr que les gens voient les images le plus proche possible de ce que je les voyais. Donc, quand je diffuse une image sur le web, je l'ai convertie pour du matériel sRGB. Et donc, il est probable que l'image qu'on a été récupérée là sur le web, la personne qui l'a mise sur le web a fait la même chose. Elle a mis une image prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. Et dans Photoshop, vous allez pouvoir indiquer à Photoshop que c'est du matériel sRGB, que cette image est prévue pour du matériel sRGB, et Photoshop devrait vous montrer les couleurs telles qu'elles seraient sur du matériel bas de gamme. Donc, si vous suivez le raisonnement, on va indiquer à Photoshop, tiens, cette image, elle vient du web, donc il y a beaucoup de chances qu'elle est prévue pour du matériel bas de gamme. Alors ça se fait en allant dans le menu Édition, Attribuer un profil. Choisissez pas Convertir en profil, ça c'est quand on veut adapter une image pour un certain matériel. Ici, je veux indiquer à Photoshop qu'elle est prévue pour un certain matériel. Je ne veux pas l'adapter pour un certain matériel, je veux indiquer à Photoshop qu'elle est prévue pour un certain matériel. Donc c'est Édition, Attribuer un profil. Et dans la liste ici, voilà, vous allez pouvoir indiquer sRGB. Est-ce que vous voyez que les couleurs changent? Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. C'est au début de la liste, en fait, le sRGB. Norme de fabrication d'appareils bas de gamme, grand public. Une norme mise au point par HP et Microsoft pour arrêter les énormes problèmes qu'on avait à un certain moment, que quand on achetait un scanner d'une certaine marque, un écran d'une autre marque, une imprimante d'une autre marque, eh bien, au niveau des couleurs, les décalages étaient énormes parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur la fabrication des appareils. Maintenant, les appareils sont tous aux normes sRGB, les appareils bas de gamme pour le grand public, et au niveau des couleurs, on a moins de décalage. Vous avez vu la différence? Oui. Bon. Donc, voilà. Ben, cliquez sur OK. Et faites fichier enregistrer pour mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur. Ah oui. OK. Oui, c'est les options JPEG. Donc le JPEG, format sortie finale, mais puisque j'avais pas le temps d'aller dans un zoo photographier un éléphant, c'est pas mal, et ça m'a rien coûté, c'est sur le web. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le JPEG, c'est pas génial pour démarrer un travail, mais vu que c'est gratuit et qu'il y en a énormément sur le web et que ça me donne pas mal de choix, ben, c'est quand même pas mal d'aller chercher des images sur le web. Alors, vous êtes sur un Mac, donc on va faire passer la photo de l'éléphant en plein écran. Bon, vous avez remarqué qu'il y a des onglets, on peut passer d'une à l'autre. Hein. Il y a aussi des raccourcis, quand on a plein d'images ouvertes, il y a des raccourcis pour directement les passer en revue. Mais ça n'a pas de sens ici que je vous montre ça maintenant. En tout cas, voilà, je travaille sur l'image de l'éléphant et je vais demander de l'afficher plein écran. Et ça, c'est la touche F sur le clavier. Vous avez la touche F, si vous l'enfoncez 2 fois, vous arrivez au mode présentation client, donc ça fait disparaître tous les outils de Photoshop. À nouveau touche F, on est en fenêtre flottante, donc on peut bouger par sa barre de titre. Et touche F, ben c'est ce que je cherche en fait, c'est le mode plein écran. Bon, si vous êtes sur Windows, vous verrez que ça fonctionne un peu différemment. C'est quelle touche avec Windows? C'est toujours la touche F, mais disons que dans Windows, l'image est d'office montrée plein écran. Mais vous devez quand même enfoncer la touche F si vous voulez pouvoir faire ceci, la bouger avec la main par exemple. Et ça, c'est quand même bien de pouvoir bouger librement comme on veut l'image. Donc sur Windows, c'est un peu vicieux. On a l'impression qu'on est en plein écran quand on l'ouvre, mais en fait, il faut quand même enfoncer la touche F. Et on a l'impression que rien n'a changé, mais à partir de là, avec la main, vous pouvez bouger. Alors on va zoomer autrement qu'avec la loupe. Hein. Vous enfoncez la touche Alt, vous avez une roulette sur votre souris. Hein. Alt roulette. Vous voyez qu'on peut zoomer en avant, en arrière. Ça, c'est les fonctions 3D
de l'ordinateur et de Photoshop qui sont utilisés. En fait, ça n'a pas toujours été aussi facile que ça de zoomer rapidement comme ça. Est-ce que vous avez vu que ça marche, Alt roulette? Bien. Vous voyez que quand vous zoomez, vous voyez les différents pixels. Là, j'ai lâché la touche Alt et je suis toujours avec la main de la palette des outils. Je peux donc bouger. On voit les différents pixels qui composent et oui, les différents pixels qui ont chacun une seule couleur, bien sûr, hein, et qui composent l'image. Les pixels sont séparés par des petites lignes blanches. Et ça, c'est intéressant quand on fait du web. Parce que quand on fait du web, c'est au pixel près. Par contre, quand vous faites de la retouche d'image, du photomontage, c'est plus ennuyeux qu'autre chose. Donc on va désactiver ces petites lignes blanches. Vous allez dans le menu Affichage. Menu Affichage, jusqu'à la ligne Afficher. Et là, vous avez dans le sous-menu quelque chose qui s'appelle Grille des pixels. Et vous pouvez décocher Grille des pixels. Et comme ça, vous avez les pixels qui apparaissent, mais sans ces lignes qui les séparent. Donc, comme on ne fait pas du web ici, ça n'est pas intéressant d'avoir ces pixels séparés par des lignes blanches. Ok, c'est pas mal. Bon, ben, zoomez en arrière de manière à voir tout l'éléphant. Ou alors, vous double-cliquez sur l'icône de la main dans la palette des outils. On a vu que c'est la même chose. Hein. C'est le raccourci de ce qu'on appelle taille écran. Voir l'image en entier sur l'écran. Alors, il faut qu'on fasse un détourage sur cette image, mais on va le faire intelligemment. Il faut détourer l'éléphant. Et non pas détourner, comme on m'avait dit un jour. Ça, c'est les avions. Et c'est uniquement quand on détourne des avions qu'on les détourne, si on veut. Mais c'est détourer, donc le détourage. Il y a plein de manières de faire du détourage dans Photoshop, c'est-à-dire sortir l'élément de son décor, oublier le décor original pour le placer dans un autre décor. C'est ça, détourer. Donc prendre juste l'éléphant. Prendre juste l'éléphant, oui. C'est... Suivant l'image, il y a plein de manières de faire. Quand on a affaire à un objet qui est à bornette, comme une voiture, un aspirateur, on va utiliser la technique de la plume pour détourer. La plume vectorielle, qui est la même que celle qu'on trouve dans Illustrator. Quand on a affaire à des objets flous, à bord flou, on va utiliser le système plage de couleurs. Le système plage de couleurs, ou alors ce qu'on appelle l'écrêtage de calque, qui est un système, quand on travaille sur les calques, il y a des curseurs pour écrêter. On peut également, oui, enfin, suivant vraiment chaque cas de figure, il y a des solutions pour détourer. Si je veux détourer quelque chose de très complexe, comme des cheveux ou un arbre, je vais plutôt travailler sur une couche alpha, et l'améliorer avec des outils de densité plus, densité moins. Enfin, c'est ce qu'on appelle le détourage, donc, et ce qu'on appelle aussi la sélection, faire des sélections. Hein. Sélectionner l'éléphant et le sortir de son décor, c'est le détourer, mais c'est faire une sélection. C'est un énorme chapitre dans Photoshop. Hein. C'est plus du tiers de ce qu'il faut savoir dans Photoshop. Donc, si vous considérez que pour apprendre Photoshop, il faut 40 jours, eh bien, pour apprendre à détourer des objets, il va falloir une quinzaine de jours minimum, quoi. Parce que c'est vraiment la base, arriver à sortir les objets de leur décor. Et ce qui est complexe, c'est qu'en fonction de la photo, en fonction du sujet, c'est chaque fois quelque chose de différent, une technique différente qu'il va falloir utiliser. Il n'y a pas une technique qui convient pour tous les cas. Et ici, ce serait quelle technique? Alors, la technique que je vous propose ici, vu que l'éléphant est brun et qu'il est sur un fond qui n'est pas brun, il n'y a pas de brun, ben, on peut supposer que Photoshop va arriver à faire la différence entre l'éléphant et le fond derrière. S'il y avait du brun derrière, il faudrait manuellement faire la sélection. Mais là, on peut demander un peu d'assistance à Photoshop et on va utiliser en fait un outil. Vous connaissez peut-être la baguette magique de Photoshop, qui est un vieil outil qu'on n'utilise plus, sauf pour le web éventuellement. Il est d'ailleurs caché là derrière cet outil-ci. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur cet outil-ci, vous avez la baguette magique qui est là.
Le problème de la baguette magique, c'est qu'elle fait des sélections avec des bornettes. Elle ne sait pas faire des choses très subtiles. Donc, il y a l'évolution de la baguette magique qui convient mieux pour des photos. C'est ce qu'on appelle l'outil de sélection rapide. Oui, la baguette magique, vous allez l'utiliser pour des fonds unis. Typiquement, c'est quand on fait du web maintenant. Si vous voyez quelqu'un qui utilise Photoshop et qui utilise la baguette magique sur des photos, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment étudié Photoshop en fait, parce qu'on n'utilise plus la baguette magique. Voilà. Outil de sélection rapide. Alors, vous avez avec l'outil de sélection rapide une brosse avec son diamètre qui est indiqué. Vous la voyez? Alors, est-ce que tu as quelque chose comme ça? Tu as un plus à l'intérieur du rond? Tiens. Bon, mais ça devrait aller. C'est peut-être un problème d'affichage aussi. Et par contre, voilà, si vous avez une croix, c'est que les outils sont en mode précis. Le diamètre de la brosse n'est pas visible et on a une croix. Et ça, c'est quand on a la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée sur le clavier. Ça, c'est une des questions les plus posées sur les forums à propos de Photoshop pour les débutants. Ma forme de brosse a disparu, j'ai une croix à la place, comment ça se fait? Et en plus, la personne précise, oui, parfois ça revient et parfois ça s'en va. Ben oui, mais c'est simplement la touche verrouillage majuscule sur le clavier qui est enfoncée ou pas. Le caps lock. Donc ici, il faut le désenclencher, le caps lock, pour voir bien le diamètre de la brosse. Et alors, si vous passez sur votre éléphant, vous allez voir qu'il y a des zones qui se créent au fur et à mesure. Là, il y a le petit signe plus qui est là, oui. Dès qu'on commence à l'utiliser, en effet, parce que ça veut dire que chaque fois que je clique sur un endroit de l'éléphant, ça ajoute, en fait. D'accord ? Bon, donc ça c'est une sélection en fait, ce qu'on est en train de faire ici. C'est une sélection automatique, oui, qu'il faut guider quand même. Bon, alors je vous dis tout de suite, elle ne sera pas parfaite, mais je vais vous expliquer la logique derrière ça. Alors cette sélection, elle ne va pas faire des choses parfaites, essayez de passer comme ça sur la trompe aussi, voilà. Je n'ai pas modifié le diamètre ici de la brosse, je vous montrerai après comment modifier le diamètre de la brosse. Par contre, je vous montre ceci, j'ai fait une sélection sur la trompe, et il y a des choses qui ont été sélectionnées en trop là. Ben, j'enfonce la touche Alt, le petit signe plus se transforme en moins, et je peux enlever de la sélection pour essayer de recréer les trous. Voilà. Alors, vous voyez que la forme de la trompe n'est pas respectée ici, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un outil de sélection rapide. Comment tu as fait, Thierry, pour retirer avec le feu? C'est donc la touche Alt pour retirer. Et donc, ne vous inquiétez pas si c'est foireux, la sélection, parce que c'est un outil de sélection rapide. Et on va améliorer après. Alors, en fait, la logique, je vous explique. Dans un premier temps, cet outil va nous permettre de faire à peu près la sélection sur l'éléphant, de manière à transporter l'éléphant vers le désert, et voir si il convient, hein, si au niveau du casting des éléphants, est-ce que c'est vraiment l'éléphant qui convient pour faire ce que je veux. Et si il convient, je vais améliorer la sélection. Ok, donc c'est assez difficile d'arriver à faire les trous correctement ici, mais surtout, il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de faire un truc parfait. C'est à peu près. Il faut qu'à peu près on ait l'éléphant qui soit sélectionné comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez que c'est approximatif, mais enfin, ça a été vite. Ben, essaye d'avoir quand même les jambes, même si c'est assez approximatif. Et s'il y a de la matière qui reste complètement entre deux jambes, c'est pas grave. Hein. Si tu n'arrives pas à faire le trou ici, c'est pas grave. Ça nous permettra quand même de tester et de voir si l'éléphant est correct pour faire ce qu'on veut faire. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans la sélection chez moi ici. La queue n'est pas dedans. Hein. La défense ici n'est pas dedans. Mais c'est pas grave. Alors, il y avait un outil dans Photoshop CS3, mais il a disparu. Un outil qui permettait de faire des sélections un peu mieux.
Il est accessible maintenant, il doit s'acheter en fait, hein. Il s'achète et on l'ajoute à Photoshop, c'est pas Adobe qui le vend en fait. Mais donc si vous cherchez un outil où on utilisait une espèce de marqueur et qu'on faisait le tour de l'éléphant avec un marqueur, ça n'existe plus dans Photoshop depuis CS3. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, ces logiciels qui vous disent que c'est très facile de faire du détourage, en réalité ça marche bien avec les photos qu'ils proposent, mais avec vos photos à vous, ça marche tout de suite moins bien. Voilà, les automatismes, il n'y a pas de miracle. Ok, vous avez ça. Alors cette sélection, vous avez péniblement quand même mise au point parce que vous êtes débutant et c'est pas facile. Vous allez, si vous fermez l'image et que vous la réouvrez, ben, la sélection n'y est plus en fait. Sauf si vous la sauvegardez. Bon, c'est ce qu'on va faire ici, on va mémoriser la sélection. Alors les sélections, elles se mémorisent dans une palette qu'on appelle la palette des couches. Faites apparaître la palette des couches en allant dans le menu Fenêtre, Couches. Alors la palette des couches, elle est là, vous la voyez. Peut-être que chez vous, elle est attachée un peu comme ça, ce genre-là, attachée à d'autres. Vous pouvez la détacher, ce sera plus simple. En prenant son onglet ici, cliquez, glissez. Voilà, on en fait une palette flottante. On peut agrandir la palette avec sa petite case en bas à droite. On positionne en bas à droite, on a une double flèche, cliquez, glissez. Voilà. Vous avez la palette des couches. Bon, alors il y a plein de choses que je pourrais vous dire à propos de la palette des couches, qu'on peut notamment agrandir les vignettes pour mieux voir. En fait, ce sont les couches constitutives de l'image. Rouge, vert, bleu. On vous indique les quantités de lumière rouge, vert, bleu qui composent cette image. Bon, vu que l'éléphant est plutôt rougeâtre, hein, brun, ben, c'est la vignette rouge qui est la plus claire en fait. Hein. Cette image est composée de pas mal de lumière rouge et de pas trop de lumière bleue, sauf à l'endroit du ciel d'ailleurs. Ça va, vous voyez, la palette des couches. Bon, ben, la palette des couches contient les couches constitutives de l'image, donc rouge, vert, bleu, mais c'est aussi là qu'on mémorise les sélections. Ben, on va mémoriser notre sélection. Vous allez dans le menu Sélection et vous demandez Mémoriser la sélection. Vous n'êtes pas obligé de donner un nom. Ça, les noms, c'est utile quand on a beaucoup de sélections, mais ici, il n'y en aura qu'une seule. Donc, vous faites OK. Et vous voyez apparaître ce qu'on appelle une couche alpha. C'est une couche de sélection. C'est une couche alpha. C'est ça. Ça veut dire que si on sauvegarde le document maintenant, allez-y, fichier enregistré. Ah tiens. Enregistrer ouvre la boîte enregistrée sous. C'est le cas pour vous aussi? Oui, c'est parce que les images JPEG ne peuvent pas contenir de couche alpha. Oui, elles ne peuvent pas contenir de couche alpha, les images JPEG, donc il ne peut pas l'enregistrer en JPEG. Ça peut contenir un tracé vectoriel, mais pas une couche alpha. Donc c'est pour ça qu'il vous propose d'office ce qu'on appelle le format natif de Photoshop. Donc le format qui permet vraiment d'intégrer le plus. Tout ce que Photoshop peut faire peut être enregistré dans le format Photoshop. Donc enregistrer cette fois-ci au format Photoshop, ce n'est plus du JPEG, c'est du PSD. Gardez bien l'extension. Là, il ne faut pas la supprimer. Voilà. Et donc l'image JPEG sur le disque dur, on l'oublie pour l'instant. On va continuer à travailler sur la version PSD. Ensuite, je vais fermer l'image. Fichier fermé. Oui, oui, fichier fermé, voilà. Donc, dans le bas du menu Fenêtre, vous avez la liste des images actuellement ouvertes dans Photoshop. Bon, il n'y en a plus qu'une seule, normalement, c'est le désert. Hein, dans le bas du menu Fenêtre. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Dans le bas du menu Fenêtre, vous avez la liste des documents qui sont actuellement ouverts. Et quand on a fermé, on enregistre, hein, c'est ça? Oui, s'il te propose d'enregistrer quand tu fermes, tu enregistres. Oui, 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 oui. Bon, ben on va maintenant la réouvrir et puis on va voir si notre sélection est récupérable. Par contre, il me met qu'il existe. Alors, fichier, ouvrir les fichiers récents, ça c'est pas mal. Hein. Menu fichier, ouvrir les fichiers récents. Et là, vous avez la version PSD de l'éléphant, c'est ce qui m'intéresse. Et voilà. Alors,
La sélection en pointillé n'est plus là, mais on peut la récupérer parce que la couche alpha, elle est là. Donc la couche alpha, ça mémorise des sélections avec des pixels noirs et blancs. Ce qui est noir, c'est ce qui ne sélectionne pas. Ce qui est blanc, c'est ce qui sélectionne. Il peut y avoir du gris aussi, pour sélectionner à moitié. Donc vous voyez votre couche alpha dans la palette des couches. Alors vous enfoncez la touche commande sur le clavier. Et vous allez sur la vignette ici. Et vous avez une icône de main avec un pointillé qui apparaît. Vous cliquez et vous avez récupéré la sélection. Bon, c'est la même chose que si on avait fait menu sélection, récupérer la sélection. Sauf que vous allez voir pour la suite que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les raccourcis clavier parce qu'on peut combiner, faire ce qu'on appelle des opérations booléennes, des combinaisons de couches alpha pour creuser, ajouter, ne retenir que l'intersection. Et ça, ce sera beaucoup plus facile avec les raccourcis clavier. Bon, ben ça, c'est déjà super important de ne pas devoir recommencer le boulot parce qu'en fait, on l'a mémorisé dans le fichier. Bien, alors on va enfoncer la touche F de manière à revenir avec une fenêtre flottante comme ceci. Donc la touche F sur le clavier, une fois, deux fois. Vous avez une fenêtre flottante. Et vous avez deux images dans la même fenêtre en fait. Bon, ce sera plus facile d'avoir deux fenêtres. Une fenêtre par image. Pour faire ça, deux solutions. Vous prenez un des onglets et vous faites un cliquer glisser. Et vous avez une deuxième fenêtre. Si vous la remettez sur la première, elles se remettent ensemble. Dans les préférences de Photoshop, on peut décider que ça ne marche pas comme ça. Comme ça, vous pouvez superposer comme vous voulez les images sur l'interface. Là, les superposer comme vous voulez, elles ne se mettent pas ensemble. Donc je vous dis que si ça vous ennuie, que quand on approche une image d'une autre, quand on les superpose, elles se mettent ensemble, ça peut se désactiver dans les préférences. Ok, mais là, je détache l'onglet, cliquez, glisser. J'ai donc une fenêtre avec un éléphant. On peut bouger les palettes, si on veut. En tout cas, voilà. On va déplacer l'éléphant vers le désert. Et pour déplacer l'éléphant, ben, attention, il y a deux solutions. Soit vous utilisez un outil de sélection, ça peut être l'outil de sélection rapide, le rectangle de sélection, le lasso. Bon, ben essayez avec un outil de sélection, l'outil de sélection rapide par exemple qu'on a travaillé là. Vous positionnez, non pas l'outil de sélection rapide, ça ne marchera pas. Le rectangle de sélection plutôt, prenez le rectangle de sélection. Une seule fois qu'on clique dessus. Oui, cliquez une seule fois dessus. De toute façon, celui-là, quand on clique plusieurs fois, il ne fait rien. Et vous positionnez le pointeur dans la zone sélectionnée et vous devriez voir que c'est différent que quand elle est en dehors. Oui, tout à fait. Et vous faites un cliquer glisser et vous déplacez quelque part sur l'image du désert. Voilà. Alors, oui, c'est top. Non, c'est top. Et donc, en fait, là, ça déplace seulement la sélection, ce qui peut être très intéressant, en fait. Donc, ça déplace seulement la sélection. Il est pas mal notre éléphant, je trouve. Mais en fait, c'est parce qu'on voulait déplacer les pixels de l'éléphant. Donc, dans ce cas-ci, on va désélectionner la sélection qui est là dans le désert. Menu sélection, désélectionner. Ou CTRL-D, commande-D sur le Mac. Donc, il n'y a plus aucune sélection. D'ailleurs, la preuve, c'est que le menu sélection ne propose plus de désélectionner. C'est grisé, inaccessible. Et alors, je retourne sur l'image de l'éléphant. Et je vais prendre cette fois-ci l'outil qui permet de déplacer le contenu des sélections. C'est-à-dire, c'est cet outil-là, c'est l'outil de déplacement, en fait. Même principe. Je le positionne quelque part dans la zone. Quand on est en dehors, il est différent. Quand on est dedans, c'est une paire de ciseaux. Je fais un cliquer glisser. Ah oui, j'ai un outil. Et voilà. Et en fait, ce qu'on vient de créer, c'est un calque. Alors souvent, les débutants confondent les couches et les calques et ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Bon, mais d'abord, regardez votre palette des couches. Votre couche alpha, elle n'est plus là.
Parce qu'en fait, elle n'apparaît seulement quand on est dans l'autre image. Elle est dans l'autre image. D'accord. Pour l'instant, je suis sur l'image du désert. Donc c'est normal. Hein. Et les couches, c'est donc les couches constitutives des images, plus des sélections. Mais les calques, c'est différent, ce sont des niveaux de construction. Et en déplaçant les pixels là dans le désert, j'ai créé automatiquement un calque. Et on va aller voir la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Menu fenêtre, calque. Voilà, on a un calque ici qui contient l'éléphant. Alors on ne voit pas très bien, donc ce serait peut-être quand même l'occasion d'agrandir les vignettes dans cette palette. Hein. Les vignettes petites comme ça, c'est pratique quand on a des photomontages complexes avec beaucoup de calques, mais ici on n'en a pas beaucoup. Donc... Alors on va dans le menu, vous avez ici un menu pour chaque palette. Et vous avez en bas les options de panneaux. Et là vous avez le choix des plus grandes vignettes. Ok. Et là vous avez les grandes vignettes et on voit un peu mieux. Donc vous avez un éléphant qui est entouré de transparence sur son calque. La transparence dans Photoshop, elle est symbolisée par le damier. Parce que ça ne peut pas être du blanc, puisque le blanc est une couleur dans Photoshop. Donc c'est bien un éléphant entouré de transparence qui apparaît au-dessus d'un calque qui contient des pixels. Là, c'est magique. Eh oui, c'est magique. Donc, un calque qui a été créé. Je peux repasser en mode plein écran pour cette image-là sur laquelle je suis en train de travailler. Touche F, voilà, elle est en plein écran. Et donc, avec le Alt roulette, je zoome. Et avec la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Donc, je ne suis pas obligé de quitter l'outil que j'ai actuellement, qui est l'outil de déplacement. Je ne suis pas obligé de changer d'outil dans la palette des outils. Et le raccourci de la main, c'est la barre d'espacement. Et vous avez évidemment le Alt roulette pour zoomer. C'est une des 4 manières de zoomer. Les autres, ça ne vaut pas la peine d'en parler. On n'est pas là pour étudier toutes les manières de faire dans Photoshop. Et donc l'outil de déplacement permet encore de déplacer l'éléphant dans le décor. On a des lignes roses qui apparaissent, c'est des lignes de repère, d'alignement. C'est l'outil de déplacement. Bon. Alors, l'éléphant, ben, il y a plein de problèmes à cet éléphant parce qu'il manque des choses. Il manque la queue, il manque les défenses. Bon, la sélection n'est pas propre, mais l'idée, c'est d'abord de voir, tiens, je le mets dans le décor, est-ce qu'il convient cet éléphant ou est-ce que je dois changer et en prendre un autre Parce que l'idée, c'est ça, hein, c'est qu'il ne faut pas passer 15 minutes à faire une sélection propre sur l'éléphant, puis l'amener seulement dans le décor et se rendre compte que, tiens, c'est pas bon, il faut que j'en fasse un autre. Alors, rétrécir l'éléphant, le faire plus petit, ben oui, c'est possible. Alors, allons-y, menu image, taille, non, excusez-moi, menu édition, parce que ce n'est pas l'image qu'on veut modifier. C'est juste le calque qui est actuellement activé. Hein, vous voyez ? Édition, transformation manuelle. Raccourci, commande T, en fait. CTRL T sur le PC, commande T sur le Mac. C'est une des choses les plus habituelles dans Photoshop, c'est de pouvoir redimensionner. Alors, voilà. On redimensionne, on valide avec le petit V. Et là, j'ai redimensionné, en fait, sans enfoncer la touche majuscule, et donc les proportions n'ont pas été conservées. Donc je vais faire édition annulée. Édition aller vers l'arrière. Jusqu'à ce que je récupère mon éléphant correct. Et je recommence le commenter, la transformation manuelle. Mais cette fois-ci, quand je prends une poignée du coin, j'enfonce en même temps la touche majuscule. Pas la touche caps lock, pas le verrouillage majuscule. C'est la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche au clavier, et voilà, l'éléphant est dimensionné. Je valide leur dimensionnement avec le petit V. Voilà, donc cette fois-ci, les proportions ont été gardées grâce à la touche majuscule. Bon, bah c'est pas mal comme ça. Donc là, on a commencé un photomontage, et il y a 2 erreurs majeures dans ce photomontage. Et on va expliquer comment faire mieux. Ok, donc enfoncez la touche F une fois, 2 fois, de manière à voir les 2 images.
Et puis on va demander de les mettre côte à côte, ces deux images, pour comparer un peu. Attendez un peu, pour vraiment profiter de notre écran, les palettes qui sont sur la droite, on va les faire disparaître temporairement. Vous voyez toutes ces palettes qui sont sur la droite, elles vont disparaître pour qu'on puisse profiter de notre écran. Vous allez enfoncer la touche majuscule et vous la gardez enfoncée. Pas verrouillage majuscule, hein. La touche majuscule, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Et ça fait disparaître les autres palettes. Pas la palette des outils, mais les autres palettes disparaissent. Et on peut les faire revenir par le même principe, hein, majuscule tabulation. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe et c'est pratique quand on n'a qu'un seul écran pour profiter de son écran pour travailler les images. Ok, alors ensuite on va demander à Photoshop de nous mettre ces deux images côte à côte. On a bien affaire à deux images flottantes, elles sont bien séparées les unes des autres. Vous allez dans le menu Fenêtre, Réorganiser, et vous demandez deux vignettes verticales. Fenêtre réorganisée, deux vignettes verticales, et voilà, on a les deux images côte à côte. Alors, je vais vous montrer qu'il y a deux erreurs majeures dans cette image. Bon, première erreur, on en a déjà parlé. Hein. C'est qu'il y a certaines choses de l'éléphant, là, dans le désert, qui n'ont pas été transportées. Il a une défense, là, qui n'a pas été transportée. Il a, dans ce cas ici, une queue. Et pour les faire réapparaître, ben, c'est foutu, parce qu'elles n'y sont pas dans le désert. Ça, c'est la première erreur qu'on va corriger tout à l'heure. Deuxième erreur, on a diminué la taille de l'éléphant dans le désert. Et en fait, il aurait fallu faire l'inverse. Il aurait fallu augmenter la taille du désert, parce que ce qu'on a fait en diminuant la taille de l'éléphant, c'est qu'on a réduit le nombre de pixels qui composent l'éléphant. C'est à cette dimension-là qu'il nous le faut dans le désert, mais il faut qu'il soit toujours composé d'autant de pixels. C'est ça qui est subtil, vous allez voir. On l'a réduit peut-être au tiers de sa hauteur et de sa largeur. Ça veut dire qu'il est composé de 9 fois moins de pixels, si vous réfléchissez en termes de surface. Hein. Le tiers de la hauteur et de la largeur, ça fait 9 fois moins de surface, 9 fois moins de pixels. Essayez un peu ceci, zoomez sur l'œil de l'éléphant. Alors, je vais refaire quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Affichage, afficher, je vais décocher grille de pixels. Affichage, afficher, je décoche grille de pixels. Vous voyez que je me débarrasse des petites lignes blanches qui séparent les pixels. Voilà, vous zoomez sur l'œil de l'éléphant dans le désert. Et vous allez faire la même chose pour l'image originale de l'éléphant. Et vous allez voir que vraiment, on a perdu en qualité. C'est flagrant, je pense. Hein. On a un éléphant qui a été réduit là dans le désert, qui est composé de moins de pixels, il est moins précis. Et donc la solution, et ça c'est vraiment une erreur de débutant dans Photoshop, on trouve que l'éléphant, on a trouvé que l'éléphant était trop petit, trop grand dans le désert. Il était trop grand, on l'a réduit. Mais en fait, il fallait réfléchir autrement. C'était plutôt le désert qui était trop petit par rapport à l'éléphant, oui. Il fallait augmenter la taille du désert. Voilà comment on peut démarrer d'images de qualité et puis finalement se retrouver avec des images moins bonnes parce qu'en fait, souvent le décor est le maillon faible en fait. Hein. Le décor est le maillon faible, il est composé de pas assez de pixels. Mais c'est ce qu'on va faire ici, on va résoudre le problème. Travailler sur l'image de gauche, le désert, et aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Oui, j'aurais pu faire majuscule tabulation pour la faire réapparaître, hein, mais on peut aussi redémarrer de là, menu fenêtre calque. Le calque, là, on va le jeter à la corbeille, vous positionnez le pointeur sur la vignette, vous faites un cliquer-glisser pour le mettre dans la petite corbeille du bas de la palette des calques. Voilà. On a supprimé le calque qui contient l'éléphant. D'accord. Et alors, je vais maintenant, sur l'image du désert, multiplier les pixels de l'image du désert. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Donc, je suis toujours sur l'image de gauche, l'image du désert. Menu Image, taille de l'image. Vous avez ici le moteur de multiplication des pixels qui est enclenché. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et on va ici se mettre en pourcent. Et on va dire, tiens, je vais
mettre 16 fois plus de pixels dans cette image. Bon, évidemment, il faut des ordinateurs qui arrivent à suivre, hein, parce que là, c'est quand même du costaud. On passe vers une image de 18 000 pixels sur 10 000 pixels. Ça fait du 180 mégas, du 180 mégapixels. Et la résolution, vous mettez pas. La résolution n'a aucune importance. Ah, on s'en fout. Hein, on s'en fout de la résolution. Ce qui compte, ça, on va s'en occuper quand on va faire la sortie print. D'accord. Ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de pixels dans mon image et que les éléments soient restés nets. Ok, donc ça fait une image qui va faire 546 mégas, comme vous voyez, au lieu de 34. Ça va, les ordinateurs sont capables de supporter ça à notre époque sans problème. Hein. Ok. Donc Photoshop multiplie les pixels. Alors il y a plusieurs méthodes de multiplication des pixels. Il y en a une qui convient bien, notamment quand on a des objets genre voiture ou des objets ménagers. Mais je ne l'ai pas enclenché ici. Donc voilà, j'ai un désert qui... Photoshop n'a pas inventé du détail en fait, hein, mais il a multiplié le nombre de pixels. Ce qui fait que maintenant, quand je déplace mon éléphant, qui est là à droite, je réenclenche le travail sur l'image de droite. J'ai toujours ma sélection. Oui. Je prends mon outil de déplacement et je déplace. Mais quand je déplace l'éléphant, il va être quoi? 4 fois plus petit. Ben oui. Il est 4 fois plus petit. Logique, hein? Il est 4 fois plus petit dans le désert parce que le désert comporte 4 fois plus de pixels que la fois passée quand je l'ai déplacé. C'est vrai que c'est plus intelligent dans ce sens-là. Et quand je zoome sur l'œil de l'éléphant, il est toujours net parce qu'il n'a pas été réduit. Voilà. Quand je compare l'éléphant original à droite et le nouveau à gauche, il n'y a pas de problème. La couleur a un peu changé parce que oui, le profil de l'image de gauche n'est sans doute pas du sRGB. Bon, il suffit que j'applique du sRGB sur l'image de gauche et je vais retrouver les couleurs de l'image de droite. Hein. Édition, attribuer un profil, vous vous souvenez? On avait dit, tiens, les images qui viennent du web, elles sont forcément en sRGB. La plupart du temps. Voilà, ok. Profil sRGB. Édition, attribue un profil, et voilà. Donc le problème de différence de couleur est réglé. Et tu l'as mis en profil sRGB? Oui, sRGB parce que c'est des images qui viennent du web, et donc il est probable que c'est le profil qui convient le mieux. Qu'en fait, ça veut dire qu'elles ont été faites, elles ont été prévues pour du matériel bas de gamme. Et c'est en disant à Photoshop que c'est des images pour du matériel bas de gamme que je vois les couleurs les plus justes, en fait. Hein. Les couleurs, ce que je suis censé voir quand je visualise ces images. C'est ça le principe. Hein. Il faut indiquer à Photoshop pour quel matériel elle est prévue l'image, et c'est à partir de là que, normalement, on voit les couleurs initialement prévues par le créateur de l'image. Ok, donc on a un éléphant, vous allez dire, il est peut-être trop petit là. Oui, mais on peut l'agrandir. Parce que agrandir, c'est pas un problème. Je peux faire édition, transformation manuelle, donc commande T. Je peux, avec la touche majuscule, aller prendre une poignée du coin et l'agrandir. Ça, c'est pas un problème d'agrandir l'éléphant. Ça va pas faire perdre du détail. C'est le rétrécir qui fait perdre du détail. À un moment donné, moi, quand je l'agrandis, elle marche. T'as une ligne grosse qui t'empêche d'aller plus haut? Ouais. Ok, essaye un peu d'aller dans le menu affichage, afficher, et tu vas décocher les repères commentés. Affichage affiché, tu décoches repères commentés, les lignes roses, les repères commentés qui seront censés nous aider à aligner des objets les uns par rapport aux autres, comme dans InDesign, elles disparaissent, et donc là tu n'es plus libre, normalement. Ouais. Voilà. Voilà, et je valide la transformation, et ça a multiplié les pixels de l'éléphant. Parfait. Et quand je zoome et que je compare, on pourrait même avoir un phénomène assez particulier, c'est que l'image agrandie de l'éléphant va avoir une meilleure qualité que l'image originelle. Quand je compare, oui, parce que j'ai démarré d'un éléphant qui était composé de ce nombre-là de pixels, c'est l'image de droite, et en agrandissant, Photoshop a lissé, a multiplié les pixels. Normalement, il ne réinvente pas du détail, mais il peut lisser quand on multiplie les pixels, et je ne sais pas si vous voyez que l'image de gauche est d'une meilleure qualité que l'image de droite, en fait, au niveau du nombre de pixels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver.
Donc ça, ce qu'on vient de voir ici, c'est super important. Ne pas penser que ce que j'amène dans un décor est trop grand et le réduire. Non, en fait, c'est le décor qui est trop petit. Il faut multiplier le décor, les pixels du décor. Ça suppose d'avoir une machine qui permet de tenir le coup au niveau des images qui sont quand même assez costaudes. Là. On a quand même une image d'un demi-giga. Faites ça sur un ordinateur qui est sorti début des années 2000, ça va pas tenir le coup du tout. Hein. Ça va vous prendre, ça va bouffer 10 minutes avant que ça fasse le calcul et ça va même cracher. On travaille avec les machines qu'on a maintenant en 2017, quoi. Ok, mais on a quand même encore un autre problème. Hein. C'est le fait que tous les pixels ne sont pas déplacés. Vous voyez? Bon. Ah oui, ça, la luminosité qui ne correspond pas, ça va se corriger aussi après. C'est super important. On va voir la technique qui consiste à aller modifier spécifiquement le contraste et la luminosité et la couleur sur l'éléphant, faire la même chose sur le décor, puis faire la même chose sur tout, en fait. Pour unifier, pour les cuire dans le même univers, quelque part. Donc c'est ça l'astuce, quand vous voulez intégrer un élément dans un décor, il faut travailler sur l'élément au niveau de la couleur, du contraste et de la luminosité, puis travailler sur le décor, et puis travailler sur les deux en même temps. Mais ça, on va faire sans problème. Hein. Bon, ben écoutez, travaillez maintenant sur l'éléphant de droite, hein, parce qu'on va régler le problème, le fait que la défense et la queue ne sont pas transférées. Voilà. D'accord, donc tu avais un problème, tu avais deux éléphants, tu en avais déplacé un sans doute en enfonçant la touche Alt, ça fait une copie. Bon, donc on s'en est sorti en faisant édition, aller vers l'arrière, et le raccourci c'est commande Alt Z. Alors, on peut revenir 50 fois en arrière dans Photoshop, mais on peut modifier dans les préférences pour aller jusqu'à 1000 fois en arrière. Donc c'est ce qu'on appelle l'historique. 1000 fois ça paraît beaucoup, ou 50 fois ça paraît beaucoup, mais en fait il faut savoir que chaque coup de pinceau qu'on fait quand on utilise le pinceau, c'est une action, et donc ça va très vite pour créer des actions dans Photoshop, et voilà. Ok, donc on a déplacé le contenu de la sélection, mais maintenant on va faire quelque chose de mieux. Vous allez d'abord faire ceci, attendez un peu, je vais voir si dans votre version on peut directement le faire. Vous avez toujours votre sélection qui est active là. Hein. Vous allez dans le menu calque en haut de l'écran. Donc faites bien attention parce que pour toute la suite de la formation, je vais dire menu calque en haut de l'écran. Et il ne faut pas commencer à aller chercher où c'est là-dedans, dans le menu là. Non, c'est le menu calque en haut de l'écran. Et là, je vais dans masque de fusion. Est-ce que vous avez les options accessibles, notamment une option qui s'appelle faire apparaître la sélection? Ok. Anciennement dans Photoshop, pour que ça apparaisse, il fallait d'abord double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le convertir en calque 0. Mais dans les dernières versions, et celles que vous avez, c'est plus nécessaire. Donc on peut directement... Oui, parce qu'un calque d'arrière-plan est verrouillé, en fait. On ne peut pas mettre de la transparence sur lui normalement. Mais là, ça va marcher. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et donc, on a quelque chose qui s'est ajouté sur le calque. Sur ce niveau de construction dans Photoshop, on a la sélection qui a été transformée en masque de fusion. Donc c'est une espèce de mémorisation de sélection, comme une couche alpha, sauf que ça ne se met pas dans la palette des couches, ça se met sur le calque. Ça peut se désactiver temporairement avec la touche majuscule. Quand vous cliquez sur lui, il est désactivé. Vous voyez le décor qui réapparaît. Touche majuscule. Oui. Touche majuscule, oui, oui. C'est la touche, pas verrouillage majuscule, c'est la touche majuscule et cliquer sur le masque sur la vignette. Désactivation temporaire du masque pour voir, tiens, mais quels sont les pixels qui sont masqués? Voilà. Ah, tant que j'y suis dans la palette des calques, faites attention à ceci. N'enclenchez pas ça par erreur.
c'est le filtrage des calques. C'est-à-dire quand on a beaucoup de calques dans la palette des calques, pour des photomontages complexes, on a la possibilité de n'en faire apparaître que certains. Oui, quand vous cliquez là aussi, ça le fait. Vous voyez que vous avez l'impression que vous n'avez plus de calques dans la palette des calques. Mais en réalité, c'est juste que j'ai demandé d'afficher deux types de calques ici seulement. Les calques de réglage et les calques de type texte. Et comme j'en ai pas du tout, les calques pixels, oui, j'ai pas demandé qu'ils apparaissent. Vous voyez, c'est ça le principe. Hein. Donc vous désactivez par là. Ça, c'est une nouveauté de Photoshop, pouvoir demander de ne faire apparaître que certains types de calques. Les calques vectoriels, les calques objets dynamiques, les calques pixels, forcément, il apparaît là parce que c'est un calque pixel. Donc voilà, vous connaissez l'astuce. Si vous avez vos calques qui disparaissent de la palette des calques, vous vous demandez pourquoi, c'est certainement ce petit truc-là. Le filtrage des calques, réduire l'affichage des calques dans la palette des calques pour n'afficher que certains types de calques. Ok, je reviens au masque là. Le masque, vous avez possibilité de cliquer sur lui avec la touche Alt. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, vous voyez le masque qui apparaît en grand dans la fenêtre. Ça, c'est votre sélection de tout à l'heure qui a été transformée en masque, qui a été mise sur le calque. C'est la touche Alt. Ça peut être pratique aussi. D'accord? Voilà, vous avez vu majuscule pour désactiver le masque temporairement et Alt pour le voir en entier. Ok. Alors, ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait, on va déplacer la totalité de l'image de l'éléphant dans le désert. Étant donné qu'il a un masque, il n'y aura que l'éléphant qui apparaîtra, les végétations n'apparaîtront pas. Alors, pour le déplacer, vous avez deux possibilités. Avec l'outil de déplacement, vous vous mettez sur l'éléphant là et vous déplacez. Ou alors, vous prenez carrément la vignette et vous la déplacez. En tout cas, dans tous les cas, il ne faut absolument pas de sélection en pointillé quand on fait ça. Ce n'est plus le système de sélection en pointillé comme on a vu tout à l'heure. On a ici affaire à un calque qui a un masque de fusion. Si jamais vous aviez une sélection en pointillé, vous auriez une mauvaise surprise. Ce ne serait pas tout qui se déplacerait en fait. Ok, donc là par exemple, je prends la vignette et je la déplace sur le désert. Et voilà. Et alors, j'obtiens un deuxième calque là, avec le masque qui est là. Bon, le premier calque là, il ne nous sert plus, hein, c'est pas bon. Hein. On peut le jeter. Je ne vais garder que le deuxième, celui qui est sérieux là. Ok, je travaille sur l'image de gauche, donc le désert. Je travaille spécifiquement sur le calque là. Et on va faire une transformation manuelle pour faire un éléphant plus grand. Donc, commande T. Voilà. CMD, touche T. Je prends une poignée du coin avec la touche majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Alors, vous pourriez peut-être avoir l'impression que la qualité n'est pas bonne quand vous faites ça. Mais en fait, quand vous allez valider, vous allez voir que la qualité va s'améliorer quand vous allez valider avec le petit V. Voilà, la qualité s'améliore. Oui, parce que pendant qu'on transforme, c'est un projet, une prévisualisation basse définition. Voilà, vous pouvez encore agrandir si vous voulez. La petite astuce, si vous voulez. Quand vous prenez le point du coin avec la touche majuscule, vous avez vu que ça permet de garder les proportions. Si en même temps vous enfoncez la touche Alt, ça garde le centre, là où il est. Vous voyez? Ça peut être intéressant. Je lâche le bouton à la souris, puis les touches au clavier. Oui, c'est la touche Alt. Et sinon, le centre reste à la place du centre. Non, ça n'a pas à voir avec le centre de l'ancienne image, ça a à voir avec le centre de l'objet, qui est là, montré par la petite cible. Ouais. Quand on redimensionne en transformation manuelle avec majuscule et Alt en plus, ça redimensionne par le centre et parfois ça peut être intéressant. Parce que tu vois, tout à l'heure, ça grandissait, mais il restait en... On valide par le petit V, il ne faut pas oublier, parce que si vous restez là, vous ne savez rien faire d'autre. Tous les menus sont grisés, en fait, hein, parce que vous êtes en transformation manuelle. Photoshop attend que vous disiez, ben oui, je quitte la transformation manuelle, ou alors je la valide. Bon, à la place de ceci, vous avez aussi la touche Escape et la touche Entrée sur le clavier, qui peuvent servir.
C'est pas toujours les petites icônes ici, mais quand on débute, ça peut être bien les icônes. Voilà. Alors, l'image de droite, je peux la fermer. L'arrière-plan, tu l'avais dit aussi. Oui, en fait, quand je passe sur l'image de droite, l'arrière-plan n'est plus visible. La palette des calques montre toujours ce qui concerne l'image actuellement activée. Voilà, si je réactive le désert, je vois l'arrière-plan. Il est verrouillé, mais uniquement pour la transparence, à l'arrière-plan. Voilà, ok, je passe sur l'image de droite, l'éléphant original, je vais le fermer. Je vais mettre à jour éventuellement, oui, je peux enregistrer. Ok, vous avez une boîte qui s'appelle maximiser la compatibilité. C'est pour juste pour faire en sorte que le fichier Photoshop soit compatible avec d'anciennes versions Photoshop. Sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans une version CC 2014, etc. Vous pouvez demander de ne plus afficher. Donc ça va faire un fichier un peu plus gros, mais je vous conseille de toujours faire ça, c'est bien. Maximiser la compatibilité. Le fichier va être plus gros s'il est compatible avec d'anciennes versions de Photoshop, mais c'est toujours mieux. Ok, pourquoi est-ce que j'ai fermé l'éléphant droite? Parce qu'en fait, la totalité de l'image de l'éléphant est dans le désert maintenant. Hein, d'accord? Et je vais continuer le boulot là-dessus, en fait. Donc je peux passer plein écran, touche F. Je vous rappelle, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Voilà. Et on va améliorer le contour de l'éléphant. Les barres d'espacement, c'était quoi? Donc la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main Ah oui. pour bouger. Voilà. Donc, je décide, tiens, l'éléphant, il convient bien pour ce que je veux faire. Là, c'est parfait. Je ne dois pas le rechercher un autre sur Google. Et donc, je dois améliorer le contour. Ce que la sélection faite par l'outil sélection rapide tout à l'heure, ben, elle est foireuse, mais c'était, comme son nom l'indique, une sélection rapide. Maintenant, il faut que je fasse une vraie sélection, il faut que j'améliore. Il faut que je fasse disparaître des végétations ici, il faut que je fasse réapparaître la défense, la queue. Ok, alors voilà la technique. Vous allez désactiver le masque de fusion avec la touche majuscule. Et au fait, on ferait bien d'enregistrer le fichier parce que si ça plante, on va tout perdre en fait. Quoique dans les dernières versions de Photoshop, il y a quand même une possibilité de récupérer en fait. Il y a une sauvegarde automatique. Dans la dernière, je crois pas que dans la version 2015, je suis pas sûr. Il y a quand même possibilité de récupérer. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté dans Photoshop qui n'a été possible que parce que les ordinateurs évoluent, les espaces disques évoluent énormément, la puissance des ordinateurs évolue. Donc, ils ont finalement mis l'enregistrement des données automatiques toutes les 10 minutes. Mais bon, ceci dit, et ça c'est dans gestion des fichiers dans mes préférences, c'est d'office enclenché. Mais ceci dit, je ferai quand même bien d'enregistrer le fichier, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré au format Photoshop, forcément, je ne peux plus l'enregistrer au format JPEG, puisqu'il y a un calque maintenant, il n'y a que Photoshop qui peut... Il n'y a que le format Photoshop qui peut inclure des calques. Donc voilà. C'est enregistré. Sécurité. Vous avez désactivé le masque de fusion, vous voyez tout le décor de l'éléphant qui apparaît. Vous allez maintenant dans la palette des couches. Menu Fenêtre, Couches. Dans la palette des couches, si ça vous botte, vous pouvez aussi, dans le menu de la palette des couches, aller dans Options de panneau pour avoir des couches plus grandes. Voilà. Et alors, ce qui m'intéresse... Ok, on va revenir un peu dans la palette des calques, parce que j'ai oublié, avant de désactiver le masque, j'ai oublié qu'il fallait que je clique sur lui. J'ai oublié qu'il fallait que je clique sur lui pour qu'il soit encadré. Donc allez-y, cliquez simplement sur le masque dans la palette des calques. Il est encadré parce que quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie couleur ou sur le masque. Et c'est le petit cadre qui indique ça. Donc je travaille sur le masque. J'ai cliqué sur lui, il est encadré. Je fais majuscule clic parce que je voulais le désactiver, c'est ce que... Voilà. Et là maintenant, je dois cliquer sur la petite case en face de la vignette du masque dans la palette des couches. Donc 3 opérations. On peut recommencer, s'il te plaît. Oui, 3 opérations, je recommence. Première opération, sur la vignette du calque, il faut que je décide, tiens, est-ce que je travaille sur la partie couleur ou sur le masque? Ben, en fait, je travaille sur le masque.
Je clique. Ensuite, il faut désactiver le masque pour qu'il n'agisse plus et que le décor réapparaisse. Et ça, c'est la touche majuscule et c'est cliquer sur le masque. Et dernière opération, dans la palette des couches, je clique sur la petite case vide en face de la vignette du masque. Oui, parce qu'en fait, la vignette le masque de fusion apparaît sous forme d'une vignette dans la palette des couches. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est une petite gymnastique, hein. Mais enfin, une fois que vous avez le système, c'est bien. Donc, ce qui se passe, c'est que les pixels noirs du masque apparaissent en rouge transparent. Et ça va me permettre de retravailler la sélection, enfin le masque en fait, hein, avec le pinceau. En dessinant en noir et en blanc dans le masque, même s'il n'est pas affiché, même s'il y a la croix rouge, on va pouvoir travailler sur lui. En dessinant au pinceau en noir et en blanc sur le masque, on va pouvoir l'améliorer. Mais avant de faire ça, il faut que je vous montre que vous avez la possibilité de changer la couleur. Ici, Photoshop d'office vous dit, tiens, quand on affiche une couche alpha ou un masque, en plus des couches RVB, ben les noirs s'affichent en rouge. Mais pour certaines images, ça ne va pas convenir, hein. Si vous avez une image pleine d'objets rouges, vous n'allez pas voir la différence entre le masque rouge et les objets rouges. C'est pour ça qu'il est prévu de pouvoir double-cliquer à cet endroit-ci, dans la palette des couches. Allez-y. Et de choisir la couleur avec laquelle vous affichez le noir du masque. On clique sur le mot sur l'échantillon. Et là, vous pouvez choisir la couleur. Vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel ici. C'est une roue chromatique qui va de 0 degré. Vous voyez, c'est indiqué ici, 0. Ça va de 0 degré à 0, en passant par 359 finalement. Donc à 360 degrés, c'est une roue chromatique. Voilà, par exemple ici, je choisis plutôt du vert dans la teinte, en fait, hein, ce qu'on appelle la teinte sur la roue chromatique. Puis je peux choisir d'avoir du vert un peu moins fort. Ouais, je pourrais choisir du bleu aussi, oui. Voilà, tiens, du bleu. OK. OK. Et voilà, j'ai maintenant le noir du masque qui apparaît en bleu transparent. Vous voyez l'astuce? Bon, en redouble-cliquant, vous voyez que vous avez aussi la possibilité de choisir la transparence. Voilà. Et du coup, il faut modifier la couleur d'écriture pour que ça corresponde avec l'autre. Donc ceci, ce qu'on vient de faire, c'est juste la manière dont le noir s'affiche, mais c'est toujours du noir. Ah oui, Et donc pour travailler le masque, je dois travailler avec un pinceau avec du noir et du blanc pour améliorer. Ok, maintenant que vous avez fait ça, ben on va réellement travailler au pinceau. Vous allez activer le pinceau dans la palette des outils. Le bon pinceau, parce qu'il y a plein de pinceaux ici, hein. Vous avez le pinceau à turlute, ici. Le pinceau à super turlute. C'est pas du tout ceux-là qu'on va travailler. Ils sont super intéressants, ceux-là. Je dis ça à turlute, mais gardez pas ça, c'est juste moi qui déconne ici, hein. Non, je vais prendre le pinceau normal, voilà. Le pinceau tout à fait normal. Alors, d'abord avec le pinceau, il va falloir choisir son diamètre. Pour choisir le diamètre du pinceau, on va utiliser un raccourci clavier. Est-ce que vous voyez la croix du pinceau là? Oui. Vous allez enfoncer sur le clavier, que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, c'est les mêmes touches. CTRL et ALT. Vous enfoncez CTRL ALT sur le clavier, vous les gardez enfoncés. Et alors, si vous êtes sur un Mac, ce qui est le cas actuellement, vous enfoncez le bouton gauche de la souris. Vous le gardez enfoncé et vous bougez de gauche à droite et vous voyez que vous pouvez déterminer le diamètre de la brosse. Donc c'est les touches CTRL ALT et clic gauche de la souris du Mac et bouger de gauche à droite pour le diamètre. Alors l'astuce, c'est que sur un PC, pour faire ça, il faudra utiliser le bouton droit de la souris. Alors si vous bougez de haut en bas, c'est la dureté de la brosse, parce que vous voyez que la brosse, elle a un flou, mais vous pouvez diminuer le flou de la brosse en bougeant de haut en bas. On va faire quoi avec cette brosse? Alors cette brosse va nous permettre d'aller dessiner en noir aux endroits où il y a des choses à faire disparaître et en blanc aux endroits où il y a des choses à faire apparaître.
Et donc, vous allez devoir régulièrement modifier le diamètre. Bon, vu que c'est un éléphant qui n'a pas de duvet, il a plutôt des bornettes, je vous conseille de faire une brosse avec une dureté de 100%, comme ça, plutôt qu'une brosse à bord flou. Pour des objets à bord flou, comme des animaux à duvet, avec des poils, Dureté 100%, opacité 100%. l'opacité, elle est de façon à 100%, c'est indiqué ici dans les options du pinceau, 100%, c'est bien. Et normal, il faut toujours vérifier quand vous utilisez le pinceau que vous êtes en mode d'application normale, ça veut dire recouvrant, et opacité 100%. Et on clique sur Alt alors quand je fais disparaître un truc. Non, 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 c'est pas ça la solution, c'est pas cliquer sur Alt pour faire disparaître. On vérifie d'abord, tiens, quelles sont les couleurs qu'on a dans la palette des outils. Est-ce que vous avez du noir et du blanc? Oui. Parfait. Faites un petit test, cliquez sur l'échantillon là, Oui. vous voyez apparaître le sélecteur de couleurs, et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. C'est en fait la couleur avec laquelle on dessine. Mais vu qu'on travaille sur une couche seule, qui n'a pas de possibilité d'avoir autre chose que du noir, du blanc et du gris, ben chaque fois que je choisis une couleur, c'est du gris qui vient à la place. Logique, hein? Bon, mais en fait, il me faut du noir et du blanc. Donc vous avez ceci qui permet de ramener rapidement du noir et du blanc dans la palette des outils. C'est cette petite icône. Voilà. Vous avez du noir et du blanc? Parfait. Autre chose intéressante, c'est l'icône, la double flèche ici, qui permet d'inverser les cases pour avoir... Parce qu'en fait, la couleur avec laquelle on dessine avec le pinceau, c'est celle qui est à l'avant-plan. Vous voyez, celle qui déborde sur l'autre. Et parfois, vous allez devoir dessiner en blanc, dans le cas de cet exercice. Parfois, vous allez devoir dessiner en noir. Ah oui, donc on est en train de changer là. Oui, sauf qu'il y a un raccourci clavier pour faire ça, c'est la touche X. Quand vous enfoncez la touche X sur le clavier, vous n'avez même pas besoin d'aller sur cette petite icône pour inverser. Ça inverse. Alors si vous aimez John Travolta, vous pouvez garder la touche X enfoncée et vous avez du disco qui apparaît. Là, c'est merveilleux. Mais oui. Bon. Ça ne sert à rien, en fait. Hein. Évidemment. D'accord. Donc, je dessine au pinceau en normal 100% avec du noir. Eh bien, je vais zoomer et aller dessiné sur la végétation ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ça apparaît en bleu transparent parce que j'ai demandé que la vignette du masque apparaisse en bleu transparent. Mais c'est vraiment du noir que je mets dedans. Alors, il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Et alors, vous allez devoir régulièrement utiliser la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre, la Alt roulette pour zoomer. Ne zoomez pas trop près non plus, on n'est plus dans les années 90 où on faisait du travail pixel par pixel. Donc il ne faut pas trop zoomer. On ne fait que cliquer, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, on clique et on bouge. On clique et on bouge. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir une tablette avec un stylet pour faire ça. La souris, c'est pas génial. Vous pouvez modifier le diamètre. Je vous rappelle que c'est CTRL ALT et clic gauche sur le PC. Non, excusez-moi. CTRL ALT et clic gauche sur le Mac, voilà, et puis sur le PC ce serait CTRL ALT et clic droit, mais ici je suis sur un Mac, c'est donc CTRL ALT et clic gauche, voilà, donc on est censé aller nettoyer toutes les erreurs de l'outil sélection rapide. Alors ça demande de l'habitude, hein. Quand vous êtes débutant, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 10 minutes pour faire ça, et quand on est un peu plus pro, en 2 minutes, c'est fait. Bon, c'est ça le principe, vous voyez, hein, c'est pas difficile. Hein. Et c'est... Je souhaiterais diminuer trop vite, ils font mal, oui, ça remet en train, et puis je vais aller avec eux. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir même faire des détourages sur des images très difficiles, impossibles à faire de manière automatique dans Photoshop. On verra ça plus tard. On fera un animal brun sur un fond brun et vous allez voir que c'est possible de le faire. Ok, alors ici j'enfonce la touche X. Je travaille donc avec du blanc. C'est censé faire réapparaître des choses. Je vais donc faire réapparaître ici par exemple la défense. Voilà. Il y avait autre chose à faire réapparaître. Il y avait la queue ici. Mais alors ce qui est génial avec ce système, c'est que je ne suis pas obligé de le faire maintenant en fait. Je peux très bien continuer tout le reste de mon travail dans Photoshop avec cet éléphant. Et à la fin,
quand j'ai mis le texte, quand j'ai mis d'autres éléments dans le désert, là, je peux très bien à la fin aller nettoyer chaque masque de fusion en fait, hein. Donc là aussi, vous pouvez faire place à la créativité et d'abord placer les éléments les uns par rapport aux autres, faire votre composition et puis nettoyer à la fin. Alors pour les poils ici de la queue, c'est plus difficile. Il faut peut-être un peu improviser. Prendre un petit pinceau tout petit et commencer à les dessiner, et éventuellement quelque chose qui ressemble à des poils. Ça peut être mieux fait que ça. On peut contrôler le pinceau et dire qu'à la fin du trait, ça devient plus fin, mais on n'en est pas là. Et ici, c'est la découverte de Photoshop. Touche X, je peux aller dessiner en noir aussi. Voilà. Alors, si vous avez beaucoup d'objets à détourer, il faut savoir qu'il existe des services en ligne qui vous font ça pour pas trop cher en fait, hein. C'est fou ça. Entre 2 et 8 dollars l'image, suivant la complexité, vous pouvez avoir ça. Donc je le mentionne ici, mais il faut savoir que ça tue un peu l'emploi aussi, puisque c'est délocalisé en Asie. Ça se fait à distance, et ça se fait en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Sinon, ça coûterait beaucoup plus cher, évidemment, de faire du détourage de photos. Dans les banques d'images, vous avez certaines banques d'images qui vous proposent d'office des images détourées aussi, hein. Alors, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez enlever l'œil en face du masque dans la palette des couches pour voir la photo sans le truc bleu par-dessus, là, hein, sans la couleur bleue par-dessus. Comme ça, vous comprenez à quoi vous avez affaire. Alors, quand vous faites un travail comme ça, il faut réfléchir et se dire, tiens, l'image finale, elle sera vue à quelle dimension, parce que bon, si c'est pour à la fin réduire l'image en tout petit, parce que vous l'imprimez en tout petit, ben, ça veut dire que le détail ici ne compte pas beaucoup en fait, hein. Par contre, si ça va être très grand, que le détail va être visible, ben, il faut faire un truc propre. Donc il ne faut pas surinvestir en temps pour quelque chose qui finalement va être réduit. Ok, bon, mais ça on peut dire que c'est pas mal. De toute façon, c'est corrigeable après. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré. Alors, quand c'est fini, ben, il faut enlever l'œil en face du masque dans la palette des couches. Il faut réactiver le masque en cliquant sur lui, tout simplement. Majuscule clic ou clic sur lui, ça enlève la croix rouge et voilà, vous avez un éléphant qui est plus propre au niveau de son détourage. Un masque peut également se travailler directement. Je veux dire, s'il est encadré sur le calque là, et que vous allez dessiner en noir et en blanc, ça permet aussi de travailler directement sur lui. Bon ben voilà, c'est pas mal la queue comme ça, malgré que j'ai fait ça au pinceau. Il y a une partie verte qui reste, mais ça peut s'enlever. Alors, je vous ai parlé des services en ligne qui permettent de faire du détourage moyennant paiement. Vous allez les trouver assez facilement en tapant ceci, en fait, dans Google. En tapant Clipping Path Service. Ça veut dire service de tracé de détourage, hein. Path, c'est tracé, service, hein, et clipping, c'est détourage. Eh bien, vous allez trouver plein de... Ce sont des gens qui s'éclatent à le faire ou alors ils ont des programmes bien spécifiques? Non, ce sont des gens qui sont payés pour faire ça et
vu que c'est en Asie et que les salaires sont moins élevés, ben, ils sont pas trop mal payés, mais pour nous, ça coûte pas cher. C'est le principe, c'est la délocalisation du service, quoi. Et bon, il y a différents prix et différentes sociétés qui proposent ça. Voilà, ça démarre à 29 centimes de dollars ici. Et en fonction de la complexité, vous avez les prix qui peuvent augmenter jusqu'à 8 dollars en général. Ah voilà, pour les cheveux, là, ça démarre à partir de 1,50 $. C'est vrai que c'est pas excessif, hein. Et il n'y a pas ça en Europe. Je ne pense pas que ça existe en Europe parce que ça serait trop cher en fait. Ah, ok. Si ça prend 15 minutes pour faire un boulot en Europe, ça devrait être facturé au minimum 20 € en fait. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Voilà. Ah oui, on peut même leur envoyer gratuitement 2 images pour qu'ils nous testent ça. Enfin voilà, il y en a plein, hein. J'en ai montré certains, mais je garantis pas que ceux-là sont les bons. Si ça vous intéresse, il faut le savoir. Si vous avez un catalogue à faire avec des objets et que on vous fournit des objets, 300 photographies et faire un catalogue d'objets, voilà, vous n'avez pas le temps de détourer, vous pouvez faire appel à eux. Bon, ceci dit, pour des objets, on peut aussi les photographier sur un fond blanc. Et il y a des solutions qui vont éviter de devoir faire du détourage. Vous voyez, au moment de la prise de vue, il faut réfléchir aussi pour peut-être éviter de devoir faire du détourage par la suite, photographier sur fond blanc avec des box spéciaux, des lightbox. Si on fait ça avec des cheveux, par exemple, on teste une texture comme ça dans. Donc je vous disais, hein, si au moment de la prise de vue, vous utilisez une lightbox, hein, ici j'ai juste tapé dans Google lightbox photo et vous voyez des boîtes à lumière qui peuvent même être fabriquées pour moins d'€1 chez vous en fait, hein. Vous avez plein de sites qui vous expliquent comment faire vos propres lightbox pour photographier vos objets, et ça compte beaucoup quand on fait du e-commerce évidemment. Et si vous faites apparaître vos objets sur un fond blanc, vu qu'ils sont sur un fond blanc au moment de la photographie, il n'y a plus de détourage nécessaire. C'est ça la beauté de l'histoire. D'accord ? Mais évidemment, on ne parle pas ici de trucage photo, hein. Donc on parle juste de vendre des objets. Pour les trucages photo, il faut détourer. Alors je vous parlais aussi des banques d'images qui proposent des images avec déjà du détourage inclus. Là, j'ai juste tapé Image Bank Alpha Channel et je tombe sur des banques d'images. Il en existe plein, notamment ici c'est Shutterstock, mais il y en a plein d'autres, des banques d'images avec différents prix. Et on voit qu'ils proposent des images, notamment ici des images de fumée, accompagnées d'une couche alpha qui va permettre de mettre la fumée avec de la transparence. Parce que vous voyez que la couche alpha a du gris, ce qui n'est pas le cas de la couche alpha qu'on a faite jusqu'à présent. Elle n'a pas beaucoup de gris, sauf un peu le bord du pinceau a un peu de gris, mais on n'a pas vraiment de la transparence nécessaire pour l'éléphant, hein. Mais pour des histoires comme du feu ou des poils, bien sûr, il faut qu'il y ait du gris qui va faire de la transparence. Donc on a des banques d'images qui proposent évidemment des images avec directement des tracés vectoriels ou des couches alpha. Ça va être assez intéressant pour éviter de devoir faire du boulot supplémentaire vous-même. Mais ça coûte évidemment. C'est payant. Les banques d'images, c'est un service payant. Alors, vous allez sauvegarder, fichier enregistré. Donc, on a mis à jour le fichier sur disque dur. On va également enregistrer sous un autre nom, parce que je vous conseille vraiment de régulièrement enregistrer vos fichiers sous un nom différent. Donc, cette fois-ci, je vais dans Fichier enregistrer sous. Et à la fin du nom... Ah, il me dit que c'est impossible parce qu'il est actuellement en train d'être enregistré en arrière-plan. Oui, puisque les logiciels Adobe maintenant enregistrent en arrière-plan, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à travailler dans le logiciel pendant que ça enregistre. Donc il était toujours en train d'enregistrer ma première image là. Maintenant je fais fichier enregistré sous. Ah, mais enfin, il est toujours en train de l'enregistrer en arrière-plan, ça veut dire que le fichier est devenu un peu gros, hein.
Bon. Donc tu poses la question, est-ce qu'on peut l'enregistrer sur une clé USB? Il y a deux réponses, non et oui. C'est-à-dire enregistrer directement au départ de Photoshop sur une clé USB. Non, il faut absolument pas. Il faut jamais utiliser une clé USB comme espace de travail sur lequel tu mets les images que tu es en train de travailler dans Photoshop. Une fois que c'est sur le bureau, tu peux transférer sur une clé USB après, évidemment. Mais ça, c'est un gros piège. Les clés USB ne sont pas des périphériques de travail. Un disque dur externe, ça marche, mais pas une clé USB. Ok, fichier enregistré sous, ça marche. Je vais ici enregistrer sous un autre nom, mais je vais simplement ajouter à la fin du nom ici un incrément. Je vais indiquer 02. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire des petits tests et je ne voudrais pas perdre la première version. Donc je conseille qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, de toujours faire comme ça. À chaque modification majeure que vous allez faire dans le fichier, enregistrez-le sous un nouveau nom. Comme ça, vous gardez les versions d'avant. Si jamais vous foirez complètement, au moins, il vous restera les versions d'avant. Bien sûr, le CTRL-Z, l'annulation, ça existe, mais sécurité avant tout. Donc, il ne faut pas perdre le travail qu'on a fait. Et alors ici, on va faire un petit test. Je vais vous montrer qu'on peut modifier la position des pattes et de la trompe de l'éléphant pour le positionner différemment. C'est ce qu'on appelle le système de la marionnette. Ça veut dire que quand vous faites des photos, même de personnages, si la personne n'a pas la main, le bras positionné ou les jambes positionnées comme vous voulez exactement, plutôt que de devoir refaire un photoshoot, de devoir recommencer une séance photo, vous pouvez modifier la position des membres grâce à la marionnette. Je vais dans un premier temps faire la marionnette d'une manière qui n'est pas idéale, mais après je vais vous montrer qu'on peut faire mieux. Et puis après, on fera des corrections couleurs et même de l'ombre, éventuellement, de l'ombre projetée sur le sol pour l'éléphant ou de l'ombre diffuse. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. On verra aussi que cet éléphant qui est dans le désert, on peut très bien le transporter très rapidement vers une autre image, une image de rue par exemple, une vue photographiée dans une ville. Et tout le boulot qu'on a fait ici, il ne sera pas à refaire, bien sûr. Alors, vous avez votre calque de l'éléphant qui est actuellement activé. Vous n'avez aucune sélection, c'est ce qu'il faut. Le menu sélection désélectionné ne propose pas de désélectionner, donc il n'y a aucune sélection. Et on va aller dans le menu édition, déformation de la marionnette. Voilà, édition, déformation de la marionnette. Et alors, vous avez votre éléphant qui est entouré d'un filet maintenant. Hein, c'est pas parce qu'il va sortir le samedi soir pour aller faire un striptease ou je ne sais quelle saloperie. Non, c'est pour pouvoir le déformer en fait. Donc vous allez pouvoir éventuellement ne pas afficher le filet. Vous décochez afficher filet là au-dessus ou alors vous faites un clic droit et vous demandez masquer le filet. Donc le filet est toujours là mais on ne le voit plus en fait. Et alors le principe, c'est que vous allez devoir mettre des punaises sur les parties principales de l'éléphant, en cliquant, comme ça, une punaise. Si vous voulez l'enlever, il faut revenir dessus et enfoncer la touche Alt et cliquer sur elle, elle s'en va. Donc je mets une punaise sur le derrière de l'éléphant, j'en mets une sur la tête, j'en mets une sur chaque bout de patte. Voilà. Donc je vous ai montré comment en mettre une en cliquant et comment l'enlever avec la touche Alt en cliquant sur elle. Voilà. Et ce qu'on fait là, ça sert à quoi? Ben, ça sert à bouger. Après, une fois que c'est fait, sans enfoncer aucune touche, je peux prendre la punaise et bouger. Évidemment, il y a des limites. Hein. Voilà. Par exemple, on peut aller bouger les membres de l'éléphant. C'est ce que je vous disais, on repositionne en fait les choses pour corriger un peu. Alors attention, quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est utile. Je vous ai dit avec la touche Alt, quand vous allez cliquer sur la punaise, ça l'enlève. Mais quand vous êtes à côté de la punaise avec la touche Alt, vous pouvez tourner. Voilà. Alors ça existe aussi en vidéo dans After Effects. Et c'est même encore un peu mieux dans After Effects. Mais bon. Voilà. Alors il y en a qui se servent de ça
des punaises, de la déformation de la marionnette. Il y en a qui s'en servent pour modifier la dimension des choses, pour épaissir ou amincir, et aussi pour faire sourire les gens. En mettant des punaises sur le visage, on peut modifier l'expression du visage. C'est une des solutions. Voilà. Donc il y a même possibilité, bien sûr, de faire en sorte que l'éléphant soit debout. Bon, je vais peut-être devoir supprimer d'abord des punaises, sinon c'est trop compliqué. Il faut que dès le départ, j'ai choisi qu'il soit bien debout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, je vais peut-être le prendre comme ça, et voilà. Voilà, vous pouvez même avoir un éléphant qui marche sur ses pattes arrière. Enfin, tous les délires possibles, utiles pour faire de la publicité. On peut aller encore plus loin si, avant de faire ça, on détache les pattes du corps. Par exemple, ça va donner plus de possibilités. Vous allez pouvoir envoyer une patte sur un calque, avoir plusieurs calques qui créent l'éléphant. Là, on est avec un seul calque et bon, on sait faire des choses, mais pas énormément encore. Mais on peut faire encore plus si on sort les pattes de ce calque-là et on les envoie sur un autre calque. On peut également aller chercher des éléments qui viennent d'autres éléphants, d'autres photographies d'éléphants et aller modifier. Donc ça permet, on peut aussi mixer, bien sûr, de manière invisible. On aura l'impression qu'on a un éléphant, mais en fait il sera composé de parties qui viennent d'autres éléphants. C'est pas interdit d'aller faire un peu de trucage comme ça. Ok. Donc, ça c'est la marionnette. Ok, passez pas trop de temps à faire ça parce qu'on va de toute façon devoir recommencer. Alors vous allez valider la marionnette avec le petit V et l'éléphant va se mettre comme vous l'avez choisi. Alors le problème ici, c'est que tous les petits coins que j'ai été mettre, les punaises là, ce qu'ils appellent les coins dans Photoshop, ben ils sont plus là en fait, ils ont disparu, le filet a disparu. Si je veux remodifier, je retourne dans édition déformation de la marionnette, mais je ne retrouve pas les punaises, elles sont plus là. D'accord? Donc c'est pas la meilleure méthode celle qu'on a faite. On va faire la même chose mais en mieux. Je vais vous demander de... Si vous êtes retourné dans la marionnette, vous sortez de la marionnette avec la touche Escape ou le petit panneau sens interdit, là, l'icône. Et on va aller en arrière. Faites CTRL ALT Z. Commande ALT Z sur le Mac. CMD ALT que vous gardez enfoncé et vous enfoncez la touche Z. Ça permet d'aller en arrière. C'est ce qui correspond à édition. Aller vers l'arrière. Oui, vous avez aussi, pour aller en arrière et en avant, vous avez aussi la palette historique, menu fenêtre historique. C'est une palette qui vous montre toutes les étapes. Menu fenêtre historique, je la détache et je l'agrandis. Vous voyez, ça c'est toutes les étapes qu'on a faites. Les 50 dernières étapes en tout cas. Et là aussi, vous avez la possibilité de réenclencher la marionnette ou de revenir en arrière. Donc plus vous allez vers le haut, plus c'est quelque chose qui est ancien en fait. Hein. Et plus vous allez vers le bas, plus c'est nouveau. Ok, donc d'une manière ou d'une autre, j'annule la déformation par marionnette. Parce qu'on va faire mieux. On va faire une déformation par marionnette, mais on va faire en sorte que on puisse retrouver les punaises qu'on a mises. Et pour faire ça, il faut convertir le calque en une espèce de super calque. C'est ce qu'on appelle un calque d'objet dynamique. Alors dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Quand on parle de quelque chose qui est dynamique, qu'on soit dans Illustrator ou Photoshop, ça veut dire que une fois qu'on a modifié, mais on peut venir remodifier. Et pour faire transformer le calque en objet dynamique, d'abord, est-ce que vous avez bien annulé la marionnette? Vous avez votre éléphant normal? Oui. Bon, vous avez fait un clic droit
avec la souris, un clic droit, à droite du nom du calque. Et là, vous avez l'option convertir en objet dynamique. Donc ce que ça fait, c'est que ça met le calque dans un objet spécial, un calque spécial qu'on appelle un objet dynamique. C'est un peu lent parce qu'on a quand même pas mal de pixels ici. Voilà. Bon, n'oubliez pas que je suis sur un portable et vous n'êtes pas sur des portables. Enfin, et que moi en plus j'enregistre en vidéo en même temps et que ça ralentit pas mal aussi. Oui, oui. Alors vous avez ici un calque spécial et on voit que c'est un objet dynamique grâce à la petite icône ici. Alors attention, un objet dynamique, on ne peut pas modifier avec le pinceau le contenu d'un objet dynamique. Essayez. Si vous prenez le pinceau et que vous cliquez sur l'objet dynamique, Photoshop vous met le message « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer ». Et le contenu ne sera plus modifiable. Il faut évidemment ne jamais répondre « OK » à cette question. C'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est parce que forcément vous allez à un certain moment vouloir dessiner au pinceau sur un objet dynamique et ça va vous mettre ce message. Et le message est ambigu parce que ça indique « Vous devez le faire ». Mais non, pas du tout. J'annule. Donc il faut le savoir. On ne pixelise pas un objet dynamique parce qu'il va redevenir un calque normal. Et le masque de fusion qu'on a fait tout à l'heure, en fait, il est à l'intérieur. Et j'en ai peut-être encore besoin. Et il n'est peut-être pas parfait. Je vais encore le modifier. On verra tout à l'heure comment entrer dans l'objet dynamique et modifier le masque de fusion dans l'objet dynamique. Mais on va faire la marionnette maintenant sur cet objet dynamique. Vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Et vous allez pouvoir recommencer la même chose que tout à l'heure. Mettre des punaises et modifier, mais ce n'est pas nécessairement énormément, hein, c'est parfois juste modifier un peu la position des membres. Voilà. Là, j'ai modifié un tout petit peu la position des membres. J'ai un éléphant, on a l'impression qu'il se cabre un peu. Il me semble qu'il a la patte fort longue. Hein. Voilà, ça sera mieux comme ça, peut-être. Bon, c'est peut-être ce que je veux, quoi. Peut-être éventuellement le faire un peu plus... Oui, non, même pas. Ok, et je valide avec le petit V. Et donc, on a l'impression qu'on a la même chose que tout à l'heure. On a fait une marionnette. Sauf que regardez ce qui se passe maintenant. Dans la palette des calques, la marionnette apparaît. Vous avez la possibilité de la désactiver avec le petit œil. La réactiver. Vous avez la possibilité ou encore de la modifier en double-cliquant sur le nom déformation de la marionnette, là. Ça réouvre l'édition de marionnette, la modification de la marionnette, et vous pouvez aller modifier. Les punaises que vous avez faites sont toujours là. Donc c'est une marionnette dynamique. En fait, tous les filtres, y compris des formations de la marionnette, quand on les met sur un objet dynamique, ils restent modifiables. Il faut le savoir que tous les filtres de la palette des filtres, si on les met sur un objet dynamique, ils apparaissent dans la palette des calques, ils restent modifiables. Bon, alors, en supposant vous voulez modifier le masque de fusion de tout à l'heure, pour modifier la silhouette, par exemple, vous trouvez que cette petite boursouflure là, il faut la supprimer, ou je ne sais pas, moi, ou autre chose, ou vous avez oublié de faire apparaître quelque chose, vous voulez que l'éléphant soit plus fin, on va pouvoir lui modifier ça, mais il va falloir entrer dans l'objet dynamique en double-cliquant sur lui, à cet endroit-là. Alors, vous avez une boîte qui apparaît. Ça peut prendre du temps parce qu'ici, le contenu était quand même assez costaud. Et on vous met une phrase assez incompréhensible.
Bon, ben, cliquez sur OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ouvre dans une nouvelle fenêtre, ça ouvre le contenu de l'objet dynamique. Et le contenu, c'est quoi? Ben, c'est la totalité de l'image de l'éléphant avec un masque de fusion. Vous avez l'autre fenêtre qui est toujours là, en fait. Hein. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez possibilité de retourner sur l'image du désert, en fait. Vous avez la possibilité de mettre les deux images côte à côte. Touche F pour passer en mode fenêtre. Et puis détacher le calque 2 qui s'est ouvert, là, le contenu du calque 2, .psb, le détacher. Voilà, c'est l'objet dynamique. Alors, attention, à aucun moment, vous ne devez sauvegarder ceci sur le disque dur. Sinon, ça ne va plus fonctionner. La suite. Et quand je voulais les mettre un à côté de l'autre, c'était deux. Fenêtre réorganisée de vignettes verticales, si vous voulez. En fait, on ne doit pas le faire, les mettre côte à côte. C'est juste pour la démonstration. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez donc le désert à gauche avec l'éléphant et le contenu du calque qui s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre ici à droite. Dans la palette des calques, vous retrouvez votre masque de fusion. Vous devez indiquer que vous travaillez sur lui. Donc c'est cliquer sur lui pour l'encadrer. Et avec le pinceau, en travaillant en noir ou en blanc, vous allez pouvoir modifier. Ben voilà, notamment ici, je vais pouvoir aller modifier la forme, voilà, la supprimer. Je vais pouvoir faire en sorte que l'éléphant devienne également plus fin. Comme ça, par exemple. Voilà. Bon, c'est peut-être anatomiquement un éléphant qui n'est pas correct. Mais bon, voilà, il est différent. Et je vous ai dit qu'il ne faut jamais enregistrer sur disque dur cette fenêtre qui s'est ouverte, parce que sinon le système ne va plus fonctionner, parce qu'en fait il y a un lien. Il y a un lien entre cette fenêtre et la fenêtre de gauche, le photomontage. Ce qui fait que quand vous êtes sur la fenêtre là et que vous avez fini votre modification, vous allez pouvoir demander fichier enregistré. C'est pas enregistré sur le disque dur, hein, c'est fichier enregistré pour l'envoyer là d'où il vient. Et c'est là que vous allez voir que dans l'image du photomontage, ça va se modifier. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça travaille. Voilà, mise à jour des objets dynamiques est apparue. Et voilà, c'est à jour. J'ai donc un éléphant à gauche là avec un dos moins bombé et la petite morceau de peau là qui pendait a disparu. Donc voilà, on modifie le contenu de l'objet dynamique. Parfois, quand on fait des modifications assez énormes et qu'on a mis une marionnette dessus, la marionnette ne marche plus. Il faut parfois la jeter à ce moment-là à la corbeille de la palette des calques et en remettre une nouvelle. Mais bon, ici, la modification n'était pas énorme et donc apparemment, ça marche, ça a tenu le coup. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si on modifie complètement la silhouette de l'éléphant, bien sûr, la marionnette qu'on a mise, elle ne va plus fonctionner, il faudra en remettre une nouvelle. Bah, une fois que vous n'avez plus besoin de modifier l'objet dynamique, vous allez fermer la fenêtre de l'objet dynamique, tout simplement avec sa petite croix rouge, sa petite boule rouge, là. Voilà. Et voilà. Donc c'est modifier le contenu d'un objet dynamique. On peut aussi ajouter des calques dans un objet dynamique. On va tester ça, on va réouvrir le contenu de l'objet dynamique et on va ajouter des calques. Donc double-cliquer à nouveau sur le calque
de l'objet dynamique. Voilà, on pourrait ajouter un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles, mais on peut aussi aller chercher des éléments. Par exemple, je vais aller chercher sur le web des étoiles et aller les poser sur l'éléphant pour faire un éléphant de cirque, par exemple. Je sais pas moi, on va aller chercher ça, on va aller chercher sur le web, dans Google, une image d'étoile du domaine public. Donc bien sûr, je tape toujours en anglais parce que on trouve plus de résultats. Je pourrais faire les étoiles dans Illustrator aussi, oui, hein, on pourra tester si vous voulez, ça pourrait être quelque chose qu'on fait dans Illustrator. Bon, ben, il se trouve qu'il y a sur le web plein d'images d'étoiles du domaine public, donc je vais pouvoir utiliser ça. Des étoiles stylisées comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est amusant ça. Prenez n'importe quoi comme étoile qui est sur un fond blanc. Le problème, c'est que vous allez parfois tomber sur des images qui ont déjà de la transparence, comme celle-ci, ou parfois des images qui n'en ont pas. Bon, ben écoutez, vous savez quoi, on va prendre la même image. On va prendre la même image chacun. Est-ce que quand vous tapez Star Public Domain, d'accord, Star Public Domain entre guillemets, est-ce que vous avez ces deux petites étoiles sympathiques qui apparaissent? Où sont-elles? Là, voilà. Vous les voyez? Ok, faites un commande-clic sur elles. Voilà, ce sont des étoiles qui sont sur un fond blanc. Hein, c'est pas la transparence, ça se voit, c'est pas le damier là, parce que Google vous montre hein, dans le navigateur si c'est des images déjà sur un fond transparent ou pas. Parce que le PNG 24 peut avoir de la transparence, ou le GIF aussi. Hein. Ou le PNG 8 aussi d'ailleurs. Donc le JPEG jamais. Hein. Le JPEG n'aura jamais de transparence. Enfin, sauf les dernières générations JPEG que personne n'utilise. Mais le PNG, c'est un format qui a de la transparence. Mais visiblement, ceci, c'est pas du PNG. Alors, je vais demander d'afficher l'image. La voilà. Je vais la sauvegarder. C'est du JPEG. Donc, pas de transparence, mais je vais devoir en créer dans Photoshop. Donc, j'enregistre l'image au format JPEG. Et je l'ouvre dans Photoshop. Donc j'ouvre les étoiles dans Photoshop et il se trouve qu'en fait elles sont enregistrées dans un format vidéo parce qu'il y a ce qu'on appelle les pixels carrés et les pixels rectangulaires. C'est un petit truc ici à aller décocher dans affichage. Il faut décocher la simulation correction du format des pixels. Mais chez vous, ça l'a pas fait en fait. Hein. Vous me dites que vos étoiles sont apparues correctes comme ça. Oui. Parfait. Donc, en fait, c'est peut-être parce que je suis dans une version plus récente. Je suis dans 2017.1 ici, qui est une version assez récente et qui apparemment fait ça. Ok, ben, donc peu importe, vous avez réussi à voir les étoiles là. On va faire en sorte que le fond blanc devienne transparent. Il y a plein de manières de le faire, mais on va en voir une ici. C'est le double clic sur le calque dans la palette des calques. Pour que le calque ne soit plus un calque d'arrière-plan dont la transparence est verrouillée, mais un calque 0, en fait, on peut modifier la transparence. C'est ce qu'il faut, un calque qui n'est plus un calque avec la transparence verrouillée. Donc c'est le double clic sur le calque d'arrière-plan et on convertit en calque 0. Puis vous allez à nouveau double-cliquer sur la vignette calque, voilà, et vous avez les styles de calque qui apparaissent.
Chose qu'on obtient aussi quand on va dans le menu calque, style de calque, option de fusion. Et là, vous avez des curseurs d'écrêtage qui permettent de rendre transparentes certaines parties des images en fonction de leur luminosité. Il y a deux curseurs. Il y a un curseur qui dit qu'on va prendre en compte les pixels de ce calque, et un autre curseur qui dit qu'on va prendre en compte les pixels du calque en dessous de celui-ci. Mais sauf qu'il n'y en a pas en dessous de celui-ci. Donc c'est forcément le curseur du dessus qu'on utilise ici. En fait, le curseur du dessous, ici, on l'utilise très peu. Donc c'est le curseur du dessus, ici, dans les options de fusion, dans les styles de calque, options de fusion. Et vous allez prendre ici le petit indicateur blanc et le déplacer sur la gauche, et vous voyez que le blanc devient transparent. Tout ce qui est plus lumineux que le gris qui est là juste au-dessus, tout ce qui est plus lumineux devient transparent. C'est ça le principe. Et ça, c'est super puissant comme technique. Et on va le réutiliser parce que, par exemple, si vous avez une photo de feu d'artifice sur un fond noir, ou une photo d'une flamme ou une explosion sur un fond noir, vous allez pouvoir sortir le feu d'artifice de son fond noir et le mettre où vous voulez, sur n'importe quel fond, grâce à cette technique un peu plus complexe quand même que ce qu'on voit ici. Là, ce sont des dessins, donc ça va assez vite. Ok, je clique sur OK. Puis je vais recadrer, c'est-à-dire que je vais prendre l'outil de recadrage parce qu'il n'y a qu'une des étoiles qui m'intéresse. Je prends l'outil de recadrage. Et là, vous avez des poignées qui apparaissent et vous allez pouvoir englober l'étoile qui vous intéresse. Voilà. Les pixels qui sont en dehors de cette zone vont disparaître. Sauf si on décoche ceci, mais on ne va pas le faire maintenant, mais ça peut être très intéressant quand on recadre des photos, de faire en sorte que les pixels qui n'apparaissent plus, ils soient toujours là. Ça vous permet de modifier le recadrage par la suite. Mais vous occupez pas de ça pour l'instant, mais je vous dis simplement que on va valider. Et les étoiles, là, les petites sur le côté, vont disparaître complètement. Non seulement elles sont plus visibles, mais en plus les pixels n'existent vraiment plus. On ne peut plus les récupérer. Et puis on va dessiner en blanc sur les étoiles, les petites là qui ne nous intéressent pas non plus. Donc je prends le pinceau et je dessine en blanc. Normal 100%. Donc le pinceau normal. En mode normal 100%. C'est du blanc. Mais voilà, vu que sur le calque, il y a un écrêtage qui a lieu, hein, avec le curseur, eh ben, tout ce qui est blanc devient transparent, donc voilà. Alors, on va... je vais peut-être enregistrer cette image, fichier enregistré au format Photoshop, donc l'image de l'étoile au format Photoshop. Je suis obligé de l'enregistrer en format Photoshop. Je ne peux plus l'enregistrer en JPEG. Le JPEG ne peut pas avoir de transparence. Voilà. Donc j'ai enregistré mon étoile au format Photoshop. J'ai fait enregistrer sous, mais si j'avais fait enregistrer, ça reviendrait au même. Ça me proposerait enregistrer sous, parce que j'ai mis dans cette image des éléments CPSD. J'ai mis dans cette image des éléments qui ne peuvent pas être mis dans un JPEG, donc Photoshop me force à enregistrer au format Photoshop. Et alors je vais déplacer avec l'outil de déplacement cette étoile, je vais la déplacer vers l'éléphant qui est là ouvert. Vous voyez, le calque 2.psb, vous l'avez. Donc vous allez créer un calque dans un objet dynamique en fait. Voilà. Voilà, donc on a déplacé l'étoile et oui, il va falloir que je fasse une petite transformation manuelle parce qu'elle est enregistrée en format vidéo et les proportions ne sont pas gardées. Oui, transformation manuelle, donc commande T, édition transformation manuelle, donc, et puis je bouge une poignée là pour l'agrandir comme ça, voilà. Ok.
J'ai toujours la possibilité, ben voilà, je suis dans l'objet dynamique, calque2.psb, j'ai créé un calque, avec de l'écrêtage, je peux encore double-cliquer pour aller modifier la position du curseur s'il faut. Voilà. Et si je veux dupliquer, on peut, hein. La petite astuce, si vous avez encore des pixels blancs qui apparaissent là sur le bord, Ah oui. vous pouvez séparer en deux l'écrêtage ici avec la touche Alt. Et ça devrait régler un peu le problème. Bon. Il y a possibilité avec... On aurait pu aussi utiliser d'autres techniques pour sortir l'étoile, mais bon. Voilà. Ok. Ça va? Pas mal ça. On peut éventuellement mettre une ombre portée sous cette étoile pour donner l'impression qu'elle se détache un peu de l'éléphant. Ben oui. Sur le calque, là, on va mettre menu calque, style de calque, option de fusion, ou alors double-cliquer comme on a fait. Voilà. Sur le calque, sur la droite, là. Et parmi tous les styles de calque, ben, vous avez l'ombre portée que vous pouvez enclencher. D'accord? Et là, vous avez des curseurs pour régler l'ombre portée. Est-ce que ça marche chez vous? Tu peux juste me répéter s'il te plaît pour aller là-dedans? C'est avec la première vague. Donc, je répète, j'ai l'étoile qui est là, Oui. sur un calque, je double-clique, ça me ramène sur les options de fusion, mais les options de fusion, ce n'est qu'une partie des styles de calque. Je vais maintenant, en plus d'avoir des options de fusion, donc des blancs qui sont rendus transparents, je vais enclencher l'ombre portée et régler l'opacité de l'ombre, la distance, la taille, etc. Mais alors vous voyez qu'on a un problème. C'est que normalement, l'ombre devrait se mettre sous l'étoile. Et ça se met en fait sous l'image de l'étoile. Vous comprenez? C'est parce qu'en fait, il faut savoir que l'effet spécial ombre portée ne voit pas que il y a des pixels qui ont été rendus transparents. Donc cliquez sur annuler, je vais vous montrer la super astuce. N'appliquez pas l'ombre portée. On va faire ceci. On va faire en sorte que les pixels qui sont rendus invisibles par l'écrêtage, là, eh bien, ils soient réellement effacés. Et là, l'ombre portée fonctionnera. Parce qu'actuellement, ce que j'ai, c'est une image d'étoile sur un fond blanc, comme ça, voilà, vous voyez. Et il se trouve que par les styles de calque, j'ai rendu invisible le blanc. Mais il faut qu'il soit plus qu'invisible, il faut qu'il disparaisse les pixels blancs, pour que je puisse mettre mon ombre portée sous la forme de l'étoile. Eh bien, l'astuce, c'est ceci. Au-dessus du calque de l'étoile, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur cette icône de bloc de feuilles. Ce nouveau calque, il est vide. Mais on va demander de le fusionner avec le calque qui est en dessous de lui. On va fusionner les deux calques, en fait. Et pour faire ça, on fait menu calque, fusionner avec le calque inférieur. Donc le calque qui est en dessous de lui. Voilà, le calque vide que j'ai créé est fusionné avec le calque qui était juste en dessous de lui, c'est l'étoile. Résultat, les pixels qui étaient écrêtés ont réellement été effacés. Et quand je double-clique maintenant pour mettre mon ombre portée, ça se met sous l'étoile correctement. Donc vous avez vu comment rendre les pixels blancs invisibles, mais vous avez vu aussi comment les effacer. Pas mal ça, hein? Les possibilités. Oui, on peut aussi ajouter du biseau, mais on ne va pas le faire ici. Ça va compliquer les choses. Voilà. Ok.
Ah tiens, sur l'éléphant, la lumière vient d'en haut à droite en fait, hein. Vous voyez l'ombre sous l'oreille. Donc j'aurais peut-être intérêt à faire en sorte que l'angle de l'ombre portée reflète ça. Vous avez ici les effets spéciaux qui apparaissent sur le calque. Donc, hein. On peut double-cliquer sur le mot ombre portée, ça réouvre en fait, hein, et on peut modifier l'angle. Voilà. On peut modifier l'angle de l'ombre pour que ça corresponde plus à la réalité. Bien sûr, cette étoile, on peut aussi l'agrandir. Commande T. Commande T, donc édition, transformation manuelle. Avec Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, je peux agrandir l'étoile. Voilà. Et alors on me demandait, tu me demandais si on pouvait la dupliquer. Mais bien sûr, hein, comme dans tout logiciel Adobe, quand on déplace un objet en enfonçant la touche Alt, donc une fois que j'ai validé la transformation manuelle, hein, quand on déplace un objet en enfonçant la touche Alt, ben, ça le duplique. Et voilà, ça fait un deuxième calque. Donc je valide et puis tu... Voilà. Et alors pour que ce soit moins monotone, bien sûr, ce deuxième objet, ce deuxième calque qui est activé, je vais à nouveau faire commande T, je vais pouvoir le tourner. Ah ben oui, parce que quand on met le pointeur en dehors du cadre de transformation manuelle, ça permet de tourner. Je peux aussi modifier la dimension. Poignée du coin avec Alt majuscule. Voilà. Valider. À nouveau dupliquer. Transformation manuelle, etc. Voilà. Et pour le tourner, t'as fait comment? Donc pour tourner, c'est une transformation manuelle, commande T. Oui. Je mets le pointeur en dehors du cadre, j'ai la flèche qui tourne. D'accord. Voilà. Amusant. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des calques. À tout moment, je vais pouvoir venir en supprimer un, c'est pas un problème, hein. Ok, donc un éléphant qui est bien arrangé, là. Bon, et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais maintenant enregistrer le contenu de l'objet dynamique, donc l'image calque2.psb. Je ne l'enregistre surtout pas sur le disque dur. Bon, c'est récupérable, hein. Si on fait l'erreur, c'est récupérable. Mais il vaut mieux faire fichier enregistré parce qu'on le réenvoie là d'où il vient, c'est-à-dire dans le montage. En faisant fichier enregistré. Après un certain temps, ça va apparaître sur mon éléphant qui subit la marionnette là-bas. Ah ouais, ça va. Dans les airs comme ça, je me suis trompée. Si je peux le faire. Donc voilà, je ferme l'image calque2.psb et je peux enregistrer le photomontage, oui. Et je ne suis pas obligé de l'enregistrer sous un nouveau nom parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'est sur des calques séparés. En fait, ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on appelle du non destructif. Et c'est ce qu'il faut absolument faire dans les logiciels. Il faut faire en sorte que quand j'amène un élément, quand je modifie, ben, je puisse revenir en arrière. C'est du non destructif. Vous avez vu que les étoiles se déforment avec la marionnette? Elles sont toujours au même endroit sur l'éléphant, mais elles se déforment, hein, suivant les déformations que j'ai mises sur les pattes. C'est pas mal, ça. American Eskimo Dog. Donc on va commencer par détourage d'objets à bord flou. Ah, celui-là. Et puis on fera de la marionnette sur les objets à bord flou. Vous allez voir que c'est un peu différent de ce qu'on avait fait sur l'éléphant. Puis on parlera des corrections couleurs sur les images avec les courbes. C'est juste une première approche pour régler le contraste et un peu la coloration parce qu'on va travailler sur un chien blanc, donc corriger les couleurs dessus, ça va être un peu compliqué. Puis on parlera de la netteté. Après avoir transformé le calque en objet dynamique pour que la netteté puisse être modifiée autant qu'on veut. Et puis on parlera de créer un objet réaliste sous l'objet. Cyril, tu fais la même chose?
Donc voilà, dans Google, j'ai juste tapé dog. Normalement, j'aurais dû taper public domain ou régler les recherches de Google pour qu'il me montre des images que j'ai le droit d'utiliser, mais je vois que celle-là peut être intéressante et elle fait partie de Wikipédia, donc elle est forcément du domaine public, alors on va démarrer sur celle-là. Donc n'oubliez pas de demander d'afficher l'image pour vraiment voir l'image en haute définition avec tous ces pixels. Enfin, haute définition. Il n'y a pas énormément de pixels dans cette image, mais voilà. Elle fait 1200 sur 1019 pixels, donc c'est un peu plus qu'un mégapixel. C'est pas génial, mais bon. On va faire avec ça. Un Esquimau américain, il est marqué. Ok, donc on va lancer Photoshop et on va faire le détourage du chien pour pouvoir le sortir et le mettre dans n'importe quel décor. Et vous avez vu que ça, c'est pas si évident que ça puisqu'il a quand même des bords flous. Donc il va falloir travailler ça. Donc dans Photoshop, j'ai pas remis Photoshop à 0 en le démarrant, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vais peut-être demander menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. En tout cas, les palettes sont revenues comme ça en place. Et j'ouvre l'image là où je l'ai mise. Voilà. Bon, voilà, clairement, si vous comparez l'image dans le navigateur et l'image dans Photoshop, dans mon cas en tout cas, il y a un changement dans la couleur. Donc on avait vu que c'est lié au fait que Photoshop ne sait pas pour quel matériel l'image a été prévue. Donc il prend les valeurs de pixels et il les envoie sur l'écran comme ça, sans faire aucune correction, aucun ajustement, pour que les couleurs soient vues correctement. Vous voyez ici en bas, à gauche de la fenêtre, possibilité d'afficher le profil du document, c'est-à-dire pour quel matériel elle est prévue, et Photoshop dit, ben, c'est du RVB sans description. Donc ça veut dire que l'image a été mise sur le web, et dans l'image, il n'y a rien qui indique pour quel matériel elle est prévue. Elle est certainement prévue pour un écran web, puisqu'elle est sur Wikipédia, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, on la transforme, avant de la mettre sur le web, sur Wikipédia, on la transforme pour qu'elle soit prévue pour des matériels sRGB, donc c'est une image sRGB. Ok, alors ici dans Photoshop, je vais indiquer à Photoshop que c'est une image prévue pour des matériels bas de gamme sRGB, donc le matériel, les écrans habituels des internautes. Menu édition, attribuer un profil. Il ne s'agit pas de transformer les pixels de l'image, donc c'est pas convertir en profil, c'est juste dire à Photoshop pour quel matériel elle est prévue. C'est édition, attribuer un profil à l'image. Et je vais attribuer le profil sRGB. Voilà, et là la couleur de l'herbe ressemble assez bien à ce qu'elle était dans le navigateur. Je pense que c'est assez flagrant. Voilà, donc les couleurs changent, mais en fait les pixels dans l'image n'ont pas changé du tout. Ce qui change, c'est juste la manière dont Photoshop affiche l'image sur l'écran. Il fait de la compensation à l'affichage, il fait, en fait dans la fenêtre de l'image, ici il fait une simulation du matériel bas de gamme. Je vois l'image comme si j'étais sur un moniteur bas de gamme. Donc on a été chercher une image sur le web et on a indiqué à Photoshop pour quel matériel elle était prévue. Et plus tard, quand vous allez créer des choses dans Photoshop, vous allez créer des images pour du matériel performant, pour un écran plus performant qu'un écran de bureautique. Et vous allez faire le chemin inverse quand vous allez mettre ces images sur Internet, vous allez devoir les adapter au sRGB. Mais ici, c'était une image qui était sRGB et je l'ouvre pour pouvoir l'utiliser dans Photoshop
et récupérer les couleurs correctes. Ok. Bon, touche F sur le clavier pour passer au plein écran. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Double clic sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Donc chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. Ça va ça? Touche F, barre d'espacement, double clic sur la loupe. Ok, donc détourage de la bestiole. Bon, il lui manque ses bouts de pattes, mais c'est pas grave, ça peut se recréer. Elles sont cachées dans l'herbe, mais ça pourra se recréer assez facilement, soit en inventant une forme de patte, ça dépend à quelle distance il sera vu dans le montage, hein, à quelle précision il sera vu dans le montage, soit en allant chercher des pattes sur un autre animal sur le web et en les mettant ici, et en accordant ça. À mon avis, cette patte-ci, non, elle n'ira pas, parce qu'on pourrait, oui, mais c'est... elle n'est pas posée sur le sol, et donc c'est quand même pas génial. Bon. Alors un peu plus tard, on fera du détourage sur des objets complexes comme des cheveux et des arbres, avec un processus semi-automatisé, en fait. Mais ici, on va faire ça rapidement. Donc je note quand même que plus tard on devra voir détourage sur objets complexes comme des arbres ou cheveux ou tout autre objet du genre, quoi. Vous voyez le... Voilà. C'est la méthode de la couche alpha retravaillée. Ici, on va donner l'impression qu'il a un pelage duveteux. Et on va... je vais faire passer la palette des outils déjà en 2 colonnes, ici, avec la petite icône, là. Et puis, on va aller enclencher le Quick Mask. Le mode masque. Alors, du coup, eh bien, dans la palette des couches, en dessous des couches constitutives de l'image, on a une couche alpha temporaire, un masque qui est apparu là. Et on est en train de travailler sur lui. C'est lui qui est activé dans la palette des couches. On travaille sur le masque. Si on désenclenche le Quick Mask, cette couche temporaire s'en va et on est en train de travailler sur l'image RVB. Si on réenclenche le masque, on voit qu'on travaille sur le masque. Et alors, on va devoir prendre un pinceau. Le pinceau. Et on va travailler avec une brosse à bord floue en dessinant en noir dans le masque, puisqu'actuellement tout est blanc. On va dessiner en noir dans le masque. Vous avez bien du noir dans la case de premier plan aussi, sinon il faut remettre à 0 avec la petite icône là. Alors, je vous rappelle le raccourci clavier pour le pinceau. Vous avez les touches CTRL-ALT, vous les enfoncez toutes les deux. Qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est toujours CTRL-ALT. Et alors, sur le Mac, c'est le bouton gauche, sur le PC, ce sera le bouton droit. Il faut faire un clic et glisser pour modifier le diamètre. Un clic et glisser de gauche à droite, donc on enfonce la souris et on bouge. De gauche à droite, c'est le diamètre, et de haut en bas, c'est la dureté. Et alors là, je vais travailler avec une brosse à 0% de dureté. Donc elle a des bords flous, comme on le voit. Comme on voit le rouge qui se fond vers le transparent quand on clique. C'est une brosse à bord flou. Et alors, vous allez devoir dessiner l'intérieur du chien. Et il va falloir, en fonction des endroits, modifier le diamètre de la brosse. Par exemple, à cet endroit-ci du chien, là, il y a du flou, mais du flou qui, à mon avis, sera moins flou que sur la queue, là.
Donc je vais prendre une brosse pas trop grande et je vais dessiner. Et alors ici pour l'exercice, je vais laisser le bout des poils en dehors du trait en fait. Vous voyez que je n'inclus pas le bout des poils. Sinon, quand je vais amener la bestiole vers une autre image, j'aurai de l'herbe verte qui va apparaître. Donc ici, ce que je vous montre, c'est vraiment une méthode rapide pour faire une sélection sur un objet à bord flou. Ça va donner pas mal. On va voir, quand on le mettra sur un autre décor, on verra à travers le duvet sur le bord du chien, on verra le décor, le nouveau décor. Et c'est une méthode rapide. C'est le genre de truc, si on le fait sans expliquer et en ayant l'habitude, ça prend moins de 3 minutes hein, pour faire ça, sans aucun problème. Bon, je vous rappelle que ce qu'on avait vu la fois passée, la logique, ce serait de faire ça dans un premier temps très rapidement, mal, et amener le chien dans le nouveau décor, et à ce moment-là décider, tiens, est-ce que c'est vraiment ce chien-là qu'il faut, avant de commencer à passer du temps à faire une sélection propre. Donc c'est un conseil que je pourrais donner, c'est de faire ça rapidement. Mais ici, on va quand même essayer de le faire proprement, hein, puisque je suis convaincu que ce chien, il sera bien pour ce qu'on veut faire. Ok, alors... La suite, vous voyez que je zoome avec Alt roulette. Oui, alors bonne question. C'est vrai que si on a débordé, ben, on a toujours le commande Z sur le Mac, le CTRL Z sur le PC, pour aller en arrière, annuler les traits de pinceau. Mais on peut aussi enfoncer la touche X sur le clavier, pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Donc là, on dessine en blanc, et alors on peut dessiner par l'extérieur. Ça va fonctionner. Voilà. Ok. Alors je continue parce que c'est pas si évident que ça à faire. Je vais zoomer avec Alt roulette sur la tête et là on a les oreilles qui sont nettes. Donc je vais faire un pinceau plus petit, toujours flou mais plus petit, et je vais aller d'abord touche X pour redessiner en noir, voilà. Je vais aller dessiner la forme des oreilles. Toujours en essayant de laisser le bout des poils dans la zone, en dehors de la zone dessinée ici, pour éviter d'avoir du vert qui va se transférer ailleurs. Bon, s'il y avait des pixels de pelouse verte qui étaient transférés dans une autre image, on peut les cibler et les faire devenir gris. C'est techniquement possible aussi. Hein. Ok. Et donc ça demande un peu de sens artistique, un tout petit peu de sens artistique ici, de sentir les choses. Vous voyez que je zoome souvent en avant, en arrière. J'utilise le raccourci clavier plutôt que Alt roulette, j'utilise barre d'espacement, touche commande sur le clavier, c'est une habitude. Alt roulette, ça marche très bien aussi. La queue ici, une brosse peut-être un peu plus grande que pour le reste, etc. Et voilà, je dessine tout l'extérieur. Tout le contour du chien, là. Sans me soucier d'essayer de reproduire la forme des poils. Ici, c'est du détourage rapide. Et vous voyez, par rapport à l'éléphant, c'est quand même une approche différente. Et voilà, et puis je vous conseille d'enregistrer le fichier. Ça va, vous arrivez à faire l'intérieur du chien à peu près comme ça? Donc comme on le voit, on a dessiné la forme ici. Bien, à partir de là, on peut continuer le travail pour remplir l'intérieur en ne voyant plus par superposition l'image. C'est-à-dire que dans la palette des couches, pendant que vous avez le masque là qui est affiché, bien sûr, puisqu'on est en train de travailler sur lui, vous allez enlever l'œil en face de RVB. Et là, on voit uniquement le masque. C'est là que je vois qu'il reste des petites traces grises suite à mes corrections tout à l'heure. Donc je vais aller dessiner en blanc sur elle. Voilà.
Puis je redessine en noir, touche X. Et là, je vais remplir l'intérieur. Oh, comme c'est facile. On triche. Faut essayer de ne pas déborder pendant que vous remplissez l'intérieur, bien sûr. Pourquoi tu vas bien l'intérieur, il faut le Bon. Ah oui, si on ne remplit pas l'intérieur, on aura un contour de chien sans l'intérieur, quand on va l'emmener vers un autre décor. Bon, il y a une technique qui consiste à sélectionner à la baguette magique l'intérieur et dilater la sélection, puis remplir de noir. Ici, on le fait rapidement, c'est vite fait. Je vous rappelle que si vous travaillez au stylet, c'est plus rapide encore qu'à la souris. Et ici, À terme, la retouche photo, les manipulations comme ça avec un stylet, c'est mieux. Ça va plus vite, ça fait moins mal aux doigts, aux articulations des doigts, à force. Si vous faites des erreurs, vous faites commande Z, et pour aller plusieurs fois en arrière, c'est commande Alt Z. Vous avez aussi la possibilité d'afficher la palette historique. Hein. Menu fenêtre, historique. Où est-elle? Elle est là. Ok, je vais la déplacer là. La palette historique qui permet de voyager dans la construction de l'image. On avait vu ça, la palette historique. Rapidement, je vous avais peut-être montré qu'on peut aller en arrière comme ça avec la palette historique. Ça vous montre toute la construction sur l'image, les différentes actions. On va la voir aussi parce que ça permet d'être créatif rapidement dans Photoshop, sans devoir faire de sélection et de calque. C'est une des techniques dans Photoshop, la palette historique. C'est pour ça que je marque ça ici. Voilà. Ok, on va voir ce que ça donne. On va désactiver le Quick Mask. La couche alpha temporaire dans la palette des couches, elle disparaît. Et à la place, ben, on a ce qui est symbolisé ici sur l'icône, une sélection en pointillé. Donc qui sélectionne tout sauf le chien. Ce qui est sélectionné là, c'est entre le bord de l'image et le chien. C'est normal parce qu'en fait, dans une couche alpha, ce qui sélectionne, c'est ce qui est blanc, et ce qui ne sélectionne pas, c'est ce qui est noir. Et nous, on a dessiné le chien en noir, qui apparaissait rouge transparent, mais ça, c'est un détail. C'était pour nous faciliter la tâche. Hein. Bon, ben, il suffit d'inverser la sélection. Menu sélection, intervertir. Vous avez un raccourci ici, évidemment, si vous utilisez souvent ça. Vous vous souvenez de majuscule CTRL-I sur le PC, majuscule commande I sur le Mac. C'est sélection intervertir, et voilà, c'est bien le chien qui est sélectionné. Bon, alors avec ce chien qui est sélectionné, oui, les pointillés ne vous montrent pas le flou, mais il est réellement là le flou. Il est réellement là le flou, mais les pointillés ne savent pas le montrer. Ben, on va faire en sorte que cette sélection devienne le masque de fusion du calque actuel. Le chien, il est sur un calque, un niveau de construction, c'est pas une couche. Hein. Les couches, c'est vraiment ce qui se mélange pour créer les couleurs. Hein. Les calques, ce sont des niveaux de construction, différents objets. Donc c'est sur le calque là actuellement, il n'y a rien qui masque certains des pixels. Et ben, on va ajouter la sélection en tant que masque de fusion sur le calque. Et pour faire ça, vous avez par exemple menu calque en haut de l'écran, menu calque, masque de fusion, et on demande faire apparaître la sélection. On veut que le masque fasse apparaître la sélection. Ok. Je vais enregistrer le fichier sur disque dur, on n'est jamais trop prudent. Pour les pattes qui manquent, on va aller les chercher dans une autre image. C'est l'occasion de voir un peu du trucage. Vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Bon, si vous faites ça sur des êtres humains, essayez de mettre pas deux mains gauches. Sur un chien, ça passera, mais s'il y a deux pattes gauches, mais sur un être humain,
fait encore, quoique ceux qui s'y connaissent en chien, évidemment, si c'est, ça dépend de ce qu'on va faire avec l'image. Ok. Ah, ici, je vais rapidement aller modifier le damier de transparence de Photoshop parce il fait mal aux yeux. Je pense qu'on en avait déjà parlé, ça, dans les préférences. Édition préférence sur le PC ou menu Photoshop préférence sur le Mac. Et on a transparence et couleurs non imprimables. La partie qui m'intéresse, c'est la partie transparence ici. On avait certainement été mettre une couleur moyenne avec une grille espacée. Et on avait même été faire en sorte qu'une des deux couleurs soit plus proche de l'autre. En cliquant dessus et en bougeant. Il faut regarder comment le damier se modifie là. Voilà. Ok. Ok. Voilà, c'est quand même un peu plus agréable quand on a un damier de transparence comme ça. Et ce sera valable pour toutes les autres images. C'est des préférences. Tant qu'on ne remet pas à zéro au Photoshop, le damier sera comme ça. Quand on visualise de la transparence. Bon, ben on va aller chercher des pattes d'un autre chien pour essayer de les mettre sur celui-ci. Donc, j'avais trouvé un chien là. Alors, je pense que si vous tapez ceci dans Google, vous devriez trouver l'image. Je vais refaire le test ici. Dans Google. Voilà. Bon, ben là, il y a des pattes qui sont un peu plus visibles. Donc on va peut-être utiliser ces pattes-là pour l'autre chien. On va essayer de faire une fusion entre les deux. C'est le bout des pattes qui m'intéresse, donc... Ok, donc afficher l'image. Enregistrer. Ouvrir dans Photoshop. Oui, éventuellement attribuer le profil sRGB. Édition, attribuer un profil. Et alors là, je suis revenu en affichage fenêtre avec la touche F. Je suis sorti du mode plein écran avec la touche F. Et j'ai obtenu ceci. Donc je suis passé de là à là en appuyant 2 fois sur la touche F. Et je vais détacher l'onglet. Voilà, vous avez deux images séparées. Et ça c'est pratique, parfois. Quand on les superpose, elles se remettent ensemble. Bon, voyons ça. Ben déjà, il faudrait que les pattes soient dans l'autre sens pour correspondre au chien que j'ai déjà. Donc, menu image, rotation d'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Menu image, rotation d'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Ok, alors ben, je vais utiliser... Bon, on va peut-être commencer par la patte arrière droite. Voilà. On va faire une sélection au lasso libre. Voilà. En entourant sans essayer d'aller sur le bord. Voilà, comme ça. Et puis on va déplacer avec l'outil de déplacement. Je mets dans la zone, j'ai la paire de ciseaux, je fais un cliquer-glisser vers l'autre image. Et voilà.
Donc j'obtiens sur un calque les pixels qui étaient sélectionnés dans l'image du chien blanc. Alors, on aura besoin aussi d'une patte avant. Voyons ça. Oui, on va refaire la même chose. La patte, oui, je vais utiliser la patte avant droite comme si c'était une patte avant gauche, ça devrait passer. Bon, si c'est pour un concours canin, les spécialistes verront tout de suite qu'il y a une Sakwaken Vanin, mais ici ça devrait aller. Donc, sélection. Outil de déplacement. Cliquez, glisser. Et voilà. Donc un deuxième calque avec une deuxième patte. C'est du bricolage, mais on est quand même souvent amené à faire ça. Pour montrer quelque chose qui n'existe pas, parce que ça a été masqué par autre chose par devant. Ça permet de sauver les photos. Ok, donc vous activez le travail par exemple sur la patte avant le calque, donc voilà. Et on va ajouter un masque de fusion dessus. Donc pour ajouter un masque de fusion, vous pouvez cliquer sur le raccourci du masque de fusion ici. Ça ajoute un masque de fusion qui est totalement blanc, donc qui laisse tout apparaître. Puis on va prendre le pinceau et dessiner en noir dans ce masque de fusion. C'est bien le masque de fusion qui est activé, oui, c'est lui qui est encadré. Parce que quand on a un calque avec un masque de fusion, soit on travaille sur la couleur, soit on travaille sur le masque. Et donc avec le pinceau, je vais détourer. Pinceau flou quand même, parce qu'il y a... oui, c'est quand même un duvet, quoi. On a encore des herbes, mais bon c'est pas très grave. Ça pourra se supprimer après aussi. Au tampon. Ne vous en faites pas pour les herbes, on va les supprimer au tampon après. C'est discret de toute façon. Un petit enregistrement de temps en temps. Ok, il y a plein de manières de procéder. C'est typique dans Photoshop. Hein. On arrive au même résultat par différentes manières. Donc je vais vous montrer une manière de faire et puis une fois qu'on a compris le fonctionnement de Photoshop, on prend un chemin ou l'autre pour y arriver. Ce que je vais faire ici, bon, mon masque de fusion a fait ce qu'il devait faire. Il a masqué correctement les pixels. Donc on va dire c'est bon. Je vais m'en débarrasser du masque de fusion. Je vais prendre la partie droite du calque et le mettre dans la petite corbeille dans le bas de la palette des calques. Et là, il y a un message qui apparaît. Est-ce qu'il faut appliquer le masque au calque avant de supprimer? Ben oui. Parce que si je clique sur supprimer, ça va supprimer le masque comme s'il n'avait jamais existé. Les pixels masqués vont réapparaître. Moi, je veux l'appliquer. Comme ça, les pixels masqués vont être effacés de la partie gauche du calque. Donc, je clique sur appliquer. Ce qui va me permettre de remettre un nouveau masque de fusion pour faire la fusion entre la patte du chien ici et la patte de celui-ci. Une transition, quoi. Et quand tu dis fusion, il va aller choper le nom?
Donc il est possible de mettre plusieurs masques de fusion sur un seul calque, mais c'est un peu compliqué. Donc ici, la méthode que je vous propose, c'est d'abord de supprimer le premier, en faisant en sorte que les pixels masqués soient effacés. Donc on garde la même chose en fait, hein, visuellement. Et puis on va aller remettre sur ce calque un masque de fusion pour faire une transition. Donc vous appuyez sur le bouton d'ajout de masque de fusion et là-dedans on va pouvoir dessiner au pinceau noir pour faire un flou. Vous pouvez déjà essayer là. Pinceau en noir dans le masque de fusion qui est encadré. C'est lui qui est encadré. Je travaille sur le masque. Voilà. Vous voyez qu'on a une fusion. J'annule. Je vais faire un pinceau plus grand. Encore. Zoomer en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on va avoir une fusion entre cette pâte-là et la pâte originale. Alors typiquement, vous allez le voir qu'il y a eu de la retouche, mais à la fin, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu la photo ne verra pas tiens, il y a un truc bizarre, la patte du chien. Voilà, donc gros pinceau flou et on aménage la transition. Si on est allé trop loin, touche X et on dessine en blanc. Et ça met du blanc dans le masque et ça fait réapparaître. Bon, là, on a de la chance que la pâte a à peu près la bonne taille, mais il va falloir de toute façon faire une transformation manuelle. Alors, on a un calque avec un masque, et entre les deux, on a une chaîne. Ça veut dire que quand on va faire une transformation sur une partie, l'autre partie va suivre, en fait. Hein. Donc, si je fais une transformation sur le masque, les pixels ici vont subir la transformation aussi, parce que les deux sont chaînés. Donc, on y va. On fait édition transformation manuelle ou commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. On bouge, on tourne, en mettant le pointeur à l'extérieur du cadre, on bouge, voilà. On agrandit avec le pointeur sur le coin du cadre et la touche majuscule enfoncée. Voilà, ça agrandit. Si vous enfoncez la touche Alt en même temps, ça agrandit par le centre. Voilà, il s'agit ici de trouver à peu près la bonne position. Tout en sachant que le dessus de la pâte va disparaître en fait. On va jouer au pinceau noir dans le masque en fait. Hein. Bon, c'est le genre de truc on peut le faire avant d'enclencher la transformation. On peut avoir diminué l'opacité pour voir les deux images en même temps. Parce que là, la pâte ici masque complètement ce qu'il y a derrière, mais ça marche quand même. Mais parfois, on doit diminuer l'opacité pour la rendre transparente temporairement, le temps de la positionner. Bon, ben quand c'est fait, vous appuyez sur le petit V là au-dessus par exemple, et voilà, c'est transformé. Allez, on travaille sur le masque et on va travailler au pinceau en noir pour faire la fusion. Pour l'instant, ça choque toujours parce qu'il a une pâte qui est en couleur au bout, mais on va retirer la couleur de la pâte. Hein. On va retirer la couleur de la pâte, comme ça, ça va se fondre dans le reste. Enfin, oui, on va désaturer. Allez, on va essayer maintenant d'enlever la couleur. On travaille sur la partie gauche. Ça a été pour le masque, pour faire la fusion. On travaille sur la partie gauche et on va désaturer. On ne va pas utiliser ici de calque de réglage, on va directement attaquer les pixels. Ça, on verra après, les calques de réglage. Vous allez voir que c'est intéressant, mais ici, c'est un petit réglage. Mais je vais quand même enregistrer avant, parce que si je foire tout, au moins, j'aurai la version enregistrée. Vous voyez que je change le numéro chaque fois à la fin, là. Je vais même enregistrer 2 fois de suite. J'ai enregistré en mettant le numéro 4, j'enregistre en mettant le numéro 5. Comme ça, je suis certain que le 4, il contient le chien tel qu'il est là maintenant et ça ne va pas bouger si je fais
une sauvegarde. Maintenant, ça va aller dans 5. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En sauvegardant 2 fois de suite, en mettant un numéro différent, l'avant-dernière sauvegarde n'est pas modifiable par Photoshop par erreur. Donc c'est une sécurité. On a bien la partie gauche du calque qui est activée. On va aller dans Images, Réglages. Et on va aller jusque Teinte, Saturation. Image, Réglage, Teinte, Saturation. Alors, ce genre de réglage, là, image, réglage, teinte, saturation, on le fait de moins en moins, parce que c'est ce qu'on appelle de la correction destructive, c'est-à-dire que les pixels de ce calque ici vont réellement être modifiés. Maintenant, on fait de plus en plus dans Photoshop, évidemment, de la correction non destructive. Alors, vous avez la case aperçu qui est cochée. Vous allez pouvoir essayer déjà de désaturer en enlevant la couleur, parce qu'il n'a pas beaucoup de couleur, le chien. Il est quand même un peu jaunâtre, mais donc je ne suis pas obligé d'aller au minimum. Voilà. Éventuellement changer un peu la coloration, mais on la voit quasiment plus avec le curseur teinte. En tout cas, voilà, ça permet déjà de faire quelque chose de plus correct. En enlevant la couleur comme ça. Alors, voyons un peu à quoi ressemble le chien sans cette patte-là. Ouais. Donc je peux aller retravailler le masque. On va pas faire du perfectionnisme ici. C'est globalement, on va dire que ça va. Voilà. Vous voyez que j'hésite pas à prendre une grande brosse, touche X pour me dessiner maintenant en blanc. J'hésite pas à prendre une grande brosse pour faire le flou. Ok. Ouais, elle est fort lumineuse, hein. Il faudrait diminuer sa luminosité, mais oui, c'est vrai qu'il y avait possibilité dans teinte saturation de diminuer un peu la luminosité. Vu qu'on n'a pas encore étudié le réglage de courbe, ça peut-être être une solution. Oui, voilà, c'est un peu mieux. En ayant un peu diminué l'opacité, la luminosité, je veux dire, ici. Ok, bon. Je vous laisse faire la deuxième rapidement. Je recommence l'opération ici. J'active le calque de la patte. Je vais ajouter un masque de fusion. Je vous propose de regarder et puis d'essayer de le faire tout seul. Donc après avoir activé le calque, je vais ajouter un masque de fusion. Au pinceau en noir, je vais aller faire le détourage pour enlever le décor qui n'a pas de lieu d'être. Voilà, donc je vais maintenant jeter le masque à la corbeille en disant que je l'applique. Donc les pixels qui étaient masqués sont effacés. J'aurais pu aussi travailler à la gomme directement, mais l'avantage du masque, c'est que je peux corriger. Si j'ai foiré, je peux faire réapparaître en dessiné en blanc. Là, je fais un commande T, c'est édition, transformation manuelle. Et je vais essayer de positionner cette patte de manière plus ou moins correcte à la dimension plus ou moins qu'elle doit avoir. C'est surtout le bout de la patte qui m'intéresse donc. Ok, je valide. J'ajoute un masque de fusion pour pouvoir faire la fusion. Au pinceau. En noir. Au gros pinceau flou là. Voilà. Je travaille sur la partie gauche
c'est la pâte en couleur. Je vais dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Je désature. Je change éventuellement un peu la coloration. La luminosité. Voilà. Je retravaille un peu le masque, donc partie droite. Alors il y a différentes exigences de qualité. Si c'est quelque chose qui doit être fait rapidement, vraiment, on peut y passer soit 30 minutes si c'est quelque chose de très important et qu'il y a le budget, ou alors il faut y passer moins de 5 minutes si c'est quelque chose pour lequel on n'a pas le budget. C'est vraiment, on ne peut pas dire que la qualité ici est très bonne ou mauvaise, ça dépend du budget qu'on a. On est de toute façon clairement sur une retouche qui doit être rapide parce qu'on a démarré d'images qui sont au niveau qualité, c'était du 1 mégapixel, c'est certainement pas avec ce genre d'image qu'on vise la qualité et imprimer en grand ou afficher en grand le chien. Mais bon, c'était intéressant parce que ça arrive souvent qu'il faut corriger des choses manquantes comme ça en allant les chercher ailleurs. Ou dans une autre photo du même sujet, si vous avez fait un shoot, plusieurs photos du même sujet. Donc, pour ce qui est de l'herbe, là, c'est ça, l'herbe ici. Hein. Ouais, tu vois. Bon, ce qu'il faut faire, c'est activer le calque et surtout la partie gauche du calque qui contient ces pixels-là. Celui-ci, oui. Et puis, on va les dupliquer. Ah oui, il y a ça, là, oui. Et oui, moi j'en ai un petit peu devant, c'est ça que... Ah, c'est les poils d'herbe d'origine. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, 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 oui. En effet. Donc, voilà comment on va faire. On va créer un nouveau calque au-dessus de tout. D'accord. Avec le bloc de feuilles dans la palette des calques, on a un calque au-dessus de tout. Ok. Et on va faire de la duplication pixel. C'est-à-dire que on va prendre le tampon. Et on va prendre une brosse floue, pas trop grande. Parce qu'en fait, je vais aller puiser des pixels ici et en mettre sur les herbes là. Mais aussi en puiser là et les mettre sur les herbes là. D'accord? Avec le tampon. Ça va, vous avez le tampon? Vous travaillez sur un calque? Voilà, parce que je suis... Alors, pour que le tampon aille chercher des pixels dans les autres calques, il faut absolument que, ici, à échantillonnage, dans les options de l'outil tampon, donc au-dessus, il soit indiqué tous les calques, par exemple. Ou actif et inférieur, dans ce cas-ci, ça marche. Mais si vous laissez le tampon avec son réglage d'origine, calque actif, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va essayer de prendre des pixels uniquement sur lui-même. Il n'y en a pas dedans. Et en plus, c'est pas les bons. C'est mieux tous les calques alors. Tous les calques, voilà. Puis, il faut indiquer qu'on puise des pixels à cet endroit-là, en enfonçant la touche Alt et en cliquant. Ensuite, on n'enfonce plus la touche Alt et on va aller dupliquer là. Voilà. Puis, Sur l'herbe alors, où je vois l'herbe. oui, sur l'herbe. Toujours touche Alt, je Oh, clique. oui, ça. Et puis, je vais dupliquer là. Il est là. Voilà. Donc, c'est de la duplication de pixels. Ah, mais alors après, t'as l'herbe qui fait pareil quand j'ai trop Mais il ne faut loin. pas le faire trop près. Bah oui, laisse, je suis... Alors, si on enlève les yeux en face des autres calques, on voit ce qu'on a créé là. On a été chercher dans les autres calques des pixels. C'est le tampon, c'est le trucage. Bon, ça peut se faire aussi avec une brosse plus grande et en diminuant l'opacité pour faciliter l'intégration. L'opacité du tampon, comme ça, il fait de la transparence. Ça peut aider. Touche Alt et puis aller dupliquer. Voilà. C'est pas évident du tout le tampon, il faut vraiment tester.
Ah oui, il y a encore des herbes là aussi. Bon, même principe, hein, sur le même calque. Je remonte un peu l'opacité ici, je vais la remonter à 100%. Touche Alt. Et puis aller dupliquer. Voilà. Pas trop près. Ok, ok. Bien, on va zoomer en arrière et on va augmenter la zone de travail autour ici avec l'outil de recadrage. Outil de recadrage. Vous prenez la poignée du coin, vous agrandissez tout simplement. Voilà. Faites quand même pas mal de place autour comme ça parce qu'on va créer des ombres sous la bestiole. Des ombres réalistes. Vous validez avec le petit V là au-dessus et vous avez agrandi la zone de travail. Donc on voit qu'on a ajouté de la transparence tout autour de la photo originale. Alors, vous pouvez activer le calque tout en dessous, celui de la bestiole, et on va créer un calque en dessous de celui-là, un calque vide. Pour arriver à faire ça, vous faites un commande-clic ou un contrôle-clic si vous êtes sur un PC, sur le bloc de feuilles. Commande-clic, ça crée un calque tout en dessous de celui qui est activé. Sinon, par défaut, ça crée au-dessus, en fait. Bon, si vous oubliez cette astuce, c'est pas grave, il suffit de créer au-dessus et de déplacer manuellement en dessous. Hein. Comme ça. Voilà. Et dans ce calque, on va mettre une couleur. Bon, on va mettre du blanc, on va voir avec du blanc ce que ça donne. Le chien blanc, on va voir ce que ça donne. Édition remplir avec blanc. Normal 100%, et vous cochez pas ça. Sinon, ça ne se mettra pas sur les parties transparentes, et il n'y a que ça dans le calque, des parties transparentes. Donc cochez pas conserver les zones transparentes. Donc c'est édition remplir avec blanc normal 100%. Voilà. Ah bah ça va. Malgré qu'il est blanc, on le voit encore sans problème. Ok. Donc là, on va créer des ombres entre le chien et le fond blanc. Alors pour simplifier l'aspect de la palette des calques, on va faire un groupe en fait. Vous allez cliquer sur le calque du dessus et avec la touche majuscule, vous cliquez sur le calque du chien. Donc en fait, tout ce qui concerne le chien est activé. Et puis on va demander à Photoshop de mettre tout ça dans un groupe de calques. Menu de la palette des calques. Nouveau groupe d'après des calques. Ok. Et voilà, les calques sont dans un groupe et ça simplifie l'aspect de la palette des calques, de faire des groupes. Oui, ça marche aussi quand on clique directement sur l'icône du groupe ici. Donc vous choisissez. Vous pouvez utiliser l'icône aussi. À partir du moment où il y a des calques qui sont activés, ils vont aller dans le groupe. C'est parfait. Alors le calque blanc et le groupe, je les active en faisant clic, majuscule, clic. Et je vais les verrouiller parce qu'on n'a plus besoin de travailler sur eux pour l'instant et par sécurité, je vais appuyer sur tout verrouiller ici.
Voilà, ils sont verrouillés. Donc je ne sais plus les modifier pour l'instant. On va créer un calque vide entre le calque blanc et le groupe. Bon, ben j'active le calque blanc et je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Ça va créer un calque vide juste au-dessus. Alors ce calque vide va contenir une ombre qui va se mettre sous une des pattes. Et donc, pour donner l'impression que c'est une ombre avec de la profondeur, de la perspective, on va faire une ombre en forme d'ellipse. Donc vous prenez le pinceau tout à fait normal, vous remettez à 0 les couleurs dans la palette des outils. On travaille avec du noir. Vous allez agrandir le pinceau, CTRL-ALT-clic gauche du Mac ou droit du PC. Donc c'est CTRL-ALT, vous agrandissez pour avoir une brosse floue à peu près de la dimension de la patte, comme ça. À peu près, de toute façon ça n'a pas d'importance, parce qu'on va modifier après. Voilà. Ok. Bon, il y a deux manières de faire. On peut demander que la forme soit directement en forme d'ellipse au lieu d'un cercle. Ou alors on peut faire un cercle et puis l'aplatir par transformation manuelle. Bon, on va essayer ça, on va essayer de faire un cercle et l'aplatir par transformation manuelle. Donc sur le calque là, vous allez avec le pinceau régler en opacité 100% normale et la peinture noire, vous allez simplement cliquer. Voilà. Donc c'est vraiment juste un clic pour faire une boule noire floue comme ça. Alors on va faire une transformation manuelle, donc vous faites un CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac, ou menu édition, transformation manuelle. Et alors on va aplatir cette forme avec la poignée là au-dessus. Voilà, il faut obtenir une ellipse un peu comme ça. Pendant que vous êtes en transformation manuelle, vous allez pouvoir déplacer en mettant le pointeur au milieu n'importe où sauf sur la cible du milieu. Parce que ça c'est le centre de rotation, ça ne nous intéresse pas. N'importe où dans le cadre, vous pouvez bouger, la bouger sous la patte. Voilà. Et ensuite il va falloir redimensionner, repositionner. Alors ça demande un peu d'esprit d'observation pour savoir ce qui va donner un aspect réaliste. Là je suis content, je vais valider avec le petit V. Voilà. Et on devrait avoir une impression d'ombre sur le sol. Voilà. Bon, c'est pas fini, il faut aussi faire la même chose, mais on va le faire ensemble sous la patte arrière, enfin sous tous les éléments qui touchent le sol. Et puis il faudra faire une ombre globale. Cette technique fonctionnera aussi pour tout type d'objet, un aspirateur, une voiture, n'importe quoi que vous voulez poser sur un fond blanc. Donc idéal pour vraiment mettre en valeur, comme dans une encyclopédie ou comme dans un site web où on vend des objets, mettre en valeur les objets. Cet exercice, en général, quand je le donne à des groupes dans lesquels il y a des photographes et des graphistes, la différence de résultat est assez époustouflante parce que les photographes obtiennent des résultats tout à fait foireux, ça ressemble à rien du tout. Des gros vers de terre noirs et les graphistes, ils arrivent à faire quelque chose. Donc c'est une question d'habitude avec la chose graphique en fait, parce que c'est du graphisme ici. Avec l'habitude, ça vient. Alors on va prendre l'outil de déplacement et le contenu de ce calque, on va le déplacer en enfonçant la touche Alt. Donc dès qu'on enfonce la touche Alt, on voit que le curseur change d'aspect.
avec l'outil de déplacement pour dire qu'on va faire une copie. Donc je prends ça, je le déplace, voilà, et j'obtiens un autre calque. Bon, c'est la même chose que si j'avais dupliqué le calque et déplacé sans enfoncer la touche Alt. Ce que je vais faire ici d'ailleurs, j'annule. Je vous montre que si je duplique le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, j'obtiens deux ombres qui sont superposées, mais que je peux déplacer celle du calque du dessus. Voilà, c'est la même chose en fait. Hein. Voilà. Bon, là aussi, on peut redimensionner si on veut. Un commande T, donc édition, transformation manuelle, et redimensionner. Alors, si vous avez des difficultés pour positionner, c'est peut-être à cause du magnétisme. Et des repères aussi, des repères commentés. Donc si vous sentez que quand vous faites la transformation sur les ombres, ça cale, vous ne savez pas leur donner la dimension exacte que vous voulez, allez jeter un petit coup d'œil dans le menu affichage, afficher, et décocher repères commentés. Voilà. Affichage, affiché, vous pouvez décocher le repère commenté, c'est parce qu'il y a un magnétisme sur les repères en fait. Donc menu affichage, affiché, décocher repère commenté. Et du coup, ça va être plus facile pour arriver à positionner les ombres comme vous voulez. Je vais enregistrer le fichier, on n'est jamais trop prudent. Alors, je vais à nouveau, avec l'outil de déplacement, déplacer une des ombres. Donc, j'obtiens un troisième calque d'ombre. Et alors celui-là va servir pour faire la pénombre en fait. Il va falloir que je l'agrandisse. Son contenu, je vais l'agrandir. En agrandissant, ça va rendre flou, mais de toute façon l'ombre est floue déjà, donc c'est pas très grave dans ce cas-ci. Donc, édition, transformation manuelle. Je l'agrandis comme ça. Voilà. Je valide. Et je vais diminuer son opacité, parce que c'est pas logique qu'elle soit aussi sombre que ça. Sous les pattes, oui, c'est sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière qui peut arriver. Mais entre les pattes ici, il y a de la lumière parasite, donc c'est une pénombre en fait que je dois créer. Donc l'opacité ici de ce calque, je vais la diminuer, de manière à créer une pénombre, une ombre transparente. Voilà. Alors, quelle opacité il faut mettre? Ben, ça va dépendre du décor. Ici, on le fait sur un décor blanc, mais après, on va transporter ça vers un autre décor, et vous allez voir que sur un autre décor, il va peut-être falloir réajuster les opacités pour que ça ait l'air plus réaliste. Et en fait, la pénombre, je vais la faire en deux parties. C'est pour ça que maintenant, je vais déplacer avec l'outil déplacement et la touche Alt pour obtenir une deuxième zone de pénombre. C'est la combinaison de ces deux tâches qui va faire la pénombre en fait. Voilà. On règle l'opacité. Il n'y a pas besoin de trop s'en faire parce que de toute façon on peut la remodifier après encore. On peut aussi réajuster l'épaisseur avec la touche CMD T, la commande T, édition transformation manuelle. Voilà. Là, pendant que je suis en train de modifier l'ombre, j'enfonce la touche Alt pour qu'elle se modifie par son centre. Voilà, valider. Enfin, ça devient c'est du dessin, quoi. Il faut redessiner une ombre. Peut-être aller modifier un peu l'opacité des ombres qui sont sous les pattes aussi. Voilà, ça me paraît bien.
Alors, si autour des ombres, vous avez l'impression de voir une partie qui est plus blanche que le fond, ça peut arriver. Je vous remontre ici. C'est des choses qui peuvent arriver. Que vous ayez l'impression qu'il y a un halo blanc. Vous n'avez pas eu cette impression? Bah, je vous dis tout de suite, si jamais ça vous arrive, c'est en fait une illusion d'optique. Ça n'existe pas. Le fond est partout, là. C'est vraiment le blanc au maximum de l'image. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus blanc ici autour. Si vous voyez quelque chose de plus blanc que le fond blanc, c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle l'illusion de Mach, que je vous montre ici. Je vous le dis parce que j'ai déjà rencontré des apprentis infographistes qui essayaient d'effacer ce blanc qui était trop blanc. Mais en fait, c'est dans l'œil que ça se passe. Là, vous avez des zones unies et pourtant, vous avez l'impression que c'est un peu incurvé. C'est votre œil qui crée des nuances, en fait. Bon, c'est l'illusion des bandes de Mach, le fameux scientifique qui a aussi mesuré la vitesse du son. Oui, même chose si vous avez l'impression que le chien est plus lumineux que le fond, c'est une illusion d'optique. C'est dû à la coloration un peu bleutée qu'il a. Bon, ben vous enregistrez ça. Il est possible de mettre également les ombres dans un groupe. Bon, d'abord je vais enregistrer, c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent. Puis, clic majuscule clic, j'active les ombres, que je n'ai pas nommées ici. Parfois, quand je donne l'exercice, je nomme les ombres, patte avant droite, patte avant gauche, etc. Mais ici, ça va, on voit bien sur les vignettes. Vous avez aussi des grandes vignettes? Vous savez que c'est dans les options de tonneau qu'on règle la taille des vignettes. Bon, les 4 calques sont activés, je clique sur le groupe, là, voilà. Je vais l'appeler ombre. L'autre groupe, je vais l'appeler chien, tiens, voilà. Et bien maintenant, ces deux groupes, je vais les mettre dans un autre groupe. Donc ils vont devenir des sous-groupes. J'active les deux groupes, ils sont bien fermés. Faites pas ça en ayant les groupes ouverts. Les deux groupes ici sont activés, clic majuscule clic. Et je vais les mettre dans un groupe en cliquant sur le bloc de feuilles. Voilà. Et je vais appeler ça chien et ombre. Logique, puisque dedans, j'ai le chien et ses ombres. Et ça va être plus facile pour déplacer le chien vers une autre image. D'un coup, je vais déplacer le groupe, en fait. Et pour redimensionner. Alors, je vous propose d'aller chercher une image de piscine qui sera, en fait, celle-ci. Et on va aller positionner le chien, voire même plusieurs chiens, pour être positionnés sur le bord de la piscine. Alors pour ça, le plus simple, ce serait peut-être que... Faites comme ça, en fait. Vous tapez ça dans Google. Et puis, parmi toutes les images qui apparaissent, à peu près la 30e, c'est celle-là. Il y en a d'autres qui conviendraient, hein, mais... Oui, il faut penser à l'angle de vue aussi. Il faut que l'angle de vue permette de bien intégrer le chien quand même. Hein. Donc, on va démarrer avec celle-là. Ça va? Pour trouver l'image? Ok, j'enregistre l'image. Et je l'ouvre dans Photoshop.
Alors, je fais édition, attribuer un profil sRGB. Dans ce cas-ci, voilà, ça corrige un peu les couleurs. En fait, ça les montre telles qu'elles devraient être. Si vous voulez changer la couleur de l'eau, je pense que vous n'avez même pas besoin de faire une sélection, parce qu'en fait, dans cette image, il n'y a que l'eau qui est bleue quasiment. Bon, bah, c'est l'occasion de voir. Vous avez demandé tout à l'heure comment faire un peu de correction couleur. On va faire un peu de correction couleur. On va corriger la couleur de l'eau, la changer un peu peut-être. C'est vous qui allez la changer comme vous voulez. Alors, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas aller dans image réglage parce que là, ça modifie réellement directement les pixels et de manière irréversible. Je vais utiliser un calque de réglage. C'est menu calque, nouveau calque de réglage. Ou alors, vous avez ça ici aussi, dans le bas de la palette des calques. Ce sont les calques de réglage, ça. Et alors, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Alors, j'ai juste un petit problème ici sur mon écran. Le réglage n'apparaît pas sur l'écran. Est-ce que vous avez le réglage qui est apparu sur l'écran, vous? Ok, je vais aller chercher le menu fenêtre, propriétés. Ah, elles sont là en fait, les propriétés. Je vais déplacer là, là, voilà, comme ça. Voilà, le panneau propriétés. Donc chaque fois que vous allez double-cliquer sur un calque de réglage sur la partie gauche, là, vous allez pouvoir modifier le réglage. Ça va modifier l'aspect des pixels, mais pas réellement les pixels d'origine en dessous, ils vont être préservés. Ça va juste modifier leur aspect dans la photo, c'est ça le principe. Est-ce qu'on n'avait pas utilisé ça déjà? Sur une photo pour... Non? Bon. Alors, vous avez le curseur teinte. Alors, je vous dis tout de suite, le curseur luminosité, n'y touchez pas parce que c'est pas génial. On y a touché un tout petit peu tout à l'heure, mais en général, on utilise un autre réglage pour modifier la luminosité. Par contre, il y a la saturation qui peut être modifiée. Il faut savoir que pour les photos qui montrent les personnages, ça va saturer la peau, ça va être pas génial. C'est pour ça qu'il y a un autre réglage pour saturer les images sauf la peau. C'est ce qu'on appelle le réglage vibrance. Mais c'est autre chose. Hein. Mais ça, c'est intéressant aussi. On va pouvoir voir ça tout à l'heure. Le réglage vibrance que je vais noter. Pour faire la retouche photo. Booster les couleurs, la saturation, sans que ça ne modifie trop la couleur de la peau. Les couleurs des peaux vont être préservées. Bon, bah, c'est déjà pas mal ça quand on booste un peu la saturation. Le curseur teinte, c'est une roue chromatique puisque ça part de moins 180 jusqu'à plus 180. Le résultat est le même que je sois à moins 180 ou plus 180 puisque c'est le même point sur la roue chromatique, vous voyez. C'est du rouge. Et donc ça permet de faire un négatif couleur. La luminosité reste la même, on n'a pas de négatif sur la luminosité mais seulement sur la couleur. Si on fait moins 180 ou plus 180. Mais bon, vous pouvez modifier un peu la coloration de l'image dans son entièreté grâce à ça. Vous voyez que les fenêtres à l'arrière bougent au niveau couleur, comme la piscine. Bon, si vous voulez modifier seulement la piscine, ce qui est certainement le cas, laissez le curseur teinte à 0 quand vous êtes en correction globale. Et allez préciser que vous voulez modifier uniquement ce qui est bleu. À la place de global, on va aller chercher... Ben, en fait, c'est du bleu cyan. Ça s'appelle du cyan, c'est du bleu qui tire vers le vert. Donc, on va dire qu'on va modifier ce qui est cyan. Et là, normalement, quand vous modifiez la couleur ici, voilà, les fenêtres derrière ne se modifient pas. Alors, quand on fait ce genre de choses, la correction couleur ciblée, vraiment,
parfois, il faut, avant de faire ça, il faut faire une sélection. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas dû en faire. Mais on va faire des tests où une sélection sera nécessaire pour arriver à faire ça. Vous avez aussi la saturation du bleu qui peut être modifiée. Oui, c'est assez marrant ça. Si vous voulez voir l'avant et après, c'est simple. Vous avez un œil ici en bas du réglage qui est le même œil que ce qu'on a en face du calque. On voit l'avant-après. Oui, on voit que la maison change un peu au niveau saturation. C'est parce que quand j'étais en global, j'avais boosté la saturation en fait. Amusant ça. Alors, le panneau peut s'agrandir par sa petite case en bas à droite, comme ça, voilà. Et là, vous avez des choses sur lesquelles on ne va pas travailler maintenant, mais c'est pour un peu corriger le ciblage. Si la couleur que vous corrigez ne se corrige pas entièrement, vous allez pouvoir, grâce à ça, corriger les choses, mais on le fera plus tard. On ne le fait pas maintenant, c'est déjà bien comme ça, c'est une première approche du réglage. Donc, intéressant de savoir que depuis quelques versions de Photoshop, il est possible d'agrandir le panneau. Si vous avez un deuxième écran, on peut même le passer sur le deuxième écran, c'est pratique. Ok, on va essayer de modifier la couleur des fenêtres derrière. Bon, elles sont de quelle couleur? Bon, brun, mais c'est quoi brun? C'est plutôt rougeâtre, hein, oui. On va essayer rouge. Mais si une couleur que vous ciblez n'est pas dans la liste, c'est pas grave parce qu'on peut modifier ici en fait. Pour mieux cibler, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, là je modifie les rouges. Et je peux, par exemple, désaturer les rouges ou changer leur teinte, voilà. Amusant, hein? Désaturer. Donc là, ça modifie. Oui, ça modifie un peu le pavement, qui a du rouge. Il y a du rouge dans le pavement. Vous remarquez ça, hein? Si je transforme le rouge en vert, ben j'ai du verdâtre sur le pavement aussi. Vous savez quoi, dans ce cas-ci, on va remettre les rouges à 0. On ne va pas les modifier. Et on va les modifier, en fait, les rouges avec un deuxième calque de réglage de type teinte saturation. Donc, pour ce qui est de modifier les rouges, tout est à 0. Je n'ai pas modifié par ici. Parce que ça modifie le pavé. Quand je modifie les fenêtres, ça modifie également le pavé. C'est foireux. Moi, je veux modifier seulement les fenêtres. Le pavement rosâtre comme ça me convient. Ok. Alors, je vous dis tout de suite, quand on a fait de la correction ciblée comme ça, un des problèmes, c'est qu'on ne se souvient pas toujours qu'on l'a fait. Si je redouble-clique sur la partie gauche, j'arrive en global, je vois, tiens, voilà les corrections qui ont été faites, mais il n'y a rien qui m'indique qu'il y a une correction qui a été faite sur le sillon. Donc peut-être qu'il faut renommer le calque pour s'en souvenir, parce qu'il n'y a rien qui l'indique en fait. Ok. Les calques de réglage, on peut les empiler dans la palette des calques, et chaque calque de réglage va agir sur l'image telle qu'elle apparaît en dessous en fait, hein, telle qu'elle est là maintenant. C'est-à-dire que le calque de réglage suivant, qui va aller se mettre là au-dessus de celui-là, va agir sur l'image telle qu'elle est la modifiée. Sur la dernière version à chaque fois. Oui, les réglages se combinent en fait. Alors on va ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. C'est pas ce qu'il y a de plus professionnel, mais c'est amusant. Les choses plus professionnelles, on verra plus tard pour corriger les couleurs. Quand on devra intégrer un objet en couleur dans un décor en couleur, il faudra absolument travailler sur les calques de réglage, et je vous garantis, on va travailler à fond dessus et vous allez tout connaître sur les calques de réglage. Alors, ce calque de réglage du dessus,
il va modifier ce qui est rouge. Donc il me refait la même chose que tout à l'heure. Si je fais en sorte que ça devienne verdâtre, les vitrages derrière, là, le bâtiment, j'ai ma piscine qui devient verdâtre aussi, le bord de piscine devient verdâtre aussi. C'est pas bon. Bon bah écoutez, faites ça, modifiez quand même le vitrage derrière pour qu'il devienne la couleur que vous voulez, par exemple du vert, là c'est flagrant que c'est pas mal. Et alors tout simplement pour que le sol ainsi que le toit de l'abri ici et les fleurs ne passent pas en vert, parce qu'il y a un mur rouge là qui passe en vert, eh bien je vais travailler dans le masque de fusion du calque de réglage. Là-dedans, qui est activé, je vais aller dessiner en noir au pinceau. Je prends le pinceau, et cette fois-ci un pinceau assez gros quand même, et je dessine en noir, et ce sont les couleurs de la piscine qui réapparaissent, je veux dire de bord de piscine. Puisque j'empêche le réglage d'agir à certains endroits, en amenant du noir dans le masque. Si j'ai débordé, je dessinerai en blanc. Ici, je fais une droite dans Photoshop. Clic, majuscule, clic. Oui, on peut faire des droites dans Photoshop avec clic, majuscule, clic. Clic, majuscule, clic. Ouais, clic, majuscule, clic, ça fait des droites. Il n'y a pas d'outil pour faire des droites, il est caché en fait. Faire des droites avec le pinceau. Amusant ça. Donc ça marche. Si on enlève l'œil, on voit vraiment qu'on a réussi à cibler uniquement les vitres des bâtiments derrière. Donc double ciblage. Ciblage par le réglage teinte saturation, parce qu'on a indiqué qu'on travaillait sur les rouges. Et ciblage sur les bâtiments, parce qu'on a empêché que le réglage agisse ailleurs, sur la piscine notamment, sur le bord de piscine. Voilà, ça c'était une petite intro aux modifications de couleurs ciblées. Bon ben voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est très facile d'aller modifier à nouveau les choses, un calque de réglage ou l'autre. Ici, il n'y a rien à valider parce que le réglage est là, accessible en permanence. C'est pas comme tout à l'heure quand on avait fait image réglage. Non, ici il est accessible en permanence. Les réglages, voilà. Alors on va aller chercher le chien et le déplacer sur la piscine, sur le bord de la piscine. Donc touche F pour passer en plusieurs images. Voilà, je déplace l'onglet, j'ai l'image du chien et l'image de la piscine. Donc, quand l'image du chien est activée, groupe chien et ombre fermé, vous déplacez le groupe vers la piscine. Et voilà. Voilà. Mais oui, il est énorme. Pourquoi?
Mais parce qu'en fait, la référence visuelle, c'est par rapport à la ligne d'horizon. On a une ligne d'horizon qui est à peu près là. Je viens de tirer un repère des règles qui étaient là affichées. Si vous ne les voyez pas, c'est commande R pour les faire apparaître, ou alors menu affichage, règles, CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac. Et quand on fait un cliquer-glisser de la règle vers l'image, on a un repère qu'on peut déplacer avec l'outil de déplacement. Normalement, oui. Voilà. Donc, on prend comme référence, sans s'en rendre compte, la ligne d'horizon. On considère que les objets qui arrivent au niveau de la ligne d'horizon font à peu près notre taille. Et tout ce qui est au-dessus, c'est plus que notre taille. Donc, on considère que si ça c'est la ligne d'horizon, on va plutôt la mettre là, voilà, c'est plutôt comme ça je pense. Toute cette partie-là de la patte du chien fait à peu près 1,60 m. Et tout ce qui est au-dessus, c'est en plus. Donc on a un chien qui fait à peu près 5 mètres. 5-6 mètres, d'accord? Donc quand vous faites des photomontages, c'est important de prendre en compte la ligne d'horizon, sinon vous allez vous retrouver avec des objets qui n'ont pas la bonne taille, des personnages qui vont paraître trop petits ou trop grands, des objets trop petits, trop grands. Donc il va falloir redimensionner le chien, mais en fait on avait vu la fois passée qu'il ne faut pas le réduire, sinon on perd de la qualité. Il vaut mieux augmenter le nombre de pixels du décor. D'accord? Donc, une des manières les plus simples de faire ça, je vais jeter le groupe du chien. Ok, il ne veut pas se jeter, pourquoi? Parce que je suis en train de travailler sur un repère. Allez savoir. Ah mais non, peut-être parce qu'il y a un calque verrouillé dedans. Mais oui, c'est ça. Si j'ai fait 2 fois. Ben oui. Donc oui, pour supprimer le chien, vous allez soit dans la palette historique, menu fenêtre historique, et vous cliquez sur l'action qui se trouvait juste avant déplacer le groupe. Ou alors, il faut jeter le groupe à la corbeille, mais ça ne marche pas ici. D'ailleurs, vous ne pourriez même pas le déplacer, le chien. Je pense que si vous essayez de le déplacer, ben voilà, il y a un message. Impossible d'utiliser l'outil déplacement car le groupe est verrouillé. Et là, vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre, il n'est pas verrouillé. Sauf que c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est verrouillé. Et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à jeter le groupe chien et ombre. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est verrouillé. Ça, c'est parfois ennuyeux. Vous avez parfois même des éléments à l'intérieur qui sont verrouillés. Un élément qui est verrouillé à l'intérieur d'un sous-groupe. Et à cause de ça, vous ne savez pas déplacer, vous ne savez pas mettre à la corbeille. Voilà. Donc, je vais déverrouiller le calque chien et jeter cette fois-ci chien et ombre à la corbeille. Il ne veut toujours pas. Pourquoi? Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Ah, il y a les calques ici qui sont verrouillés aussi. Oui, voilà. En fait, c'était les calques à l'intérieur du groupe qui étaient verrouillés. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, j'ai réussi à mettre le chien à la corbeille. Il n'est plus dans la piscine. Ben oui, on voudrait que le chien soit plus petit, mais on sait que si on utilise transformation manuelle pour le réduire, il va être composé de moins de pixels. Donc on va obtenir une image moins bonne. Il vaut mieux agrandir le décor. C'est ce qu'on va faire ici. Et puis on va ramener le chien dedans. Le problème, c'est pas le chien, c'est le décor. C'est pas le chien qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit. Donc, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Et vous allez choisir ici l'option de rééchantillonnage, c'est-à-dire la modification du nombre de pixels de l'image. C'est bien enclenché, rééchantillonnage. Vous avez le petit V là.
Vous choisissez l'option qui est la meilleure dans le cas d'une image photographique, c'est conserver les détails, agrandissement. Enfin, dans le cas d'une image photographique qu'on agrandit. On met du 100%. Alors on va modifier ici, je vais par exemple indiquer 400, ce qui va me faire 16 fois plus de pixels sur l'image, puisque 16 fois plus de surface, 4 fois plus en largeur et en hauteur, ça fait 16 fois plus de surface, 16 fois plus de pixels. Vous voyez qu'on arrive à une image qui fait quand même ici à peu près, combien ça fait à peu près ça à peu près 40 mégapixels on va dire. Hein. Eh ben moi, il ne veut pas mettre de ça. Voilà. Et oui, bien faire attention, ça doit être des pourcents. Ok. Alors, quand vous cliquez dans l'image à un endroit, vous avez la prévisualisation qui apparaît là. Bon, par exemple, je clique là-dessus. Voilà, c'est ça qui apparaît. Quand vous enfoncez le bouton à la souris là-dessus, vous avez l'avant-après. Ah oui. Vous avez un curseur qui s'appelle réduction du bruit. Vous avez la possibilité de lisser les choses si vous augmentez le curseur. Amusant ça. Si je le mets à 0%, on va essayer de trouver un endroit où il y a quelque chose qui est censé être lisse. Vous voyez, voilà les bâtiments à l'arrière, par exemple. Voilà. Quand on augmente, ça lisse, ça enlève du détail. Ça peut être bien. Il faut trouver le bon réglage, le bon dosage. Ça s'agrandit au fait. Hein. Ce réglage taille de l'image s'agrandit. Voilà, il a calculé un peu. Il est en train de montrer l'avant-après quand on appuie. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Vous avez vraiment un lissage des photos, un peu comme au FBI. Il reconstitue au départ de pixels des détails plus lisibles. Comme pour les plaques de voiture, etc. C'est intéressant. Hein. Je trouve ça assez extraordinaire. Surtout, regardez, c'est le bord de la piscine, là, les lignes, ce que c'était avant. On voit vraiment que c'était des pixels. Et au départ de ce damier de pixels, il arrive à recréer des lignes. Bon, ça, c'est une nouveauté avec la version 2017 de Photoshop. Ceux qui n'ont pas la version 2017 n'ont pas encore cette fonction-là. Ils devront se contenter des autres méthodes de multiplication des pixels qui existaient avant, comme bicubic plus lisse par exemple. Mais ici, on est en conserver les détails, c'est parfait. Ok, on clique et on a donc une image qui va contenir 16 fois plus de pixels. L'idéal, c'est évidemment d'avoir des photos plus nettes dès le départ, mais bon. Si on n'a pas la possibilité, voilà quelque chose qui est bien. Et on va redéplacer le groupe du chien dedans. Il devrait donc être 4 fois plus petit en hauteur et en largeur, 16 fois plus petit en surface, le chien. Voilà, voilà. On a déplacé le groupe du chien dans la piscine. Et au niveau de sa qualité, il a tous ses pixels. Tous les pixels qu'il y avait dans l'image du chien au départ, ils sont là. Je ne vais pas en perdre. Alors, si vous essayez de déplacer le groupe qui est là, activé dans la palette des calques, avec l'outil déplacement, ça vous met le message « Impossible, le groupe est verrouillé ». Donc, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On a l'impression que le groupe est verrouillé, là, mais en fait, c'est les éléments. Tous les éléments à l'intérieur du groupe sont verrouillés, et dès que tous les éléments à l'intérieur d'un groupe sont verrouillés, vous avez le verrou qui se met sur le groupe, enfin, sur le sous-groupe chien. Donc on active les calques du sous-groupe chien, clic, majuscule, clic, et on les déverrouille. On referme le groupe chien et ombre, et là on arrive à déplacer, en principe,
Je revérifie. Ok. Il y avait encore un verrou. Voilà, on arrive à déplacer le chien. Alors, Comment je pourrais faire pour... donc là, tu avais un problème que tu n'arrivais pas à modifier la position du chien parce que chaque fois que tu essayais de bouger le chien, malgré que tu as déverrouillé tous les calques à l'intérieur, chaque fois que tu essayais de bouger le chien, le calque ici au-dessus s'activait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'option sélection automatique du calque qui était activée chez toi. Et comme le calque de réglage, il est sur toute l'image, bah, dès que tu cliques, c'est lui qui s'active en fait. Voilà, comme ça. Et donc évidemment, on n'arrive pas à déplacer le chien. Donc c'est vraiment une crasse cette option utile. Quand on a plein d'objets identiques sur une image, on clique sur un des objets, le calque de cet objet s'active. Mais la plupart du temps, il faut le laisser désactiver cette option de l'outil déplacement. Ok, donc là, on active bien le calque chien et ombre et on peut le déplacer. Voilà. Bon, ben, souvenez-vous de la ligne d'horizon. Hein. Vous avez un chien qui est là dans la piscine à cette dimension-là. Il mesure 1,60 m de haut à peu près. Ben oui. Parce qu'on considère que la ligne d'horizon, c'est la hauteur de vos yeux, quand vous vous tenez debout. Si vous le mettez là, sans avoir changé de dimension dans l'image, il est tout de suite plus petit en apparence. Et si on le met vraiment très proche, il devient minuscule. Plus il va être proche, plus il va être bas, éloigné par rapport à la ligne d'horizon, plus il va être perçu comme étant petit. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le chien, suivant la position d'un élément par rapport à la ligne d'horizon, détermine sa dimension perçue. Voilà, si je le mets là-bas au fond, ben, j'ai un chien qui fait à peu près 4 mètres de haut. Hein, par rapport aux tulipes là aussi. Ça se voit. Hein. Et s'il est là, pas de problème. Alors vous voyez que les ombres, ça fonctionne. Au niveau des ombres, on a quand même une impression qu'il est dans la scène. Hein. On a l'impression qu'il est dans la scène. Et vous pouvez tester ça. Vous pouvez déployer le groupe chien et ombre, enlever l'œil en face des ombres et vous allez tout de suite voir que sans les ombres, il a l'impression de flotter dans la scène. Pas le fleuve, hein, je veux dire flotter sur le bord de la piscine, là, dans l'image, dans le photomontage. Les ombres apportent vraiment quelque chose. En fonction de l'image, on peut être amené à ouvrir le calque des ombres et aller modifier l'opacité de... Évidemment, les vignettes, elles ne sont pas encore construites. Là, les prévisualisations devraient arriver, parce que je ne sais pas trop ce que je suis en train de modifier, là. Puisque je n'ai pas nommé les ombres. Voyons un peu ça. Ah oui, ça c'est la petite en dessous. Pénombre. Voilà. Donc, en fonction de la scène, on peut aller remodifier l'opacité pour qu'il soit mieux intégré. On pourrait faire croire à n'importe quoi. Hein. Même pour certains films et tout, il y a fait déjà des trucs comme ça, non? Ouais. Voilà. On enregistre? Oui. En refermant le groupe chien et ombre, je dis toujours de refermer, sinon on risque de travailler seulement sur une partie du groupe. On peut encore aller agrandir le chien. C'est pas un problème d'agrandir. Hein. C'est pas un problème du tout de l'agrandir. On va pas perdre du détail, on va même parfois en récupérer du détail quand vous agrandissez. Photoshop va multiplier les pixels et vous allez peut-être avoir une image qui est encore meilleure que l'image d'origine. Mais réduire, ça c'est ennuyeux. C'est pour ça qu'on a multiplié les pixels du décor pour ne pas devoir réduire le chien. Alors il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre? Si, hein, je pense que vous aviez déjà vu qu'il y a un truc bizarre, il a des ombres verdâtres le chien. Parce qu'en fait il était rougeâtre, si je regarde l'image d'origine du chien,
Il y avait du rouge dedans, je pense. Du cyan, en fait. C'est du cyan, là, qui a été modifié. Et vu qu'il se trouve sous les calques de réglage, il subit les calques de réglage, dans l'empilement des calques. Dès que je vais remonter le groupe du chien au-dessus des calques de réglage, vous allez voir qu'il ne va plus subir les transformations de couleurs cyan et rouge. Voilà. Ah ben, d'ailleurs, les oreilles roses réapparaissent là. Alors que quand il était en dessous, elles étaient verdâtres. Ben oui, puisqu'on a demandé de transformer le rouge. Donc très important, les calques de réglage agissent sur les calques qui se trouvent en dessous. Sauf si, petite astuce, on demande que ce ne soit pas le cas, mais on en reparlera plus tard. Mais prenez comme règle que si on veut qu'un calque ne subisse pas les calques de réglage, on le met au-dessus. Donc je vous ai mis plein d'images pour faire des tests aujourd'hui. On n'aura sans doute pas le temps de tout faire, mais bon, il y a encore demain. Voilà, on va faire rapidement certaines choses. Je vous propose de commencer par celle-ci, qui s'appelle 56349. Donc, quand vous double-cliquez sur elle, je suppose qu'elle ne s'ouvre pas dans Photoshop. D'accord. Ça, c'est parce que le JPEG, l'extension de fichier ici, n'est pas réglé comme pour s'ouvrir dans Photoshop. Donc, vous pouvez déplacer, vous glissez dans Photoshop, sur l'icône Photoshop, ou alors au départ de Photoshop, vous faites fichier ouvrir. Ok. Donc, déjà là, je vois qu'au niveau des couleurs, c'est pas la même chose que sur ma petite icône ici. Les couleurs, le rouge foncé, je ne le retrouve pas tel quel ici. Donc, problème de profil couleur, qui n'arrivera pas à chaque fois. En fait, c'est parce que le Photoshop ici est réglé pour, de manière professionnelle, en fait, pour travailler dans l'espace professionnel Adobe RGB. Et au niveau de l'ouverture, ici, les choses sont décochées. Ça veut dire qu'il ouvre l'image, il ne trouve pas de profil dedans, il considère que c'est du Adobe RGB. Il considère que c'est du Adobe RGB, mais en fait les couleurs sont mauvaises du coup. Donc je dois lui préciser que c'est pas du Adobe RGB, c'est du sRGB. Vous avez la même chose aussi chez vous? Vous avez eu un message concernant les profils, ou est-ce que vous voyez la différence de couleur entre l'image en Photoshop et l'image telle qu'elle apparaissait mais vous n'avez peut-être pas fait apparaître les icônes en fait. Hein, les icônes. Mais enfin voilà, vous voyez qu'il y a une différence de couleur, c'est pas les bonnes couleurs. Les bonnes couleurs étant celles choisies par le créateur de l'image, même s'il a des goûts pourris, c'est ça les bonnes couleurs. Parce qu'on entend souvent parler des bonnes couleurs. Et on confond souvent les couleurs. Les bonnes couleurs, c'est quoi? C'est pas les couleurs qui me plaisent, c'est en fait les couleurs que le créateur de l'image avait choisies. C'est ça les bonnes couleurs. Donc même s'il avait des goûts foireux et que sa création n'a pas des couleurs qui me plaisent, les bonnes couleurs, c'est celles qu'il a choisies. Voilà. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Quand on discute de correction couleur et de contrôle couleur dans le monde du graphisme, on entend souvent parler donc des bonnes couleurs, et là, derrière ça se cachent parfois des choses assez différentes. Donc, menu édition attribue un profil sRGB, et donc là, les couleurs sont celles de l'image ici. C'est bon. Donc, si je vous montre cette image ici, c'est pour vous montrer comment supprimer rapidement le fond blanc, tout simplement. Alors, je vais utiliser la baguette magique, puisque c'est une image assez infographique, c'est pas photographique dans ce cas-ci. Donc on peut utiliser un outil qui normalement est assez foireux, parce que sur les photos, ça sélectionne mal. C'est très vieux, la baguette magique, ça date de la première version de Photoshop. Donc il se cache en fait derrière l'outil de sélection rapide. Vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous allez chercher la baguette magique là. Vous l'avez?
Donc l'outil de sélection rapide, on l'avait utilisé en fait sur le premier jour sur la photo de l'éléphant. Et pour rapidement faire une sélection sur une photographie, c'est pas mal. Mais dès qu'on a affaire à des fonds unis comme ceci, il vaut mieux la baguette magique. Donc typiquement, quand on travaille sur du web aussi, ça pourra servir pour faire des interfaces web. Donc vous cliquez n'importe où sur le fond blanc. Et ça devrait sélectionner le fond blanc. Ok. Est-ce que ça vous a sélectionné aussi le blanc à l'intérieur des lettres? Non, d'accord. C'est parce qu'en fait cette option-ci n'est pas est cochée. Si elle était décochée, ça vous aurait sélectionné aussi tous les blancs en fait. Pixel contigu, donc ça n'a sélectionné que la zone sur laquelle j'ai cliqué, même s'il y a d'autres zones dans l'image qui ont la même couleur. Bien, donc on va maintenant faire apparaître la palette des calques. Enfin, en tout cas, chez moi, je dois la faire apparaître parce qu'elle n'était pas là. Et dans la palette des calques, on voit qu'on a affaire à un calque verrouillé qui ne peut pas avoir de transparence. Et justement, je veux rendre le fond blanc transparent. Donc là, c'est mal barré. Il est verrouillé, c'est normal. C'est une sécurité chez Adobe pour que des débutants en Photoshop n'aillent pas modifier l'opacité du calque d'arrière-plan. Ce qui nous donnerait à l'écran un résultat qui ne s'imprime pas pareil que ce qu'on voit à l'écran. Donc on va simplement double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Cliquez sur OK. Il se transforme en calque 0, le verrou n'est plus là, et les curseurs opacité apparaissent. Ça veut dire que l'opacité de ce calque peut être modifiée d'une manière ou d'une autre. On peut désormais avoir la transparence sur le calque. Alors vous vous dites sans doute qu'il suffit d'enfoncer la touche suppression. Ben on va essayer. Touche delete sur le clavier. Voilà, comme on le voit, on a le damier qui symbolise la transparence. On a donc supprimé le fond blanc. Mais il est possible que si on zoome, on voit sur le bord des pixels blancs. Il est possible que parfois on ait des pixels blancs qui apparaissent, surtout sur des images qui comportent peu de pixels. Mais bon, ici ça a l'air d'aller. Je vous montre quand même comment procéder si votre image garde un bord blanc. Ça se verra quand on zoome. Ben, il va falloir dilater la sélection. La sélection du fond blanc, là, la dilater pour qu'elle aille manger un peu l'objet. Et ça se fait par menu sélection, modifier, dilater. Sélection, modifier, dilater. Et là, on indique une valeur de pixels, 1 ou 2. Et ça va dilater la sélection, et donc ça va aller plus dans l'objet. Je suis en train de zoomer pour qu'on voit vraiment l'effet quand je vais le faire, parce que sinon, ça ne va pas se voir. Sélection, modifier, dilater. Ok, je vais appuyer sur OK. Et voilà, la sélection a un peu bougé, elle est rentrée dans l'objet. Et donc là, il suffit de faire un nouveau delete et le bord blanc sera supprimé. Enfin, blanc, ça pourrait être n'importe quelle couleur d'ailleurs. Si vous mettez 2-3 pixels, ça va mordre plus. C'est dans les cas désespérés où on a vraiment un gros bord blanc ou de couleur qui est resté. Ça dépend. Parce que ça marche aussi si le fond avait été en couleur, évidemment. Ça fonctionne aussi, ceci. Si elle avait été l'explosion ici sur un fond bleu, ça marchait tout aussi bien. La baguette magique sélectionne simplement les surfaces unies de couleur. Voilà, donc ça c'est l'astuce. Alors, on peut désélectionner, menu sélection, désélectionner. Et alors cette image, il ne faut surtout pas l'enregistrer en JPEG, parce que le JPEG, le format JPEG, ne peut pas intégrer de la transparence. Il y a le format Photoshop, faites fichier enregistré sous, et le premier format de la liste ici, Photoshop, format natif du logiciel, donc, c'est-à-dire c'est, oui, le format du logiciel, est capable d'intégrer tout. Et donc si vous enregistrez au format Photoshop, vous allez avoir votre image, cette fois-ci, avec la transparence dans l'image. Bien sûr, l'extension ne sera plus la même. Ce ne sera plus du JPEG, elle était en JPEG au départ, cette image-là. Oui, elle était en JPEG, on la voit là. Donc impossible d'avoir de la transparence dedans. Mais donc en Photoshop, il y aura de la transparence. Et elle est utilisable dans tous les logiciels Adobe
même pour faire la mise en page, contrairement à ce que certaines personnes qui sont depuis longtemps dans le métier vont vous dire, si vous faites de la mise en page, vous n'êtes pas obligé de faire le format EPS. Vous pouvez très bien faire avec des mises en page avec le format Photoshop. Ça a plein d'avantages, c'est vraiment très intéressant. Seul inconvénient, c'est que c'est lourd, et quand on fait des publications avec des milliers d'images dans un catalogue, c'est vrai qu'on a parfois intérêt à travailler autrement. Mais pour des magazines qui contiennent seulement quelques dizaines d'images, c'est tout à fait bien de travailler au format Photoshop. Bien sûr, si je veux récupérer sur le web, dans un site ou n'importe où affiché sur le web, l'image avec la transparence, je dois l'enregistrer au format PNG. Le format PNG est le format lisible par les navigateurs web, les images avec transparence. Ok, on peut fermer cette image et on va passer à la suite. Alors, il y a différents exercices possibles ici. On va rapidement voir maintenant comment supprimer le fond quand on a affaire à des objets complexe et avec un fond qui n'est pas bien uni. Donc, est-ce que vous voyez la botanical ici, l'espèce de betterave ou je ne sais quelle horreur. Il paraît que c'est bon pour la santé. Donc voilà. Alors, j'ai jamais essayé sur cette image, hein, mais je vais utiliser avec vous la technique qui permet de supprimer rapidement le fond. Alors plutôt que d'utiliser la baguette magique ici, parce qu'on a quand même des choses assez fines à préserver, et ça, la baguette magique, elle est très mauvaise sur des choses subtiles qui ne sont pas de l'infographie comme ce qu'on a vu avant. Eh bien, on va procéder autrement. Je vous avais dit que c'est moche, hein, c'est vraiment insoutenable. Si on ne regarde que cette partie-là... Arrêtez de rire, franchement. Alors voilà, on va procéder au début comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller le calque, on va double-cliquer sur lui pour le transformer en calque 0. Ainsi, il peut avoir de la transparence. Alors, pour bien vérifier que ça fonctionne, ce qu'on va faire ici, on va mettre un calque en dessous de celui-là, et on va le remplir d'une couleur qui est vraiment très différente de ce qu'on trouve dans l'image. Donc, par exemple, du rouge. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rouge dans l'image, donc ça va fort contraster, c'est bien. Ça va me permettre de vérifier que ce que je vais faire après fonctionne bien. Ce que je suis en train de vous montrer ici est vraiment très intéressant pour arriver à sortir un objet de son fond. J'ai parfois expliqué ça à des personnes qui, une fois que l'explication a été donnée, étaient de extrêmement mauvaise humeur, parce qu'elles se sont rendues compte que ça faisait des années qu'elles passait 2 ou 3 heures à la main, au pinceau, supprimer le fond, alors qu'il y a une technique qui permet de le faire très rapidement. Donc, mortalité de l'histoire, on a toujours intérêt à se former, hein, et à investir un peu de son temps dans la formation. Mais bon, en même temps, c'était aussi à une époque où le web était moins répandu, donc on n'avait pas le réflexe d'aller voir sur le web s'il n'y avait pas des solutions. Je parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années, en fait. Donc, ce n'est pas du tout la couche alpha qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire ici, c'est encore plus rapide. C'est ce qu'on appelle l'écrêtage de luminosité. On va se servir de la luminosité de l'image pour rendre certains pixels transparents. Alors, il faut double-cliquer sur le calque, sur la vignette, et on voit apparaître les styles de calque. Bon, ceci dit, on obtient la même chose si on va dans le menu calque en haut de l'écran, style de calque, option de fusion, ou voire même évidemment aussi le raccourci qui... non, pas par là. Ok, double-clic. Et vous avez ici les curseurs d'écrêtage. Celui qui nous intéresse, c'est celui du dessus, qui va nous permettre de faire de la transparence en nous basant sur la luminosité de l'image. Qu'est-ce qu'on veut rendre transparent? Les pixels les plus clairs. Donc on va prendre le curseur ici et le déplacer. L'indicateur là, sur le curseur du dessus, on le déplace vers la gauche. Pas spécialement beaucoup, hein. Allez-y, voilà. Donc,
Oui, il ne faut pas hésiter, parce qu'en plus, si je clique sur OK et que je reviens dedans, c'est du non destructif, parce qu'en fait, les pixels qui ont été rendus invisibles, ils sont toujours là, sur le calque, mais on ne les voit pas dans l'image. Donc, je redouble-clique. Alors, on a deux problèmes. On a un problème ici, le centre de la betterave est devenu transparent. Et il n'est pas possible, avec cette technique, de dire que ça ne s'applique que sur une partie de l'image. Donc, ça s'applique sur tout, en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une solution. C'est logique qu'il y ait parfois des petites choses qui foirent là, comme ça. Deuxième problème, il est possible que si on zoome sur les parties qui étaient subtiles, ben on voit que c'est devenu vraiment infographique. Il n'y a que deux niveaux de transparence, en fait. Je vais quitter la baguette magique, sinon on va croire que ça se fait avec la baguette magique. Ça n'a rien à voir, en fait. Hein. N'importe quel outil activé dans la palette des outils pendant que je suis en train de faire ça, ça se passe ici dans la palette des calques, en fait. Donc vous voyez, il n'y a que deux niveaux de transparence. Soit c'est transparent, soit ça ne l'est pas. Donc pour le problème des niveaux de transparence qui me font des choses bizarres là, ben on va zoomer sur une partie qui pose problème, justement, une partie où il y a de la subtilité au niveau des nuances. Et on va séparer en deux le petit indicateur ici en enfonçant la touche Alt sur le clavier et en bougeant. Et là, vous avez une transition entre ce qui est visible à gauche et ce qui est invisible à droite. C'est une transition et on a créé des différents niveaux de transparence. Voilà. Alors peut-être que la question que vous avez posée, c'est tiens, on le fait sur un fond de papier ici, vieux papier, parchemin ou je ne sais quoi. Est-ce que ça marche aussi sur un fond vert? Vous connaissez les fonds verts? En studio, on photographie sur fond vert. Oui, ça peut marcher aussi sur fond vert, seulement il faut savoir que pour les fonds verts, After Effects est meilleur que Photoshop. Voilà, donc c'est un logiciel spécialisé dans la vidéo. Donc, si vous envisagez de faire des photos d'objets sur fond vert ou de personnages sur fond vert, rendre transparent le fond vert, faites-le plutôt dans After Effects si vous avez l'occasion. Il y a plus d'outils pour contrôler la manière dont ça devient transparent. Ok, alors on va enregistrer l'image telle qu'elle est là pour l'instant. Et on va continuer à travailler dessus. Pas longtemps, vous allez voir, c'est rapide. Donc il faut que je bouche le trou ici, la betterave qui est devenue transparente. Et pour faire ça, je vais dupliquer le calque. Donc prenez le calque. Ah oui, on avait dit qu'on allait mettre un calque en dessous en fait. Ah ben faisons-le d'abord. Donc commande-clic sur le Mac ou contrôle-clic sur le PC pour créer un calque en dessous. Et on va le remplir avec du rouge par exemple. Donc menu édition, remplir. Édition remplir ou alors le raccourci majuscule suppression sur le clavier. Vous voyez? Alors je vous montre le clavier. Tenez pas compte des touches qui sont orange là. Donc majuscule enfoncé et en même temps touche suppression de caractère va vous amener la boîte remplir. Remplir avec quoi? Ben, pas avec du noir, pas avec du gris, pas avec du blanc. Ici, on remplit avec une couleur. Voilà. Remplir avec couleur. Et dès que vous faites ça, ça vous propose d'aller choisir une couleur. Ben, choisissez du rouge, dans ce cas-ci, puisque c'est une couleur qu'on n'a pas dans notre image. Et on clique sur OK. Et voilà, on voit encore mieux là où il y a des trous. Tiens, là, je remarque qu'il y a un trou là que je n'avais pas vu avant. Hein. Vous voyez, et sur la tige aussi, là. Voilà. On remarque vraiment partout où il y a des trous, parce que c'était en fait la même couleur que le papier. Bien sûr, le fond rouge ici, après, il va partir. Hein. Je pourrais même le modifier maintenant, en faisant CTRL-U, ce qui correspond à Image, Réglage, Teinte, Saturation. Et je peux aller modifier la couleur du fond, pour que ce soit un peu plus agréable, peut-être. C'est Image, Réglage, Teinte, Saturation. Raccourci CTRL-U. Alors, il faut boucher les trous. Donc, on va prendre le calque du dessus, le poigner dedans et amener la petite main qui poigne sur le bloc de feuilles là à gauche de la corbeille. Et on obtient une copie.
Oui, ça marche aussi, hein, si vous faites Alt et déplacez le calque, ça fait une copie. C'est d'ailleurs une erreur de débutant habituelle. On multiplie les calques hein, sans comprendre pourquoi. Alors, vous avez le calque du dessus qui va servir à boucher les trous. Il faut faire en sorte que les pixels de ce calque apparaissent à nouveau tous complètement. Pour ça, on va double-cliquer sur ce calque et le curseur ici, on va aller le remettre en place complètement là où il devait être hein, au départ. Donc, plus d'écrêtage de luminosité sur ce calque, contrairement à l'autre en dessous. Donc, tous les pixels de ce calque apparaissent. Et alors, on va ajouter sur ce calque un masque de fusion qui masque tout. Donc, il va être en fait au départ rempli de noir. Bon, pour faire ça, vous allez dans Menu Calque, Masque de fusion, tout masquer. Ou alors, avec la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur l'icône du masque de fusion ici en bas dans la palette des calques. Et au lieu de vous faire un masque blanc, ça vous fait un masque noir. Ça, c'est quand on clique sur cette icône avec la touche Alt. C'est un masque qui masque tout. On est en train de travailler sur lui. C'est lui qui est encadré sur la vignette du calque. Il suffit donc de dessiner en blanc aux endroits qu'on veut faire réapparaître. Des endroits qui ont disparu suite à l'écrêtage. Donc au pinceau, en blanc. Voilà. Il y a un petit boulot manuel qu'il faut faire pour aider Photoshop. Ça c'est typique quand on a des reflets de la même couleur que le fond. Ou des couleurs de la même couleur que le fond. Voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé d'être vraiment perfectionniste là-dedans. S'il reste quelques petites taches roses, c'est pas grave, elles auront la couleur. À la fin, elles auront la couleur du fond sur laquelle vous allez mettre l'objet et ce sera beaucoup plus discret que du rose comme ça. Là, on est certain que si c'est nickel ici, ce sera nickel sur n'importe quelle image, hein, parce que c'est vraiment un fond uni, très coloré. Vous comprenez, si on met la betterave sur une image texturée avec plein de détails, les erreurs se verront moins. Ok. Alors parfois, c'est difficile de voir où il faut dessiner. Et dans ce cas-là, on fait une opération supplémentaire, c'est qu'on crée un calque au-dessus de celui-là, qui contient la plante non écrêtée, donc avec tous les pixels qui apparaissent, et on modifie l'opacité pour faire apparaître par transparence l'image entière, pour savoir où il faut dessiner. Mais bon, ici, ça se voit où il faut dessiner. Mais en tout cas, souvenez-vous que si jamais on ne voit pas bien où il faut dessiner, vous avez la possibilité de créer un calque au-dessus, avec tous les pixels qui apparaissent, mais avec un certain niveau de transparence. Et ça va vous aider pour savoir où il faut dessiner. Il y a plein de vieilles encyclopédies qui sont à disposition gratuitement sur le web avec des illustrations sympas comme ça. Ça permet de faire des choses bien. Évidemment, si vous dépassez, vous faites CTRL Z sur le PC, Commande Z sur le Mac, CTRL ALT Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ou alors vous pouvez aussi dessiner en noir pour empêcher que ça se voit. Si on dépasse, là, on touche X, on peut dessiner en noir, voilà, évidemment. Voilà, enfin, vous avez compris le principe, on ne va pas faire toute la plante, vous avez compris le principe, c'est pas mal. On enregistre. Et alors maintenant, on va se débarrasser du bord là, et du texte et des petites taches qui restent. On va faire ça. Et pour faire ça, on va grouper les deux calques ici, les mettre dans un groupe. Donc on les active tous les deux. Alt, non, clic et majuscule clic. Clic, majuscule clic pour activer les deux. Et on clique sur l'icône du groupe. Et voilà, ils sont dans un groupe.
Donc on va essayer de se débarrasser du texte et des petites taches qui restent. Et on va maintenant mettre un masque de fusion sur le groupe. Un masque de fusion qui fait tout apparaître. Donc il suffit d'avoir le groupe qui est ici activé comme ça, fermé, hein, ne le laissez pas ouvert. Sinon il y a... Donc je clique sur l'icône du masque de fusion sans enfoncer aucune touche et j'ai un masque qui arrive sur le groupe. Et là, il suffit que je dessine en noir sur ce masque pour que certaines des choses disparaissent comme ça. Je vous rappelle qu'on peut faire des droites dans Photoshop avec clic, majuscule clic. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Hein. Ok. Clic, majuscule clic. Voilà, donc le détourage de ce légume complexe là est propre et prend moins de 5 minutes, sans problème. Donc faut pas y passer des heures. Et en fait, dans le domaine de l'infographie, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux et très long, la première chose à faire, c'est d'arrêter de le faire tout de suite et d'aller voir sur Google s'il n'y a pas des solutions pour que ça aille plus vite. Il n'est pas logique dans le domaine du graphisme, ici l'infographie, de passer beaucoup de temps à faire quelque chose d'ennuyeux et répétitif et long. C'est pas prévu pour ça. C'était comme ça il y a une vingtaine d'années. Les premiers logiciels d'infographie, c'était du travail pixel par pixel, c'était un travail assez long, mais maintenant ce n'est plus ça. Ça doit aller plus vite. Ça va? Bon. Ben regardez, je termine en faisant entre les deux un calque vide que je vais remplir de blanc. Voilà. Et ça a l'air nickel. Je vais agrandir un peu la zone autour de la plante avec l'outil de recadrage. On avait fait ça hier, outil de recadrage. Et agrandir. Valider. Pas oublier de valider. Voilà. À nouveau remplir de blanc parce que la zone ajoutée, c'est de la transparence. Donc voilà. Et je peux m'amuser à faire... Ah oui. Il faudra que j'aille... Non, non, c'est un problème d'affichage. Quand on zoome, il n'y a pas de problème. Oui, parfois il y a des petits problèmes d'affichage dans Photoshop comme dans Illustrator. Il vous montre des gros traits alors qu'en fait ils sont inexistants, très très fins. Ok. Et dernière chose que je fais ici, ben, je vais ajouter une ombre portée, menu calque, style de calque, ombre portée. Et ça ne marche pas, c'est très intéressant, parce qu'en fait, je voulais vous expliquer autre chose. Parce que oui, je voulais mettre une ombre portée sous la plante pour donner l'impression qu'elle est posée sur le fond blanc, mais il y a une subtilité justement. Donc même si vous n'envisagez pas de travailler sur du dessin, ce qu'on voit ici permet de bien comprendre comment fonctionnent les calques dans Photoshop, et vous allez voir que ça peut se faire sur des photos aussi. On va essayer sur des photos après. Avec des oiseaux dans le ciel, par exemple, des choses comme ça, pour sortir des oiseaux. En plus, ils ont les ailes qui bougent, donc c'est flou, il y a de la transparence. Il y a même des photos d'oiseaux avec des ailes transparentes, partiellement. Donc, on va aller plus loin, parce qu'ici, de la transparence, il y en avait très peu, sauf sur les poils. Là, il fallait que ça rende un peu bien. Ah, c'est atroce, vraiment. Je ne supporte plus la vue de cette chose. On se croirait dans un épisode de Cosmos 1999. Ça nous ramène dans les années 70, l'horreur. Alors voilà, il y a une subtilité. Quand on met une ombre, elle ne se met pas sous la plante parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de transparence. Si j'ouvre le groupe ici,
Je vois que la couleur papier, là, elle est toujours là. Hein. Le papier est toujours là, les pixels qui faisaient le papier. On les a rendus invisibles grâce à l'écrêtage, mais ils sont toujours là. Et donc l'effet spécial ne marche pas. Il ne sait pas qu'il y a une forme de plante, en quelque sorte. Donc voilà ce que je vous propose de faire. On va dupliquer le groupe. Enlever l'œil en face d'un des deux groupes. C'est mon backup en fait, au cas où. Hein. On n'est jamais trop prudent. Donc, le groupe ici ne s'affiche pas, j'ai enlevé l'œil et je travaille sur le groupe du dessus. En fait, pour que les pixels qui sont rendus invisibles par écrêtage soient réellement effacés, il y a une astuce. Il faut créer un calque vide au-dessus du calque ou du groupe qui contient les choses écrêtées. Il faut activer les deux, le groupe et le calque vide, et il faut les fusionner. Voilà, menu calque, on a l'option fusionner les calques. Pas les calques visibles, parce que là, ça va fusionner tous les calques qui sont affichés. Non, moi, je veux juste fusionner les calques que j'ai activés là avec clic majuscule clic. Menu calque en haut de l'écran, fusionner les calques. Résultat, on obtient un calque où les pixels du papier qui n'étaient pas visibles ont réellement été effacés. Normalement, vous ne voyez pas de différence à l'écran sur l'image. Hein. C'est juste que, ben oui, voilà, maintenant le réglage d'écrêtage, le masque pour boucher les trous, tout ça n'existe plus. Hein. Donc on fait ça quand c'est nickel en fait. Hein. Et sur ce calque, si on met un style de calque ombre portée, eh bien on a une ombre portée qui va apparaître. Il reste des petites taches, je vais les effacer à la gomme. Vous voyez ? Menu calque, style de calque, ombre portée, je modifie la distance, la taille, l'angle, l'opacité. C'est un style de calque, un effet spécial qui se met sur le calque qu'on vient d'obtenir là. Et qui peut donner des choses sympas. Vous occupez pas des tâches, on va les enlever après. Quand tu es dans style de calque. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre un effet spécial pour essayer de détacher un peu de son fond la plante, mais il faut avoir pris la peine de rendre les pixels transparents, au lieu qu'ils soient simplement invisibles. Ça fait vraiment son ombre hein, là, quand on prend la distance et qu'on va. Bon, il reste des petits problèmes, il y avait des taches qui restent, et les taches qui restent autour là avec les ombres, oui on les voit là, les taches. Ça fait des grosses ombres. Ben, je vais travailler à la gomme. En général, on ne travaille pas à la gomme dans Photoshop, mais parfois c'est encore utile. Donc vous avez la gomme. Au niveau de la taille de la gomme, c'est comme un pinceau, CTRL-ALT, clic gauche de la souris sur le Mac, clic droit sur le PC. Voilà, et on efface les tâches qui posent problème. Et tu prends outil gomme magique ou pas? Après, moi, j'ai pas les mêmes. Bon, je ne vais pas tout faire, mais vous avez compris le principe. C'est parce que le nettoyage tout à l'heure n'était pas nickel. Et donc, résultat, je me suis retrouvé sur mon calque avec des taches qui, si j'avais pas mis l'ombre, elles auraient été invisibles. Je veux dire, personne ne les aurait remarquées, les petites taches peut-être. Hein. Mais là, vu qu'il y a une ombre, les taches se voient. Bon, tout ça m'apparaît nickel. Hein. N'oubliez pas d'enregistrer. Alors, on va essayer sur le bonsaï, le Japanese Black Pine.
Et on va aller un peu plus loin ici parce que je ne vous ai pas tout dit. On peut faire encore mieux que ce qu'on a fait. Donc nous, on s'est basé sur la luminosité pour rendre invisible le fond qui est clair dans ce cas-ci. Voilà. Ça fait comment bonsaï? Après d'en avoir un aussi. Alors voilà, on aurait la possibilité ici de faire la même chose que ce qu'on a fait sur le dessin de la betterave juste avant, c'est-à-dire double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Ben oui, on va déjà le faire. Et commencer à nouveau double-cliquer et jouer sur le curseur ici. Mais on peut faire encore mieux que ça. Parce que vous voyez qu'il est indiqué gris, ça veut dire qu'on prend en compte les 3 couches de l'image, rouge, vert et bleu, quand il est inscrit gris. Mais on peut aussi ne prendre en compte que le contenu de la couche rouge, verte ou bleue pour rendre l'image transparente. C'est ce qu'on va faire ici. Vous cliquez sur annuler, vous ne faites pas d'écrêtage. Avant d'aller faire l'écrêtage, on va aller voir dans quelle couche, rouge, verte ou bleu, le sujet à traiter là se détache mieux de son fond, avec du détail. Donc il faut qu'il se détache bien de son fond et qu'il conserve du détail. Donc on fait apparaître la palette des couches. Menu fenêtre couche, et vous cliquez sur chacune des couches, rouge, vert, bleu, et vous essayez de repérer, tiens, dans quelle couche le sujet se détache mieux de son fond, sans que ce soit pixelisé, foireux. Dans ce cas-ci, c'est le bleu. Voilà, ça va vraiment dépendre chaque fois de la couleur du sujet. Si on a un arbre rouge, ce sera une autre couche. Alors qu'il se détache en foncé sur fond clair ou en clair sur foncé, peu importe, hein, tant qu'il se détache de son fond. C'est la différence entre le sujet et le fond qu'on regarde ici. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est dans la couche bleue qu'il se détache mieux de son fond. Hein. Rouge, vert, bleu, dans ce cas-ci, c'est le bleu. Je réactive le travail sur RVB en cliquant sur le mot RVB. Donc on a toutes les couches activées, on travaille sur l'image en couleur. Sachant que la couche bleue est la couche dans laquelle le bonsaï ici se détache le mieux de son fond, je vais maintenant dans la palette des calques, double-cliquer sur le calque pour faire apparaître les styles de calque. Et ici, je vais prendre comme référence la couche bleue. Et en principe, quand je déplace l'indicateur de droite du curseur du dessus, le résultat devrait être meilleur que si je faisais ça sur le gris seulement. C'est-à-dire les 3 couches. Pas mal ça, hein? Évidemment, s'il était sur un fond avec plein de couleurs différentes, ça devient assez compliqué de le sortir de là. Là, il était sur un fond quand même clair, et donc ça passe. Donc si on zoome, on voit qu'on n'a qu'un seul niveau de transparence. En séparant en deux le curseur avec la touche Alt, on arrive à créer un bord flou. Ce qui apporte un peu de choses ici, ça évite que le bord de l'arbre soit en escalier au niveau des pixels. Voilà. Est-ce qu'il y a une partie de l'arbre qui a disparu, qui est devenue transparente alors qu'elle ne devrait pas? Je ne pense pas. Dans ce cas-ci, ça marche super bien. Bon, je vais enregistrer le fichier pour les archives là, et on ne va pas aller plus loin ici. Vous avez vu le principe, prendre en compte une des couches plutôt que les 3 couches. Alors on va essayer le feu d'artifice, qui commence par 2017-05-31. Le feu d'artifice, ça va être le même principe, sauf que ça va être l'inverse. Il va suffire de faire la même chose, sauf que ça va être le contraire. Vous allez comprendre. Donc, feu d'artifice que je voudrais pouvoir sortir pour le mettre dans une autre image. N'importe où. J'ai jamais essayé avec celui-là. On va voir. Donc, première chose à faire, allez voir dans la palette des couches. Dans la palette des couches, je vérifie en cliquant sur chacune des couches. Dans quelle couche le sujet qui m'intéresse
se détache le mieux de son fond, tout en conservant tout le détail que je veux avoir. Bon, là, clairement, la couche verte, c'est peut-être pas le bon plan. Par contre, la rouge, moi, je sais pas, faut voir. Dans la verte, on a quand même la fumée verte qui est là visible, en fait. Hein. Assez bien, elle va nous ennuyer dans la couche verte. Donc, couche rouge, est-ce qu'on a la fumée? Non, un peu moins. Couche bleue, un peu moins quand même. Ok. Bon, ben, ça dépend si on veut avoir toute la complexité ici de la lumière ou pas. Ça, c'est la couche rouge. Et la couche bleue, c'est un peu plus squelettique comme résultat. On peut essayer les deux. On va essayer avec la couche rouge. Ok, une fois que vous avez vu quelle couche vous allez utiliser, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Et vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Encore double-cliquer. Ici, comparaison sur rouge. Et la différence par rapport à tout à l'heure, je suppose que vous avez compris, c'est que on va prendre l'indicateur de gauche, puisque c'est les parties les plus sombres qu'on veut rendre transparentes. Et voilà. Avec la touche Alt pour séparer en deux, pour avoir une zone de transition. N'hésitez pas à bien éloigner, vous voyez que ça crée de la transparence. Voilà, on a extrait un feu d'artifice comme ça de son fond. Et on va pouvoir aller le placer n'importe où sur une autre image. Si on voulait pour une raison ou une autre que les pixels noirs disparaissent, d'abord je vais enregistrer une première fois le fichier ici en Photoshop. Voilà. Si on veut que les pixels noirs disparaissent plutôt que d'être simplement masqués par l'écrêtage, ben, le principe c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Je crée un calque vide, j'active les deux, clic majuscule clic, menu calque, fusionner les calques, et voilà, on a un feu d'artifice entouré de transparence, les pixels noirs ont vraiment disparu. Mais évidemment, on ne sait plus régler l'écrêtage, du coup. Donc c'est super important, toutes ces techniques de sélection, et c'est vraiment un des plus grands chapitres dans Photoshop, la sélection des choses. Comment sortir un objet de son décor pour l'utiliser ailleurs. Ça représente à peu près un tiers de l'étude de Photoshop. Et parce qu'en fait, il y a plein de techniques suivant l'objet, suivant qu'on a un objet à bord net, un objet à bord complexe, tout ça, ça va être des techniques différentes. Vous avez la mouette, le nom du fichier commence par Seagull. Bon, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Je fais ça rapidement ici. Dans la palette des couches, je regarde dans quelle couche la mouette se détache le mieux de son fond. Sans grande surprise, vu que le ciel est bleu derrière elle, c'est dans la couche bleue. Hein, puisque plus c'est blanc dans une couche, plus ça indique qu'il y a de la couleur ainsi dans l'image. Donc, ciel bleu dans l'image, ciel très clair dans la couche bleue. Ok, une fois que j'ai vu ça, je réactive le travail sur l'image. Je double-clique sur le calque. Je double-clique à nouveau. Je fais une comparaison sur bleu. Et je rends invisible les pixels les plus clairs. Ici. Voilà. Et alors, il va falloir enfoncer la touche Alt pour faire de la transparence. Voilà. Pas mal, hein? On a les plumes transparentes comme dans la photo. Bon. Alors si vous vous posez la question de savoir à quoi sert le curseur du bas, c'est pour rendre invisibles certains pixels du calque en fonction des pixels d'un calque qui se trouve en dessous. En fait. Si je mets une image d'un objet sur un calque, je la mets sur un décor, en fonction de la luminosité du décor en dessous, je sais rendre invisible certains pixels du calque qui est au-dessus. C'est assez rare quand on utilise ça, c'est plutôt rare.
Par exemple, pour mettre un objet derrière une grille. Oui. Si je veux mettre un oiseau en cage, là par exemple, je prends une image d'un oiseau et d'une cage et je vais pouvoir rendre invisible l'oiseau là où les barreaux de la cage sont dessous. En supposant que, oui, qu'il y a quand même un fond assez clair, hein, des barreaux foncés avec un fond clair, il faut quand même que ça contraste. Bon, c'est plutôt rare. Hein. C'est plutôt le curseur du dessus qui prend en compte les pixels du calque qu'on utilise. Ok, j'enregistre et on va nettoyer puisqu'on a un problème avec le corps de la mouette qui a disparu. Donc je vous rappelle qu'on ne peut pas faire en sorte que l'écrêtage n'agisse pas sur une partie de l'image. Il faut ruser et il faut donc dupliquer le calque. On y va, on duplique le calque. Sur la copie du calque, on enlève l'effet de transparence, on remet les curseurs en place. Oui, il y a un truc vicieux. Non, ils ont résolu le problème. Avant, quand on double-cliquait sur un calque qui avait de l'écrêtage sur une des couches, ça nous montrait la couche grise, on ne voyait pas qu'il y avait de l'écrêtage sur une des couches. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, le problème est résolu. Donc, vous avez enlevé l'écrêtage sur le calque, tous les pixels réapparaissent. Alors, il fallait donc ajouter sur ce calque du dessus un masque de fusion qui masque tout. C'est donc avec l'icône ici et la touche Alt. Voilà. Et il faut dessiner le corps de la mouette, mais c'est pas évident, quoique on a quand même une ligne ici, ça va. Bon, bah ici ça va aller, puisque on a un bord qui apparaît. Vous l'avez aussi le bord là qui vous montre la forme. Bon, sinon on va quand même faire comme si on n'avait pas cette aide et qu'on ne voit pas vraiment où est le corps de la mouette. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez dupliquer le calque ici. Le calque du dessus, vous le dupliquez. Vous allez jeter le masque, parce qu'on n'a pas besoin du masque. Donc on prend la partie droite de la vignette et on la met à la corbeille. Et on indique supprimer. Donc voilà, il est supprimé comme s'il n'avait jamais existé. Donc j'ai au-dessus une image. Ce calque du dessus, je vais modifier son opacité. Voilà. En modifiant l'opacité du calque du dessus, il va me servir uniquement pour savoir où se trouve le corps de la mouette. Pour m'aider à dessiner dans le masque ici en blanc. Vous voyez, j'ai mis le calque du dessus à 18% dans mon cas et on voit, tiens, c'est blanc là, c'est vraiment le corps de la mouette. Donc on dessine dans le masque au pinceau en blanc. J'annule parce que j'ai débordé. Voilà. Bon ben, c'est bon comme ça. Voilà. Donc on vient de faire réapparaître le corps de la mouette. On a fait le bouche-trou en fait, hein, puisque l'écrêtage avait enlevé le corps de la mouette, qui était très clair. On vient de le remettre là. Et l'image du dessus qui nous servait de guide pour savoir où dessiner, ben on peut enlever l'œil en face, hein, parce que elle ne nous sert plus. Voilà. On veut vraiment la mouette entourée de vraie transparence. Pas du bleu transparent à 18%. Donc là, vous êtes vraiment paré pour aller loin dans cet exercice, hein, dans ces techniques.
la technique pour boucher les trous, la technique pour voir où il faut boucher les trous avec le calque au-dessus en transparence. Bon, on va quand même faire en sorte que les parties bleues de la mouette deviennent grises. Comme ça, on peut la mettre un peu partout, sur n'importe quel fond. Vous avez une idée comment on va faire pour que les parties bleues deviennent grises? Une sélection par couleur et changer la couleur. On va faire pas de sélection. Il n'y a pas besoin de sélectionner. En général, sélectionner, c'est quand on veut transporter quelque chose ailleurs. Et on va simplement faire un calque de réglage de type teinte saturation, comme on avait fait pour la piscine. Donc, au-dessus du calque bouche-trou, je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Donc, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage teinte saturation, ou alors dans le bas ici de la palette des calques, je vais chercher un calque de type teinte saturation. Et voilà. Il est là. Voilà, donc dans le panneau propriété, je vais indiquer que je travaille sur ce qui est couleur cyan et je vais désaturer. Et ça ne fonctionne pas parce qu'en fait c'était du bleu. Oui, avec le bleu ça marche. Voilà, j'indique que je travaille sur le bleu et je désature, ça devient gris. Ceci dit, on a aussi la possibilité de mieux cibler la couleur qu'on modifie ici. Quand on met le pointeur là, entre les deux barres verticales, et qu'on bouge, on peut cibler un peu mieux la couleur qu'on modifie. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites là, parce qu'en fait il y a 4 indicateurs. Là je fais juste bouger l'ensemble, mais ça peut être vraiment personnalisé pour vraiment cibler. Bon, ceci dit, c'est quand même moins bien que After Effects pour sortir les objets de fond. Oui, c'est pas parfait. La queue de la mouette n'apparaît pas. Je vais tenter de... Oui, tu as passé du temps à la retoucher. Ben oui, évidemment, elle devait apparaître, la queue de la mouette. Voilà. Donc je dessine sur le masque. Ben rien n'est foutu, hein. On peut revenir... voilà. Dessiner sur le masque. Je vais même dessiner en transparence, parce que le bout de la queue, je vais le faire transparent plutôt. Donc, pour le pinceau, opacité transparente, ça va dessiner en blanc transparent. Donc je vais obtenir du gris puisque je dessine sur des pixels noirs. Voilà. D'accord. Ça c'est pour avoir la transparence sur le bout de la queue. Mais bon, voilà, il faut le sentir. Photoshop, c'est... Il y a la partie technique et puis il faut un peu de jugeote et réfléchir et sentir les choses et faire des erreurs et régulièrement enregistrer ces documents en changeant le nom. Comme ça on a toujours une version avant au cas où ça foire. Ok, ok. Voilà. Bon, ben ça paraît bien, ça. Il suffit d'enregistrer et on va transporter ça vers une autre image, ça vous dit?
parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour pouvoir transporter vers une autre image, je vais d'abord regrouper les calques dans un groupe. Pas celui du dessus, il ne m'intéresse pas vraiment. Quoique, je pourrais quand même le mettre au cas où il y a des retouches à faire. Donc celui du dessus qui n'apparaît pas, je vais quand même l'afficher. Il va aller dans le groupe. Donc j'active tous les calques, je clique sur le dossier dans le bas de la palette des calques et j'ai tout mis dans un groupe. Alors, je vous propose de transporter la mouette dans ce paysage qui commence par le nom JH0406. Donc j'ouvre voilà. Comme on avait fait précédemment, je sépare par exemple en deux les onglets. Oui, je déplace les onglets, j'ai deux images. Et je vais déplacer le groupe, pendant que je suis en train de travailler sur l'image de la mouette, je vais déplacer le groupe vers l'image de mon décor. Extraordinaire. Une copie du groupe a été déplacée dans l'image du décor. Bon, vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui se passe? On a le ciel bleu de mon décor original, et ben il est toujours là, le ciel bleu sur le calque. Les pixels sont là, mais ça devient gris. Parce qu'en fait, le calque de réglage qui se trouve dans le groupe et qui enlève le bleu sur la mouette, eh ben, il agit aussi en dehors du groupe sur tous les calques qui sont en dessous. Ah ah! Eh oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que le calque de réglage qui est dans le groupe n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe et pas en dehors? Bon, ben voilà, pour que le calque de réglage n'agisse que sur les calques qui sont dans le groupe, j'active le groupe, et à la place du mode transfert, je mets en mode normal. Et là, le calque de réglage n'agit que sur les calques qui sont dans le groupe, pas sur les calques qui sont en dehors du groupe. Donc, je vais recommencer l'opération. Et donc, je vous dis qu'il faut mettre le groupe en mode normal au lieu de transfert. Alors, l'erreur habituelle, quand je dis ça, j'ai tout le temps quelqu'un qui va me dire « Mais, enfin, c'est déjà le mode normal. » Ben non, ça c'est le calque de réglage. On a bien dit c'est le groupe qui doit être en mode normal. Pas les calques à l'intérieur. Donc, on active bien le groupe et on le fait passer en mode normal. Et voilà. Le décor n'est pas du tout affecté par les calques de réglage qui sont dedans. Super intéressant comme technique. Là aussi, je rencontre souvent des gens qui sont obligés de fusionner les calques de réglage pour éviter qu'ils agissent sur les calques en dehors du groupe. Enfin, ils commencent à chipoter beaucoup. Et voilà, il faut connaître la solution. C'est évident. Oui, alors tout à l'heure, vous avez essayé de déplacer la mouette et ça ne marchait pas. Donc déjà, pour la déplacer, il faut prendre l'outil de déplacement. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Et il faut que le groupe soit fermé. Et vous aviez un problème, c'est que sélection automatique du calque était enclenchée. À partir de là, si c'est enclenché, même avec le groupe fermé, quand on prend, il n'y a que la partie sur laquelle j'ai cliqué qui s'active, c'est ce calque-là. Voilà, donc je fais un annulation. Il faut absolument décocher ça, sauf quand vous avez affaire à des images qui présentent plein d'objets similaires et vous voulez activer le calque quand vous cliquez sur un des objets. Là, ça va aider, mais c'est rare. Voilà, voilà.
Ah oui, dans les options d'outils de déplacement, vous avez aussi les options de transformation qui, en permanence, vous met un cadre autour de chaque calque quand vous l'activez. Un cadre de transformation. D'accord? Bon. À titre personnel, je ne trouve pas ça extraordinaire, mais c'est une question d'habitude, en fait. Hein, suivant le moment auquel on est arrivé dans Photoshop, on a pris des habitudes. Et je préfère utiliser la transformation manuelle et ne pas avoir le cadre de transformation en permanence enclenché. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Je mets un masque de fusion et je vais, dans mon cas, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais tester un petit truc, une grosse brosse comme ça, dessinée en noir, dans le masque de fusion que je viens d'ajouter sur le groupe, parce que je voudrais voir ce que ça donne quand on rend un peu le bout des ailes un peu transparent. Non, j'annule, parce que je trouve qu'elles sont fort présentes pour des ailes qui sont censées bouger. Voilà, peut-être pas plus mal. Vous voyez? J'ai rendu un peu transparent le bout des ailes. Je trouve que ça passera peut-être un peu mieux. C'est vite fait. Hein. Voilà. Sans le masque de fusion, que je peux désactiver avec la touche majuscule. Je le désactive avec la touche majuscule, je disais. Voilà ce que ça donne. D'accord? On l'avait expliqué ça, touche majuscule pour désactiver le masque de fusion, pour voir ce que ça donne quand tous les pixels apparaissent, les pixels du calque ou du groupe. Donc, correction couleur sur les images avec l'image Book Cliffs pour commencer. Voilà. Dans mon cas, vu que mon Photoshop est réglé d'une certaine manière, je suis obligé d'attribuer le profil sRGB. Édition, attribuer le profil, et voilà. Alors voilà, bon, on a un ciel qui est fort bleu, on va voir si on peut travailler sur lui. Petit rappel de ce qu'on a vu hier rapidement, calque de réglage de type teinte saturation et viser les bleus. Calque de réglage de type teinte saturation, voilà. Et dans le panneau propriétés, viser les bleus. Et puis après, je vous montre une autre manière de modifier des parties d'image. Enfin, du cyan plutôt. C'est du cyan, je dis bleu, mais en fait c'est du cyan. Ici. Voilà. Possibilité de désaturer, parce que c'était quand même très saturé. Possibilité de changer un peu la couleur. Alors, étant donné qu'on travaille sur du JPEG, vous voyez ce qui apparaît, toute la compression JPEG réapparaît. C'est pour ça que les images JPEG, il faut en général, si vous avez le choix, ne pas travailler sur elles. Et plutôt travailler sur du RAW. Le JPEG est un format de sortie finale. Avec le même calque de réglage, on peut aussi travailler sur les jaunes. Hier, on avait fait deux calques de réglage, un pour les bâtiments et un pour la piscine. Mais ici, on peut travailler dans le même calque de réglage, un réglage sur ce qui concerne le jaune, voilà, j'ai désaturé. Et un réglage que j'ai déjà fait là pour le cyan. Je vais peut-être agrandir le réglage et bouger un peu le curseur pour mieux cibler, vous voyez. Oui, là c'est particulier parce que vu que c'est du cyan, il se met sur le bord de la roue chromatique et il déborde de l'autre côté. Voilà, bon. Ça, c'est donc ce qu'on avait fait hier du réglage teinte saturation ciblé. C'est pas mal. Quand même, quand on enlève l'œil en face du réglage, on voit qu'on a obtenu une photo un peu plus correcte au niveau visuel. Mais bon, un peu plus réaliste, mais
Voilà, moins saturé. Ok, je vais jeter le calque ici parce qu'on va faire autre chose sur cette image. On va mettre un calque de réglage de type balance des couleurs. Voilà, balance des couleurs. Et là, pour les tons d'intensité moyenne, ou les foncés ou les clairs, vous allez pouvoir bouger. Donc c'est une autre manière encore de changer les couleurs. Ok, essayons pour les clairs. Donc c'est un peu moins destructif que teinte saturation. Teinte saturation est quand même très destructif en fait. Là je suis passé sur les tons clairs en fait. Après avoir modifié les tons moyens. Et je suis en train de modifier le ciel. C'est le ciel que je regarde en fait. Ok. Les calques de réglage, c'est du non destructif. En principe, oui, les pixels en dessous ne sont pas réellement modifiés, comme vous le voyez. Sauf quand on fait image réglage, mais ça c'est pas des calques de réglage, c'est les anciens réglages, les anciennes manières de corriger les couleurs dans Photoshop, mais la nouvelle manière, qui date quand même des années 90, je veux dire c'est version 4 de Photoshop, les calques de réglage, si je me souviens bien. Donc c'est vieux, ça fait quand même 20 ans quoi. Ok. Mais alors vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est le masque de fusion, dans lequel on va pouvoir aller mettre un dégradé pour que le réglage soit progressif. Donc si vous prenez l'outil dégradé, vous avez les options du dégradé là au-dessus. Dans tous les dégradés qui existent, qu'on obtient en cliquant là, la bibliothèque, vous choisissez celui qui va du noir au blanc. C'était peut-être déjà le cas. Bon, ceci dit, dans le menu ici, vous avez encore d'autres palettes de dégradés qu'on peut appeler. Tous ceux qui sont proposés par Photoshop ne sont pas juste là. Il y en a encore plein dans le petit menu là, mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Bon, en tout cas, il faut choisir celui du noir au blanc. Et la manière d'appliquer le dégradé, ça va être cette manière-ci, la première. Linéaire. Donc l'outil dégradé, il est là dans la palette des outils. Peut-être que c'est le pot de peinture qui est devant pour l'instant. Il faut aller chercher l'outil dégradé là derrière. Donc vous êtes en train d'appliquer un dégradé du noir au blanc de manière linéaire. Le mode d'application des dégradés, c'est normal, ça veut dire recouvrant. Ça recouvre ce qui va se trouver là dans le masque en fait. Et opacité 100%. Et on trace de haut en bas comme ça. Ou de bas en haut, dans ce cas-ci ce serait mieux. Voilà. Vous tracez autant de fois que vous voulez, pas besoin d'annuler. Et vous faites en réalité une progression dans le réglage. Là où c'est blanc, le réglage agit. Là où c'est noir, il n'agit pas. Là où c'est gris, ça agit plus ou moins. Voilà. Donc même pas besoin de s'occuper de faire une sélection. Alors ce dont tu parles, c'est peut-être aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle les photos HDR, qui font ressortir le détail dans les parties sombres, mais aussi dans les parties claires. Ce genre de choses là par exemple. Là j'ai juste tapé dans Google, j'ai tapé HDR photo et on tombe sur plein d'exemples qui montrent que voilà que ouais, je vais ajouter la recherche ici sur le document. Voilà. Donc c'est encore autre chose.
Ça permet de faire ressortir les détails dans les ombres et dans les parties claires, et on obtient une photo un peu plus égalisée comme ça. C'est ce qu'on appelle les techniques HDR. Et donc il y a le vrai HDR qui est fait au départ de plusieurs photos prises sur le lieu de prise de vue, avec différents réglages de l'appareil en fait. Hein. Oui, oui, c'est des techniques qui peuvent être intéressantes. Oui, oui, oui. C'est vaste, hein. C'est vaste parce qu'il y a aussi le faux HDR qui se fait au départ d'une seule photo. Donc c'est peut-être ça aussi que tu as vu qui améliore le ciel, ça peut être ça. Ok. Le dégradé, si vous voulez qu'il soit vraiment bien horizontal, quand vous le tracez, il faut de haut en bas ou de bas en haut, il faut enfoncer la touche majuscule. Et comme ça, il est calé sur l'axe. Il est parfaitement horizontal là, vous voyez. Avec la touche majuscule pendant qu'on trace. Voilà. Le réglage reste modifiable. Si on double-clique sur lui, on peut aller modifier encore, bien sûr, les choses. Amusant, ça. Vu que j'ai fait un réglage différent sur les tons clairs et moyens, j'ai les nuages du dessus qui sont un peu jaunâtres orangés et ceux d'en dessous qui sont bleutés. Alors qu'ils étaient tous bleutés au départ. Hein. Bon, c'est une des techniques de correction couleur, la balance couleur. Ça peut être bien. On peut faire la même chose pour le sol. Je peux ajouter un deuxième réglage de type balance des couleurs, par exemple. Voilà. Modifier, donc il est venu là au-dessus. Modifier, mais cette fois-ci en regardant le sol. Je ne m'occupe pas du ciel. Voilà. Pas mal. Je trouve que avec ce réglage-là, on sent mieux la végétation. On a moins l'impression que ça baigne dans un jus. Bon voilà, c'est un réglage balance des couleurs. Et il agit en fait aussi sur le ciel. Pour qu'il n'agisse pas sur le ciel, il suffit que je mette un dégradé dedans, mais dans le sens inverse. Voilà. Là, c'est un réglage qui n'agit que sur le sol, et en dessous, c'est un réglage qui n'agit que sur le ciel. Le ciel, le sol. Je vais faire un peu plus fort le réglage sur le sol pour qu'on voit bien. Voilà, un peu rosâtre comme ça, je trouve ça drôle. Amusant, hein, quand on enlève les deux réglages et quand on les remet. Ça permet d'améliorer des photos qui ne sont pas terribles au niveau des couleurs. Alors, une vieille image, et il y a clairement un problème de dynamique des luminosités. C'est-à-dire qu'elle est grisâtre en fait, elle est plutôt gris moyen dans son ensemble. On a l'impression que la majorité des informations sont dans les gris moyens et qu'il n'y a pas beaucoup de choses foncées et pas beaucoup de choses claires. D'accord? Quoique ici ça va encore, hein, mais allons voir un peu ce qu'on appelle l'histogramme. Menu fenêtre, histogramme. Voilà, l'histogramme justement, il montre l'occupation des pixels. Qu'est-ce qu'ils font dans l'image, les pixels? Ok, dans le menu de la palette histogramme, vous pouvez demander un affichage agrandi, ce sera un peu mieux. D'accord, donc menu fenêtre histogramme, et vous avez ce graphique indique les quantités de pixels dans l'image, et à droite, à gauche ici c'est ce qui est le plus foncé, et à droite c'est ce qui est le plus clair. Et vous voyez que la plupart des pixels, ils sont surtout dans les gris moyens en fait. Hein. Donc au niveau la dynamique de l'image, on va essayer de voir si on peut améliorer ça grâce à un calque de réglage de type niveau. Donc ça va se passer dans la palette des calques. La palette histogramme, vous n'en avez plus besoin en fait. Vous pouvez la fermer. C'était juste pour voir.
Elle permet de faire plus de choses que ça, et sur des images couleurs aussi, hein. C'est vraiment se renseigner sur les pixels, qu'est-ce qui donne comme information dans l'image. Donc dans la palette des calques, je vais mettre un calque de réglage, cette fois-ci de type niveau. Et vous retrouvez l'histogramme qui est montré là, dans le réglage niveau. D'accord? Calque de réglage de type niveau, palette de propriétés pendant qu'il est activé. En tout cas, oui, pendant qu'il est activé, on a ceci. Et en principe, si vous bougez les extrémités ici, ne jouez pas sur le curseur du dessous, uniquement le curseur du dessus. Quand vous bougez ceci, vous redéfinissez les tons les plus foncés de l'image. Alors je vais y aller franchement, là, comme ça, en bougeant cet indicateur-là. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le gris qui a cette intensité-là devient noir. Et tous les pixels qui avaient des intensités plus sombres que ce gris qui se situe là, hein, juste sous le curseur, mais ils deviennent noirs aussi. Donc on perd des informations. Ok. Mais ça améliore l'aspect de l'image. Ça rend plus lisible l'image. Je crois que c'est assez flagrant quand même, hein. Oui. Je remets le curseur en place. Je vais utiliser maintenant celui de l'autre extrémité. Ben lui, il fait en sorte que le gris qui est juste en dessous devienne blanc. Et tout ce qui est gris plus clair dans l'image devient également blanc. Donc également, on perd des informations, du détail. Mais ça permet de rendre plus lisible l'image. En jouant sur les deux, on arrive à améliorer l'aspect des images. Sur les deux extrémités. Bon, mais dans ce cas-ci, je pense que celui de droite, je ne vais pas y toucher parce qu'en fait la fumée blanche ici devient sur un fond blanc si je fais ça. C'est vraiment du cas par cas. Donc dans ce cas-ci, il ne faut pas faire ça. Alors, comment ça s'appelle la technique ici? C'est l'écrêtage de luminosité. Oui. On avait fait de l'écrêtage de transparence tout à l'heure, mais ici c'est l'écrêtage de luminosité. Donc je ne vais jouer dans ce cas-ci sur cette image que sur la partie redéfinir les pixels les plus sombres. Et également je vais tester ceci, c'est le curseur du milieu, c'est l'intensité des tons moyens. Ça c'est pour faire des retouches d'image rapides. En moins de 30 secondes, on peut améliorer rapidement une image. Si vous avez plein de centaines d'images d'archives à améliorer, ça peut aider. Voilà. Je pense qu'au niveau lisibilité de l'image, si j'enlève l'œil en face du calque et je remets, on voit que c'est quand même un peu plus correct. On va tester avec d'autres images. Pour les archives, je vais enregistrer cette image. Alors, vous avez l'image du tramway, elle s'appelle Scan 081. Essayez de l'ouvrir et on va voir si on peut l'améliorer. Donc, c'est soit des images qui ont été mal numérisées, soit des vieilles images. Et au niveau du développement photo et du vieillissement de la photo, ben, ça devient fort gris moyen. Et on peut voir si on peut donner un peu plus de pêche et de dynamique aux images grâce à la technique ici. Donc, calque de réglage de type niveau. On voit que la majorité des pixels est dans les tons moyens, puisque les extrémités fort sombres et fort claires, si le fort clair, il y en a beaucoup. Mais oui, on va tester, on va voir. Je prends l'extrémité là, voilà. Je bouge le curseur du milieu, les tons moyens. Il faut faire un aller-retour entre les deux curseurs, les deux réglages, hein. Les deux petits indicateurs. Voilà. Je vais quand même tester qu'est-ce qui se passe si on prend l'extrémité de l'autre côté là. Non, les fils disparaissent dans le ciel. Je ne vais pas toucher au blanc ici, dans ce cas-ci. Voilà, ça c'est de la retouche rapide. Oui, c'est pas mal quand même.
Si je mets l'œil en face du calque et que je l'enlève, je vois que la lisibilité de l'image a changé. On arrive quand même à améliorer les choses. Avant, après. Avant, après. On a comme une espèce de couche de poussière qui s'en va de l'image en fait. Et ça, c'est sur des images noir et blanc. Vous allez voir que sur des images couleurs, on peut également faire ça. Je vais essayer sur une dernière image noir et blanc, qui est celle qui commence par The Wreckage. Voilà. Au niveau de l'histogramme, je n'ai pas besoin d'aller chercher la palette histogramme, puisque vous avez compris qu'on le voit dans la palette niveau. Voilà. L'image numérique ici n'utilise pas les possibilités des pixels les plus clairs et des pixels les plus foncés. Elle ne contient que des gris moyen foncé et moyen clair. Et ça se voit, l'image au niveau de la dynamique, c'est pas terrible. Alors, je déplace les petits curseurs. Typiquement, quand on a une image comme ça, c'est clair que un truc qui va améliorer, même sans regarder l'écran, c'est de faire ceci. De ramener les indicateurs de gauche et de droite sur le bord de l'histogramme. Avant, après. En plus de ça, je joue sur le curseur du milieu pour l'intensité des tons moyens. Voilà. Avant, après. Bon, il faut un peu bouger pour quand même conserver du détail. Voilà. Et puis c'est une première étape. En plus de ça, on peut ajouter d'autres calques de réglage, notamment de type courbe, après, par-dessus, pour corriger plus finement les intensités. Mais bon, si vous avez 500 images à corriger en 2 heures, ça va pas être possible. On va dire 200 images en 2 heures sans problème, parce qu'en plus on peut programmer Photoshop pour que l'ouverture des images et l'enregistrement se fasse automatiquement, bien sûr, et mettre le réglage niveau sur le calque également. Vous n'aurez plus qu'à corriger en fait. Vous indiquez le dossier qui contient les 200 images, il vous ouvre les images, il vous met le calque de réglage, et dans le panneau propriété, vous modifiez. Et puis il enregistre l'image et il ouvre la suivante. Donc ça c'est le traitement par l'eau dans Photoshop, avec à un certain moment donner la main à l'utilisateur pour qu'il fasse son réglage personnalisé. Parce que chaque image étant différente, on ne peut pas appliquer le même réglage sur chaque image. Il faut quand même à un certain moment donner la main à l'utilisateur pour qu'il prenne les décisions. Bien, on va essayer sur des images problématiques en couleur. Vous avez l'image qui commence par 7466B. Je vais ouvrir ça. Elle a un problème d'éclairage. L'appareil photo était mal réglé apparemment. Et on a l'éclairage qui est fort orangé. Alors, elle est où? Ok, elle est là. 7466B. Voilà. Voyons si on sait améliorer l'aspect de l'image. C'est peut-être bien hein, dans certaines publications. Le fait que les images aient une dominante colorée peut être intéressant dans certaines publications. Mais supposons qu'on veut essayer de neutraliser un peu cet éclairage orangé. J'ajoute le réglage niveau. Et je ne modifie pas les curseurs ici. Parce que ça, c'est agir sur les 3 couches en même temps. Et c'est typiquement quand on veut modifier la luminosité, la dynamique, la luminosité. Mais ici, on a un problème de couleur.
Donc il va falloir descendre sur chacune des couches dans le réglage niveau. Vous voyez, rouge, vert, bleu. Bon, eh bien on va tester un truc même sans regarder l'image, c'est-à-dire que on va essayer d'amener les curseurs dans la couche rouge, par exemple ici, de chaque côté comme ça, dans la couche verte, de chaque côté comme ça, et dans la couche bleue aussi. Voilà, incroyable. Vous voyez ce qu'on obtient? Super astuce, plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer de récupérer l'histoire. Première chose à faire, essayer de redéployer l'histogramme pour qu'il utilise toute la gamme dynamique possible. Et j'ai même pas regardé l'image pendant que je faisais ça. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait du détail qui soit bouffé. On a du blanc qui apparaît sur les fauteuils. Bon, ben là, il suffit d'aller voir si on peut récupérer un peu sur les couches. Si c'est important de récupérer le détail sur les fauteuils, là. Allez voir un peu à quel niveau ça va se situer. J'ai peut-être écrété un peu trop. Voilà. Ouais. Bon, là aussi, vous avez plein de photos qui ont été prises dans des conditions mauvaises. Éclairage par tube fluorescent ou... Et ben voilà, vous allez pouvoir corriger ça rapidement. Alors la question qu'on me pose souvent c'est: et si j'ai pris plein de photos au même endroit, est-ce que je peux leur appliquer le même réglage? Il faut essayer. Mais en général ça ne marche pas, parce que si on s'est déplacé dans le local, il faut quand même faire un éclairage un peu personnalisé. Ça peut peut-être aider d'appliquer le même réglage à toutes les photos, un réglage générique, et puis de faire un deuxième passage pour modifier un peu les réglages en fonction de chaque photo. On n'aurait pas pu faire une balance de blanc là-dessus? Donc appliquer un filtre qui va jouer sur la balance de blanc. Une balance de blanc, mais la balance de blanc, tu l'as fait avec quoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait ici, l'écrêtage, c'est une balance de blanc, en fait. Hein. On est en train d'indiquer, oui, de rétablir le blanc, en fait. Hein. Ah, tu parlais de balance des couleurs, oui. Balance des couleurs, oui, c'est à tester aussi, mais je pense que quand on a affaire à des images qui ont des dominantes de couleurs, ça peut être une bonne solution de passer par ceci. La balance des couleurs ne va pas modifier la dynamique, les contrastes et la luminosité. Il faut vraiment tester et après tu sens vers quoi tu dois aller. Maintenant, la balance des couleurs peut s'ajouter à ça, hein, en plus. Là, on est dans une logique de retouche plus longue, alors. On n'est plus dans 1 minute pour faire une retouche sur une photo. Vraiment, cette technique de l'écrêtage de l'histogramme, c'est génial pour retoucher rapidement les photos. Bon, je vais essayer avec la vieille photocouleur Rocky Mountain. Voir si on sait améliorer les couleurs. Genre photo de diapositive ici. Hein. Enfin, diapositive, couleur de diapositive, clairement. Alors, j'ajoute un calque de réglage de type niveau. Cette fois-ci, j'y vais pas par la palette des calques. Je peux y aller aussi par le menu au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Et voyons un peu, donc là je suis en train de travailler sur les 3 couches en même temps, donc c'est pas un problème de luminosité ici, vraiment je pense que c'est plutôt un problème de couleur, donc je ne touche pas au réglage ici, je vais aller sur chacune des couches. Voilà, on a les informations de lumière rouge qui n'occupent pas tout ce qu'elles pourraient occuper, donc je vais rétrécir là, comme ça, resserrer. Même chose pour la couche verte. Même chose pour la couche bleue. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'amélioration de la photo? Si j'enlève l'œil en face du calque de réglage dans la palette des calques, je pense que, oui, on a quand même une amélioration.
Et là, je n'ai même pas encore joué sur les tons moyens. Parce que bon, il y a quand même encore une dominante bleutée, donc je vais aller voir dans la couche bleue, modifier les tons moyens de la couche bleue, dans l'autre sens, voilà. Ça devient un peu plus verdâtre, moins bleu. Logique, hein. Si je vais vers la gauche, c'est plus de bleu, et vers la droite, c'est plus de rouge et vert. Et rouge et vert, ça fait du jaune, quand on mélange des lumières. Bon. Maintenant, si c'est trop jaune, je vais peut-être aller sur la couche verte ici, ramener un peu de rouge. Enfin voilà, il faut aller tester ça. Une technique intéressante aussi, on n'aura pas le temps vraiment de voir, je pense, c'est de multiplier les calques de réglage et puis... Donc voilà. Mais ça reste une vieille photo. Et cette photo-là, pour l'améliorer, j'ajouterai un calque de réglage de type courbe en plus. Mais on ne va pas compliquer les choses pour l'instant. Déjà, réglage niveau, c'est pas mal. Et donc je disais, une solution pour trouver le bon réglage, c'est aussi de faire un premier réglage comme ça. Ensuite, enlever l'œil en face du réglage et en ajouter un nouveau calque de réglage de type niveau qui lui a son œil en face. Et à nouveau modifier les choses. Essayer de trouver. Et puis, il faudra comparer les résultats et garder que le meilleur, en fait. Hein. Voilà, bon, imaginons, tiens, je viens de faire un deuxième réglage. Ça, c'était le premier. Donc, ok, deuxième, premier, lequel est le meilleur? Ben, il faut décider. En les affichant comme ça. Ok. Mais vous savez quoi? Celui du dessus, le dernier là que j'ai fait, je trouve que pour les sapins et la montagne, il est pas mal. Et celui du dessous, c'est surtout pour la rivière qu'il est bon. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Je vais dans le masque de fusion, dégradé. Un dégradé qui empêche que le réglage du dessous aille sur les montagnes. Ici, un dégradé qui empêche que le réglage du dessus, il faut que je l'affiche, le réglage du dessus aille sur la rivière. Et voilà. J'ai deux réglages qui agissent. Donc ça, c'est les montagnes. Celui du dessus, le dernier que j'ai fait. Et ça, c'est la rivière. Bon, pas mal ça. Hein, avant, après. Ouais, ça a quand même plus de dynamique. Alors ici, je vais utiliser l'image courtroom, le tribunal. Et on va voir que l'approche va être un peu différente ici. Quand je vois cette image, je me dis, tiens, pour lui donner de la dynamique, je vais utiliser une autre technique qui est l'accentuation des détails avec le filtre renforcement accentuation. Il y a plein d'autres manières de faire, mais ça pour améliorer rapidement une image, ça peut être bien. Bon, alors, quand je mets les trois curseurs au minimum, bon, il n'y a rien qui se passe. Quand j'augmente fort le gain et un peu le rayon, ça devient super net. Mais c'est pas bon, il y a une technique meilleure qu'on verra pour mettre de la netteté. Ce qui m'intéresse, c'est que ce réglage accentuation, que je suis allé chercher dans filtre renforcement accentuation, quand on inverse, quand on fait beaucoup de rayons et peu de gains, on donne de la dynamique aux images en fait. Si je décoche aperçu, voilà, c'est comme si on avait une couche de poussière qui s'en va. Très intéressant dans les photographies de paysage où on a de l'atmosphère qui a rendu terne les paysages. Je clique sur OK et voilà, les pixels sont modifiés. J'annule.
Encore mieux que ça, si je convertis avec un clic droit le calque en objet dynamique, voilà, c'est un objet dynamique, on avait vu ça au tout début, hein, les objets dynamiques, je pense. C'est un calque conteneur qui contient tous les pixels. Si je remets le même filtre renforcement accentuation, en fait, tous les filtres qu'on met sur un objet dynamique vont apparaître dans la palette des calques, on va pouvoir les retirer ou les modifier. Voilà, dès que je clique sur OK, il est là, on peut le désactiver. On pourrait même, dans son masque de fusion, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image. En double-cliquant sur le nom du filtre, on peut le remodifier. Voilà. Donc pensez à ça quand vous mettez un filtre. Si vous le mettez sur un objet dynamique, il va apparaître dans la palette des calques. Et vous allez pouvoir le désactiver, faire en sorte qu'il n'agisse pas sur toute l'image en mettant au gros pinceau noir là-dedans ou un dégradé. Et modifier le filtre en double-cliquant sur lui. Voilà, et donc dans le cas de cette image... Tu t'es déjà posé la question de savoir... Voilà. Là-dessus, j'ajouterai un calque pour désaturer un peu, parce que le bois est quand même un peu péchu au niveau de la couleur, mais bon, vous avez vu le principe. Pensez à ça pour les paysages, donc c'est très très intéressant cette technique de l'accentuation inversée, comme ça, peu de gains, beaucoup de rayons, ça fait des miracles pour enlever les particules dans l'air, les paysages ternes. Alors, j'ouvre l'image qui commence par A355. Donc, c'est une image où, clairement, il y a une ambiance de fin de journée. Si on veut contrôler un peu l'ambiance ici, il y a une solution rapide, c'est la neutralisation des gris. Qui peut permettre, et c'est ce qu'on va faire un peu ici, d'être un peu créatif au niveau de les ambiances couleurs. Alors on va faire ça, on va afficher la palette des calques. Et au-dessus du calque, on va aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Donc les courbes, c'est un peu comme les niveaux, mais ça permet d'aller plus loin. Ça permet de faire plus. Mais nous, dans un premier temps, ici, on va l'utiliser de manière très simple. Alors, tu parlais de balance des blancs hier. Ce qu'on va faire ici, c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est-à-dire neutraliser l'éclairage, sauf qu'on le fait en post-production ici. Donc, vous avez les courbes. Actuellement, la courbe est plate. Vous prenez la pipette grise qui se trouve là. La pipette qui contient un liquide gris, pas celle qui contient un liquide noir ou blanc, parce que ça, c'est pour définir le point le plus foncé ou le plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est la pipette grise. Alors, en ayant cette pipette grise enclenchée, vous allez cliquer sur différentes parties de l'image. Et vous voyez qu'à chaque fois, on obtient une ambiance colorée différente. Donc, ce qui se passe, c'est que là où on clique, ça essaye de rendre ça gris dans la mesure du possible. Mais ça fonctionne, en fait, c'est prévu pour fonctionner surtout sur des choses qui sont grises, un peu colorées, comme cette partie-ci, par exemple. Alors, pour que ça fonctionne mieux, on va quand même aller dans les options de la pipette, là au-dessus de l'écran. Et à la place d'échantillons ponctuels, on va par exemple choisir moyenne 31 x 31. Donc c'est quand même une image ici qui contient beaucoup de pixels. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois qu'elle fait 2600 pixels sur 1900. Donc il y a beaucoup de pixels. La taille de l'échantillon que la pipette va prendre, ça dépend aussi de la taille de l'image. Si on travaille sur des toutes petites images, je vais peut-être aller à 3 x 3 ou 5 x 5. Bon, ça veut dire qu'en 3 x 3, ça prélève la couleur de 9 pixels au lieu d'un seul. Quand on est en échantillon ponctuel, c'est un seul pixel, la couleur d'un seul pixel qui est prélevé. Vraiment celui sur lequel je clique précisément. 3 x 3, c'est 9 pixels. 5 par 5, c'est 25. Enfin, vous avez compris le principe. Et
Pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre de pixels qui sont pris en compte quand je clique sur la photo? Parce qu'en fait, il y a du grain dans les photos. Ce n'est pas des surfaces unies. Si on zoome, on va voir qu'on a des pixels l'un à côté de l'autre qui ont des couleurs quand même bien différentes. Il y en a des verdâtres ici, des rosâtres ici, etc. Il y en a des foncés, il y en a des clairs. Et ça, c'est le grain de la photo qui fait ça. Et pour passer outre de ce problème, ce grain, on fait fonctionner la pipette en échantillon 31 par 31 par exemple. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Bon, il faut savoir que quand vous trouvez une version de la photo là, qui vous plaît, si vous continuez à cliquer, vous n'allez pas la retrouver facilement en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Une fois que vous avez trouvé un réglage qui est sympa, ben, la chose à faire ce serait ceci. Dans la palette des calques, allez dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, par exemple, ou Alt déplacer, vous avez dit hier que ça marche aussi. Un des deux calques, celui d'en dessous par exemple, un des deux calques de réglage, celui d'en dessous, je lui enlève l'œil, et je continue de travailler sur celui du dessus. Et pipette grise du réglage des courbes, et je continue à pipeter. Bon. Normalement, c'est fait pour améliorer rapidement les photos, mais vous voyez qu'on peut donc l'utiliser pour faire quelque chose d'un peu créatif. Après, on va essayer ça sur d'autres photos aussi. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité, évidemment, d'activer l'un ou l'autre. Je vais quand même faire un truc différent ici. Voilà, l'un ou l'autre, pour décider lequel est le bon. C'est subtil. Hein. Les différences ici, ok, c'est assez bleuté ici. L'autre est un peu moins bleuté. Donc voilà, c'est une manière d'enregistrer le réglage, simplement dupliqué. On va essayer avec une autre photo. Alors, vous pouvez essayer avec la photo qui commence par A224. Donc, je mets un calque de réglage de type courbe. J'utilise la pipette grise de ce calque de réglage de type courbe. Et je clique. Voilà. Donc si vous avez les corrections rapides à faire sur des images couleurs, ça peut être une solution. À nouveau, je duplique, j'enlève l'œil et je teste d'autres choses. Je vous rappelle que pour faire apparaître le panneau propriété, c'est simple, il suffit de double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage. Enfin, vous avez compris le principe. Et donc ça c'est le réglage des tons moyens sur la courbe. C'est le réglage des tons moyens, oui, oui. Ah ok. Bon, dans les photos, en général, la partie la plus claire est bien blanche, la partie la plus sombre est bien noire, il n'y a pas besoin de corriger. Et on a vu le système des niveaux hier pour corriger quand on a des problèmes où la partie la plus claire n'est pas vraiment claire et la partie la plus foncée n'est pas vraiment foncée. Voilà. Donc, bonne solution. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais quand on regarde le réglage, on voit ce que ça fait. Quand on regarde le réglage dans le panneau propriété, on voit que en cliquant avec la pipette grise à un certain endroit de l'image, ça essaye de transformer cet endroit où j'ai cliqué, ça essaie de le transformer en gris, donc de neutraliser en fait. Hein. Et comment? En modifiant les quantités de lumière dans les tons moyens. Dans ce cas-ci, ça a augmenté la quantité de bleu et diminué un peu le vert et assez bien le rouge quand même. Voilà. Vous avez l'histogramme là qui apparaît derrière, mais il ne faut pas nécessairement s'en occuper ici. Ce n'est utile
l'histogramme que quand on va jouer sur ces deux curseurs ici, qui correspondent un peu à ce qu'on avait trouvé dans le réglage niveau en fait. Mais donc, ne vous occupez pas de l'histogramme, là, il vous aide pas, sauf si vous commencez à jouer sur les curseurs, le curseur horizontal ici, les indicateurs. Mais dans le réglage des courbes, en général, on ne fait pas jouer sur ces deux choses-là. Ce qu'on fait dans le réglage des courbes, c'est modifier la quantité de lumière, et ça, c'est le curseur vertical, en fait. On voit qu'on a augmenté la quantité de bleu en vertical, diminué le vert et le rouge. Voilà. Donc l'image qui commence par DC1266. Alors on va essayer de voir quelle est la qualité de l'image au niveau des pixels et de la netteté. On va double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Voilà. Il y a quand même du grain. Mais bon, ça va aller. Les conditions d'éclairage n'étaient pas très bonnes. Bien. Alors, on va voir deux méthodes pour modifier la netteté dans une image. Première méthode, ce qui est une méthode assez ancienne, c'est la méthode du masque flou. Donc, on va l'appliquer sur un calque qui sera un objet dynamique, comme ça le réglage va apparaître dans la palette des calques. Donc, première chose à faire, c'est clic droit sur la vignette et demander convertir en objet dynamique. Donc, on a mis les pixels dans un calque conteneur et on va pouvoir mettre n'importe quel filtre. Et il apparaîtra dans la palette des calques qui sera supprimable, modifiable, masquable à certains endroits de l'image. Donc on y va, menu filtre, renforcement, accentuation. On l'avait utilisé hier pour améliorer l'image du tribunal, donner du contraste rapidement, en mettant un rayon très fort et un gain plus faible, mais en général c'est pas comme ça qu'on utilise le réglage de netteté. En général on va faire un petit rayon et un gain plus fort. Donc mettez le curseur rayon assez petit. Donc petit rayon, gain plus fort. Vous ne voyez pas encore le filtre dans la palette des calques parce qu'en fait on n'a pas encore cliqué sur OK. Mais dès qu'on aura cliqué sur OK, il va aller se mettre là sur le calque. Bien. Et donc vous voyez qu'on arrive à augmenter la netteté. Si vous désenclenchez l'aperçu et vous le réenclenchez, vous allez voir l'avant-après. Bon ben voilà, je clique sur OK et le réglage apparaît là, dans la palette des calques. Ah oui, si je double-clique à nouveau sur le mot accentuation, le réglage revient. Vous avez quelque chose qui s'appelle seuil. Ça veut dire que le réglage ne s'applique pas entre deux pixels si la différence de luminosité est inférieure à ce qui est indiqué dans le seuil. Par exemple, vous avez la luminosité ici qui va de 0 à 255 là-bas au bout. 0 c'est du noir, 255 c'est la lumière totale. Et si je règle le seuil à 10, eh bien le réglage ne s'applique pas sur les zones où les pixels, la différence de luminosité est inférieure à 10 niveaux, sur une échelle qui va de 0 à 255. Donc ça permet de préserver certaines zones, sauf que ça ne marche pas bien, ça donne un effet bizarre. Sur les visages, c'est encore pire. Quand on voit ça sur les visages, on voit parfois ça dans les magazines, des photos qui ont été prises par des paparazzis. Alors ils ont fort augmenté le zoom sur l'image. Il a fallu faire de l'accentuation détail, mais voilà, ils font des trucs pas terribles au niveau de la qualité. Bon, ça c'est une ancienne manière de fonctionner, le filtre. Moi je vous conseille pas de jouer sur le seuil, de toute façon. Je vous en parle ici juste pour que vous sachiez à quoi ça correspond, mais je vous conseille de laisser toujours sur 0 de toute façon. C'est mieux. Ça donne un côté plastique aux images en fait. Sauver l'image en format Photoshop, il n'y a pas le choix puisqu'il y a un calque. Enfin, puisqu'il y a quelque chose de spécifique à Photoshop, un objet dynamique, vous ne pouvez l'enregistrer qu'au format Photoshop, donc PSD. Voilà, je viens de l'enregistrer pour les archives. On va essayer sur la demoiselle ici, Beautiful Face. Je double-clique sur la loupe pour voir l'image
Alors, accentuation des détails ici. Clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Menu filtre, renforcement, accentuation. Du gain, du rayon. Voilà. Et c'est tout de suite, ça doit vous rappeler certains magazines bas de gamme, ce genre d'effet. Un peu plastique, là, comme ça. C'est typique vraiment des magazines. C'est fou quand tu zoomes que tu vois que même au niveau de son épilation, il y a des soucis et tout. C'est dingue, hein. Voilà. Et pour que l'accentuation ne se mette pas sur tout, pour que ça n'accentue pas les pores de la peau, le réglage seuil que je vais augmenter, et donc ça devrait empêcher oui, ça empêche que l'accentuation se mette sur les parties de l'image qui ne présentent pas des différences de luminosité très élevées les unes par rapport aux autres. Sauf que vous obtenez vraiment ce qu'on a sur dans les magazines pourris, et des petites taches, des petits éclats de lumière là, à côté de... tu dis? Des flares et tout ça, tu veux dire, des magazines pourris? Oui, ce genre-là, en fait, oui. Des magazines... ben oui, des magazines pour adolescentes, quoi. Voilà. Bon, donc l'accentuation est fort utilisée, mais c'est pas la bonne méthode. Il y a des meilleures méthodes pour accentuer les détails. Donc je vais quand même enregistrer pour les archives au format Photoshop cette image-ci. Voilà. Et je présume que ce... Donc oui, pour retirer les imperfections sur les visages, il y a la technique de la séparation de fréquences, qui est une technique assez complexe à mettre en œuvre, qui prend... oui, ou le tampon pourrait servir aussi. Ça dépend. Ça dépend si on veut enlever le grain de la peau d'une manière globale sur le visage, séparation de fréquences. Si on veut enlever des petites imperfections, on a un outil qui est ici, qui est une évolution du tampon en fait, qu'on a utilisé l'autre jour. Vous vous souvenez, aller prendre des pixels à un endroit pour les remettre à un autre. L'outil correcteur localisé va pouvoir nous servir. Je passe sur le petit bouton, il s'en va. Là, il s'en va. D'accord? Mais est-ce qu'il faut vraiment enlever? Quand c'est des boutons, d'accord, mais pas quand c'est des grains de beauté. Sinon, ça enlève la personnalité, ça ne correspond plus à la personnalité de la madame. Est-ce que ça va, vous voyez, l'outil correcteur localisé? Puisque vous avez posé la question. Oui, ça peut se faire. Oui, pourquoi pas, hein, pour des photos... oui, on fait des photos... de cartes de membres, je veux dire, des photos qui vont apparaître sur un site web. Pourquoi ne pas enlever un bouton temporaire? Il n'y a pas de raison, parce que lors du shooting photo, la personne avait un bouton qu'elle le garde pendant des années sur le site web. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça oui, mais pas les grains de beauté. Il ne faut pas enlever la personnalité de... Ça fait partie de la personnalité. Bon. Ben voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Est-ce qu'on peut enlever les imperfections? Oui. Il y a différentes manières d'enlever les imperfections. D'ailleurs, enlever le grain de la peau, on le fera sur d'autres photos d'hommes où le grain de la peau est fort visible et on va voir qu'on peut essayer de lisser. C'est controversé. Hein. C'est controversé comme technique parce que ça ne montre pas la réalité telle qu'elle est. Maintenant, les appareils photo ont tendance à exacerber les détails et donc pourquoi ne pas corriger un peu? Mais c'est controversé, il y en a qui n'aiment pas. On appelle ça la dictature du lisse. Voilà. Ok, donc je vais fermer l'image et on va redémarrer de l'image qu'on avait juste avant. L'image JPEG, la DSC 1266 qui est en JPEG. Je vais la réouvrir et je vais tenter une autre méthode pour accentuer les détails, une méthode qui est meilleure, qui est apparue plus récemment. Parce que l'accentuation des détails, ça existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans dans Photoshop. Hein. Mais il y a des techniques nouvelles qui sont apparues. Alors voilà, il va falloir... Vous avez bien repris l'image JPEG, l'image d'origine. On travaille du JPEG ici, mais vous savez qu'il vaut mieux travailler en RAW. C'est parce que nous, on est à chercher des images qui, pour les démonstrations, c'est bien, sur le web, comme ça. Et parfois,
plutôt que de se déplacer pour aller prendre la photo, c'est quand même plus facile de prendre sur le web, même si malheureusement c'est en JPEG. Mais il vaut mieux travailler du RAW, et on peut même dans Photoshop travailler le RAW. Une image RAW va rester RAW dans Photoshop, on va avoir un calque RAW, et ce qu'on va voir ici fonctionnera aussi. Ça, c'est au moment de l'importation du RAW dans Photoshop, on peut dire, tiens, je veux qu'il n'y ait pas de transformation, que ça reste du RAW. Il y a intérêt à avoir un ordinateur qui est super puissant, parce que faire des photomontages avec des images RAW, c'est quand même lourd, hein, ça demande quand même des machines puissantes. Donc, la technique qu'on va voir ici, c'est la technique de l'accentuation des détails par passe haut. Le passe haut. Alors, voyons un peu. Le passe haut, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, c'est un rapport avec les fréquences. Les fréquences, vous avez les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences. D'accord? Et un filtre passe haut, c'est un filtre qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Il ne laisse passer que les hautes fréquences, c'est le principe. Bon, ici les schémas ne vous aident pas beaucoup, mais je vais vous expliquer. En fait, dans le cas de l'accentuation des détails, on considère que les endroits d'image qui ont beaucoup de détails, c'est des endroits à haute fréquence. Et les endroits de l'image qui sont sans beaucoup de détails, donc les surfaces plus unies, ce sont des basses fréquences. Dans le cas de l'accentuation des détails, quand on parle de haute fréquence et de basse fréquence, on parle de la quantité de détails qu'il y a dans l'image. Et donc on va appliquer un filtre qui ne laisse passer que les parties d'image qui ont beaucoup de détails. On va faire ça ici, vous allez comprendre. On va dupliquer le calque d'arrière-plan. Tout ce qu'on fait ici va pouvoir éventuellement être scripté, automatisé pour l'appliquer rapidement sur une autre image si vous voulez. Ce serait intéressant de voir aussi comment rapidement faire ça. Quand on va appliquer ça sur une deuxième image, on fera en même temps, on va enregistrer le script pour pouvoir le réappliquer sur n'importe quelle autre quantité d'images par la suite. Donc première étape ici, dupliquer le calque. Ensuite, je vais en faire un objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc le calque du dessus. Ensuite, je vais aller dans le menu filtre divers, passe haut. Filtre divers, passe haut. Vous avez un réglage, il faut faire en sorte que dans l'image, il n'y ait plus que les détails fins qui apparaissent. Mettez le rayon au minimum, puis augmentez progressivement. Voilà, ça montre normalement uniquement les détails fins. Vous n'êtes pas obligé de trouver le bon réglage dès le départ, parce qu'en fait on le met sur un objet dynamique, donc il restera accessible par la suite, on va pouvoir le modifier. Voilà, c'est un peu comme si on avait dessiné la scène en fait. Ok. Alors, ce calque, vous le mettez en mode d'application, parce que pour l'instant, il est en mode d'application normal, recouvrant 100%. Ça recouvre tout le calque d'en dessous, en fait. Ça ne se mélange pas avec, d'accord? Mais à la place de normal, qui veut dire en fait recouvrant dans Photoshop, vous allez mettre le mode incrustation. Voilà. Et avec le mode incrustation, vous avez le calque gris, là, qui se mélange avec le calque d'en dessous, l'arrière-plan. Alors je vais zoomer et regarder ce que ça dit. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève l'œil en face du calque gris? Ben, on voit qu'il y a moins de netteté, en fait. Hein. Donc, on laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on double-clique sur le fil passe haut et qu'on modifie sa force? Ben, on va pouvoir régler de manière dynamique, en voyant réellement le résultat final, on va pouvoir régler l'image. Et donc ça, c'est une astuce pour amener du détail dans les images qui n'en ont pas. Ok. Donc là, j'ai mis 2,9, je pense, au lieu de 1, finalement. Quand j'enlève l'œil en face, oui. Hein. Et ça ressemble un peu au filtre accentuation qu'on avait vu tout à l'heure, filtre renforcement accentuation, sauf que c'est plus propre. C'est plus propre et c'est dynamique, on peut modifier.
Bon, il faut savoir que le réglage qu'on a mis là, si je réduis le nombre de pixels de l'image pour la mettre sur un site web, il sera plus bon. On va faire l'expérience. Je vais vous montrer comment faire pour décider de la taille d'une image. Bah, soit c'est le concepteur du site web qui vous dit quelle taille doit avoir l'image, ou alors vous pouvez de manière dynamique le décider dans Photoshop. Quelle taille aura l'image quand vous la verrez sur un site web. On va supposer que, oui, ici, le concepteur du site web ne nous dit pas quelle taille doit avoir l'image, elle ne rentre pas dans un canevas, elle peut avoir des dimensions variables sur le site, et on va la redimensionner. Depuis les appareils smartphones, etc., c'est un peu plus compliqué parce que les tailles d'image varient suivant l'appareil, mais ce qu'on va voir ici reste intéressant. Alors, je vais quand même enregistrer l'image là, au format Photoshop sur le disque dur. Ah oui, je vais l'enregistrer en changeant de nom parce que j'avais fait une première version avec l'accentuation par filtre renforcement accentuation. Ici, je vais indiquer que c'est par passe haut. Voilà. Cette version Photoshop. Non, la résolution qu'on donne à l'exportation ne changera pas du tout le filtre high pass, le pass haut, parce que c'est le nombre de pixels qui compte. Dans le cas d'un export vers un site web, la résolution n'a pas d'importance. C'est juste quand on imprime la résolution aussi. Mais non, c'est vraiment le nombre de pixels qui est pris en compte. Ok. Alors, allez dans le panneau navigation. Menu fenêtre navigation. Ça va, vous le voyez, le panneau navigation? On peut l'agrandir s'il faut. Donc ça, c'est un panneau assez pratique qui permet de voir quelle partie de l'image on est en train de regarder. Si je zoome dans l'image, je vois que je suis en train de regarder cette partie-là. Je peux aussi me déplacer dans l'image en bougeant le petit cadre rouge. D'accord? Bon. Mais en fait, le panneau navigation va me servir ici à décider la taille qu'aura l'image quand je vais la voir sur le web. Vous allez jouer avec le curseur ici pour modifier le zoom. Et en regardant sur votre écran, vous décidez, tiens, quelle est la dimension que je veux donner à l'image sur le web, par rapport à votre écran là, que vous êtes en train de voir. Bon, on va dire que ça, c'est la dimension que je veux qu'ait l'image sur la page web. Il faut regarder quel est le pourcentage de zoom que vous avez actuellement. Et il faut sélectionner ça, sans le signe %, juste le pourcentage, 18,27 dans mon cas. Et vous copiez cette valeur, ou vous la notez sur un bout de papier, c'est bon aussi, mais là j'ai fait un CTRL-C, Commande-C sur le Mac, pour copier. Oui, c'est ça, l'image telle qu'on voit là, c'est la dimension que je la veux quand je la vois dans un navigateur. En sachant que d'un écran à l'autre, ça va quand même un peu changer, mais voilà, je prépare l'image pour... je vais réduire le nombre de pixels de l'image pour l'utiliser dans un contexte web. C'est des plus petites images. Donc, j'ai copié la valeur 18,27 dans mon cas ici. Et maintenant, on va réellement réduire le nombre de pixels de l'image en allant dans le menu Image, taille de l'image. Et dans la boîte ici, taille de l'image, vous allez indiquer que vous modifiez les pourcents. Donc ici, l'unité de mesure, c'est %. Et c'est chaîné, comme ça, oui, on va faire dans les deux sens la même réduction, que l'image ne s'écrase pas dans un sens ou l'autre. Et je vais coller la valeur que j'avais été trouvée grâce au navigateur. Au navigateur de Photoshop, pas le navigateur web. Oui, parce que là, je parle de navigateur, mais il y a le navigateur de Photoshop, bien sûr, le panneau, et puis je parle aussi des navigateurs web. Ok. Donc, vous choisissez la méthode de réduction du nombre de pixels. Donc, on va pouvoir faire... comme il y a du grain, j'hésite... on va peut-être prendre tout simplement bicubique.
On clique sur OK. Mais laissez 10 ici. On double-clique sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Donc je vois l'image à l'échelle, à la dimension qu'elle aura quand elle sera vue sur un site web, quoi. L'échelle 100%. Ça, c'est chouette. Parce qu'un site web ne fait pas de zoom avant, zoom arrière. Enfin, le navigateur web peut le faire, mais la plupart des gens n'utilisent pas cette fonction. Mais alors, vous remarquez que le réglage de passe haut qu'on a réglé tout à l'heure, bah, il ne fonctionne plus. Hein. Ça nous donne un résultat quand même assez pourri, vous n'avez pas l'impression? Il fonctionnait sur l'image avec beaucoup de pixels, mais sur l'image avec peu de pixels, c'est quand même pas génial. On va quand même diminuer un peu ça, hein, parce que ça me semble quand même trop net. Hein. Donc, double-cliquez sur le mot passe haut dans la palette des calques et modifier le rayon. Voilà, ça, à 0,1, c'est l'image qui n'est pas rendue nette du tout. Elle est pas mal, hein, mais bon. Et puis 0,5, voilà, 0,5, je suis en train de créer en fait le dessin par passe haut. Hein. Il n'y a que les hautes fréquences qui restent là dans cette image grise, c'est-à-dire les détails. Puisque je vous ai dit dans le contexte de rendre nette une image, les hautes fréquences, c'est les endroits d'image où il y a beaucoup de détails. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une image petite sur le web, mais malgré tout, elle garde de la netteté, en fait. Hein. Voilà. Elle garde de la netteté. Bon. Tant que vous y êtes, vous pouvez regarder un truc, ici. Le masque, ici, concerne le filtre. Si vous cliquez sur lui, il est encadré. Et si vous dessinez en noir, avec un gros pinceau noir flou, comme ça, voilà, j'ai dessiné là-bas au fond, dans le masque, donc, hein, avec un gros pinceau noir flou, eh bien, dans ce cas-ci, ça ne marche pas, il faut faire autrement. Ouais, ça nous fait un problème. C'est un filtre qui ne réagit pas comme les autres. D'habitude, ça marche avec les autres filtres, mais celui-là, il va falloir faire autrement. Vous allez être obligé, si vous voulez que certaines parties de l'image ne soient pas aussi nettes qu'elles le sont actuellement. Et là, je voulais que le fond de l'image, le fond de la salle soit moins net, parce que c'est un peu bizarre, je trouve, que ce soit super net là-bas au fond. Il y a quand même de la profondeur de champ qu'il faut créer. Il va falloir ici ruser et ajouter sur le calque un masque de fusion en cliquant sur l'icône ici. Oui, je ne peux pas utiliser le masque de fusion du filtre dans ce cas-ci. Avec d'autres filtres, ça marcherait, mais pas celui-là. Il me fait un truc bizarre. Donc, on a activé la vignette ici, on a ajouté un masque de fusion. Il est encadré, on travaille bien sur lui. Et on passe au gros pinceau, et voilà, là ça marche. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais ici, pour les besoins de la démonstration, zoomer. Et je vais désactiver le masque avec la touche majuscule en cliquant sur lui. Voilà. Bon, c'est subtil, hein, mais on devrait voir que le fond de la pièce est moins net. Et ça, c'est intéressant quand vous mettez des filtres dans Photoshop sur une image, qu'ils ne s'appliquent pas sur toute l'image, en fait. C'est très intéressant qu'un filtre ne s'applique pas sur toute l'image parce que ça va donner de la richesse visuelle. Un filtre de netteté, ne le mettez pas de manière équivalente sur toute l'image. Faites en sorte qu'il n'agisse pas à certains endroits, ce sera beaucoup mieux. Et tant qu'à faire, autant que ce soit le fond de l'image, puisque on a l'habitude que le fond de l'image soit flou, profondeur de champ à la prise de vue. Je double-clique sur la loupe, voilà, ça c'est l'image vue telle qu'elle sera vue sur le web. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est toujours modifiable, passe haut. On peut toujours aller modifier la netteté. Ok, donc si j'enlève le calque là au-dessus, on voit l'image originale, et avec, on voit que ça devient plus vite. Ici, c'est flagrant, hein, pour le dessin là, c'est flagrant que ça apporte quelque chose. Ça rend plus lisible les formes. Ok, je vais enregistrer ça. Alors on va réessayer sur la dame, tant qu'à faire.
Donc c'était l'image Beautiful Face. Vous savez quoi? Au moment où on va refaire l'exercice du passe haut sur cette dame ici, on va en même temps enregistrer la création des calques. Comme ça, vous allez voir que ça permet en une fraction de seconde de demander à Photoshop de recréer des calques identiques sur une autre image. Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier. Il pourra même vous faire ça sur tout un dossier et vous ouvrir pour vous les images et vous n'aurez plus qu'à modifier la valeur du passe haut. Ça fait une sorte de preset, quoi. Oui, c'est plus une macro, hein, parce que c'est une suite d'opérations. C'est pas vraiment un pré-réglage. Enfin, oui, on peut demander un pré-réglage du passe haut et le modifier si nécessaire aussi. On est entre la macro et le preset, oui. Alors, on va aller chercher les actions dans Photoshop. Un menu fenêtre Actions. Alors, depuis quelques années, on appelait ça les scripts, en fait, avant. Mais maintenant, on appelle ça les actions. Parce qu'en fait, les scripts dans Photoshop, c'est des actions fort évoluées programmées en JavaScript. On ne sait pas les faire soi-même, sauf à être un pro de Photoshop et du JavaScript. Mais on sait en utiliser. Il y en a plein à récupérer sur le web, des scripts Photoshop. Mais les faire soi-même, c'est pas facile. Par contre, les actions, c'est très facile à faire. Ce sont juste des enregistrements de suites d'opérations dans Photoshop. Donc, attention à ça. Ça a changé de nom. Script et actions, ce n'est plus la même chose dans Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est juste des enregistrements d'opérations pour pouvoir les réappliquer rapidement sur une autre image. Donc tant qu'à faire, autant, quitte à accentuer par passe haut, ici faire le test d'accentuation par passe haut sur la dame, je vais en même temps enregistrer les actions pour pouvoir les répéter ailleurs. Alors, dans le panneau Actions, vous avez une icône de dossier ici. Vous allez créer un dossier à votre nom. Enfin, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais donner mon prénom et la date. Mais normalement, on donne des noms évocateurs du type d'action qu'on mettra dans le dossier, en fait. Par exemple, ça pourrait être les accentuations sur les images. Alors ça, c'est un dossier qu'on a créé, mais ce n'est pas encore une action. Il va falloir, dans ce dossier qui est actuellement activé, sélectionné, il va falloir créer une action, et ça, c'est avec le bloc de feuilles. Et là, je vous donner le nom que vous voulez. Je vais indiquer passe haut pour accentuation. Voilà, passe haut pour accentuation. C'est malin. Voilà. Et dès qu'on va appuyer sur enregistrer, la boule rouge ici la boule va devenir rouge. Ça veut dire que ça enregistre tout ce que vous faites. Même si vous avez plusieurs images sur l'écran et que vous passez de l'une à l'autre, ça va l'enregistrer. Attention, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, on appuie sur enregistrer. Ça enregistre. Vous avez le temps de faire, hein, c'est pas pressé. Et on va refaire les opérations qu'on a faites tout à l'heure sur l'intérieur du shop égyptien. On va faire la même chose ici sur la dame, c'est-à-dire on va prendre la vignette, l'amener sur le bloc de feuilles. Vous avez fait une copie. Et ça vient de vous indiquer dans le panneau action que vous venez de dupliquer le calque qui était activé. Ensuite, l'opération suivante, c'était de faire un clic droit sur la vignette du dessus et demander de convertir en objet dynamique. Voilà, là aussi, ça inscrit dans l'action qu'on vient de faire ça. Ensuite, on avait appliqué un filtre divers passe haut. Vous pouvez un peu jouer si vous voulez sur le filtre pour faire ressortir les détails. Voilà, filtre passe haut a été appliqué. Et le calque, son mode d'application sur les pixels du calque d'en dessous doit être le mode incrustation.
Ce sont juste des opérations mathématiques entre les pixels du calque et ceux d'en dessous, en fait, tout ça. Et ils ont donné des noms évocateurs du résultat. Incrustation, voilà. Ah oui, tant qu'on y est, on pourrait peut-être ajouter un masque de fusion sur le calque si jamais on doit faire en sorte que l'accentuation n'agisse pas à certains endroits. Donc je clique sur l'icône du masque, voilà. Et je pense que c'est fini. On peut appuyer sur le bouton de stop pour arrêter l'enregistrement. Bon, on va retrouver où ce dossier? Oui, pour l'appliquer. Mais toujours là, parce qu'il y a un bouton de lecture, mais on l'appliquera sur une autre image. Dans un premier temps, on va voir ce qui se passe quand on règle le pass haut un peu différemment. Il faut vraiment trouver le bon réglage. Et ça va dépendre vraiment de la dimension à laquelle l'image va être utilisée. Bon, si vous réduisez la taille de l'image, ici on va le faire rapidement. Menu image, taille de l'image. Je vais mettre 20%. Donc 25 fois moins de pixels. Ça fait une image seulement de 563 pixels sur 422. C'est typiquement le genre d'image qu'on met sur un site web pour montrer la tête du membre du personnel, des membres du personnel ou des membres du club. Voilà. Je double-clique sur la loupe dans la palette des outils. Vous avez vu ce que j'ai fait. Donc image, taille de l'image, j'ai mis 20%. J'ai réduit l'image à 20% en largeur et en hauteur, ce qui nous fait, si je calcule bien, 25 fois moins de pixels. 25 fois moins de surface, 25 fois moins de pixels. Je double-clique sur la loupe de la palette des outils. Je vois l'image telle qu'elle est. C'est pas bon, le pass haut est trop fort. Il convenait pour l'image avec beaucoup de pixels, mais pas pour celle avec peu. Je double-clique sur le mot pass haut dans la palette des calques. Et je vais régler. Voilà. Alors là, quand même, c'est intéressant. Vous voyez la différence? Au niveau des yeux, par exemple, ça a plus de présence. Hein. C'est le petit détail qui tue. Pour les photos sur le web, quand vous voulez faire des photos, ou si vous vendez des produits, vous faites un produit, un site web de e-marketing, ça va aider ce genre de choses. Mettre en valeur les produits comme ça. Mais enfin bon, ne parlons pas de produits, c'est une madame. Quand même. J'ai extrapolé là. Voilà. Et si on veut que l'accentuation ne se mette pas à certains endroits, par exemple sur les cheveux, si je trouve, tiens, ça donne un aspect gras aux cheveux, d'avoir mis l'accentuation. Par contre, pour le reste, c'est bien. On avait vu que le masque ici, on l'active, il est encadré. On prend le pinceau et on va dessiner en noir, de préférence avec des bords flous. On va les dessiner dans le masque. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est les pixels de l'image d'en dessous, l'arrière-plan non accentué en fait. Voilà. Si je désactive et réactive, oui. Vous devriez voir que sur les cheveux, ça change quelque chose, ça change quand même quelque chose sur les cheveux. Voyons un peu si j'arrive à zoomer correctement ici. Voilà. Sans avoir protégé les cheveux de l'accentuation, ça peut faire un truc bizarre. Hein. Ok, je vais enregistrer l'image. Alors, voyons si on peut appliquer sur une autre image rapidement ce principe de l'accentuation. Bon, on va essayer sur un paysage. Alors, je me demande si je ne vais pas essayer sur celui-là. Je regarde si la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise, parce qu'on avait pris des mauvaises images. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Essayez sur l'image qui commence par Ask History. Voilà. Vous n'avez rien à faire. C'est Photoshop qui va travailler pour vous. Alors, dans la palette Action, il faut activer l'action qu'on a enregistrée. Donc, c'est-à-dire pas le dossier. C'est pas une action, ça c'est juste pour classer les actions. On active l'action. À l'intérieur, vous avez toutes les actions qu'on a réalisées. Mais c'est l'action générale, c'est, je veux dire, action au terme Photoshop que j'active là.
Et on va lancer la lecture. Mais ce qui serait intéressant, c'est que la palette des calques soit affichée en même temps. Menu fenêtre calque, voilà. Actuellement, je n'ai qu'un seul calque. Et dès que je vais appuyer sur le bouton lecture ici, ça va travailler et ça va faire les calques. Voilà, c'est fait. Donc, bah oui, il travaille vite, Photoshop. Hein. Un peu moins vite quand c'est des images assez lourdes, mais quand même. Donc, il me reste juste à double-cliquer sur le filtre passe haut et régler, de manière à obtenir l'accentuation des détails qui me plaît. Oui, on pourrait même faire une accentuation différente sur les montagnes et sur les arbres. Il suffirait de dupliquer. Après, vous extrapolez. Vous voyez. Ok. Donc, les arbres sont plus nets, là. Tout est plus net, en fait. Hein. Quand on enlève l'œil, ça se voit qu'on a amené de la netteté. Si, à certains endroits, c'est ennuyeux que ce soit net, on sait qu'il suffit d'activer le masque de fusion du calque ici et dessiner au pinceau en noir. Ou en gris, hein, si on veut que ce soit à moitié net. Voilà. Donc dans ce cas-là, grâce au trait noir que j'ai fait là, la montagne n'est pas nette. Et ça peut donner de la profondeur dans l'image, comme on avait dit. Il ne faut pas que tout soit net partout, sinon c'est foireux. Donc génial, vous avez vu que on peut améliorer sa productivité, être plus rapide grâce aux actions enregistrées. Et lorsque vous voudrez le faire sur un dossier, ce sera par ici en fait. Menu, fichier, automatisation, traitement par l'eau. Mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'il vaut mieux avoir transformé grâce au fichier script processeur d'image, il vaut mieux avoir transformé tout le dossier en image Photoshop. Sinon, si vous faites, si vous appliquez sur tout un dossier d'image des scripts, des actions, je veux dire, qui créent des calques, et que les images étaient dans un format qui n'accepte pas les calques au départ, comme le JPEG, ça va bugger. Donc, c'est pas si simple que ça d'arriver à appliquer une action enregistrée sur toute une série d'images. Il y a quand même quelques endroits où ça peut bugger. Alors, si tu fais ça sur des images qui sont en RAW, il faut avoir passé une action qui les met dans un fichier Photoshop. Les images vont aller sur un calque Photoshop. Oui, mais ça je peux te montrer comment on fait. Éventuellement, ça je peux montrer. Alors, on va fermer l'image ici et l'enregistrer. Et alors, on va maintenant voir que le filtre passe haut qui nous a servi à mettre de l'accentuation sur les images, et bien, il peut faire l'inverse aussi. Il peut faire du lissage. Et très intéressant pour lisser le grain de la peau notamment. Alors, voyons sur quelle photo on va faire ça. Ben, essayons sur IMG 18 ici. Alors, je vais faire édition, attribuer un profil et attribuer le profil sRGB. Non, ça a été, il n'y a pas de problème. À mon avis, l'image contient le profil sRGB. Déjà, c'était bon, au niveau des couleurs. Bon, je sens qu'après avoir réglé le problème du lissage de la peau ici, on fera une petite correction couleur avec la pipette grise pour neutraliser. Pour essayer de voir si on ne peut pas trouver une solution pour que les couleurs soient un peu plus naturelles du visage ici. Bien, donc il y a du grain et on va voir si on peut lisser. Et pour faire ça, ça va commencer comme tout à l'heure. J'ai plus besoin du panneau action, je vais le fermer.
C'est-à-dire, ça commence comme tout à l'heure, on duplique le calque d'arrière-plan. Alors la technique qu'on voit ici, c'est donc le lissage par le passe-haut. Il y a une technique plus évoluée qui s'appelle donc la séparation de fréquences. Il faut quand même quelques heures pour apprendre à l'utiliser. Elle est un peu mieux, mais la différence de qualité ne se justifie pas. Franchement, faites cette technique-ci pour lisser la peau, c'est bien. Alors, il va falloir inverser les luminosités sur ce calque. On va faire un négatif. Sans le convertir en objet dynamique. Je fais vraiment le négatif sur les pixels. Menu image, réglage, négatif. Voilà. Et la suite va ressembler à ce qu'on a fait quand on faisait de l'accentuation de détail. Sauf qu'ici, on veut faire du lissage. C'est la raison pour laquelle on a inversé le contenu du calque. Sur le calque, maintenant, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on va mettre un filtre de passe haut sur ce calque. Menu filtre divers passe haut. OK. Et on le fait passer en mode incrustation, ce calque. Alors, résultat, est-ce que ça lisse? Si j'enlève l'œil en face du calque, ben oui, on voit que ça lisse. Maintenant, je vais double-cliquer sur le mot passe haut dans la palette des calques et régler correctement le passe haut, parce que tout à l'heure, je ne voyais pas l'image en couleur, je ne savais pas vraiment régler. Mais ici, je peux modifier et trouver le rayon qui fait du lissage. Bon, il a quand même beaucoup de rides. Hein. En général, on fait ça sur des dames et elles ont moins de rides. Parce qu'il y a déjà le maquillage qui en enlève. Voilà, bon, 3,9, ok. Ça va ? Alors, sur le calque ici, vous allez ajouter un masque de fusion qui masque tout. C'est-à-dire qu'on enfonce, donc sur le calque du dessus, on enfonce la touche Alt quand on clique sur l'icône du masque. Et vous avez un masque rempli de noir, il masque tout. Donc il n'y a aucune accentuation, aucun lissage, je veux dire, dans ce cas-ci, aucun lissage qui se fait sur la photo. Et on va dessiner en blanc, voire même en gris, sur les parties de la photo qui doivent être lissées. Ah mais ça, quel gris faut prendre, c'est vous qui allez décider. On va voir si on peut faire apparaître la palette couleurs de Photoshop, la nouvelle palette couleurs. Donc, menu fenêtre couleurs. Vous pouvez l'agrandir. Vous avez bien les gris qui sont là. Ah, tiens, on va voir si on sait mettre niveau de gris. Non, niveau de gris ici, ça n'ira pas. Cube de teinte, c'est mieux. Voilà, vous allez devoir choisir des gris qui sont sur la partie gauche du panneau couleur, en fait. Hein. Ceci dit, ce panneau couleur, il y a un raccourci pour le faire apparaître aussi à n'importe quel moment sur l'image. Je n'utilise pas le raccourci, mais il y a un raccourci qui permet de le faire apparaître à n'importe quel moment. J'aime autant l'avoir en permanence là et aller choisir. Voilà. Évidemment, si on veut que ça lisse complètement, on dessine avec du blanc. Voilà, je vais essayer avec du blanc. Là, voilà, je passe sur les rides et on voit qu'elles s'en vont. Enfin, elles s'en vont, elles sont atténuées en tout cas. D'accord? Mais là, je suis en train de dessiner avec du blanc. Je vais annuler. Commande Alt Z plusieurs fois. Voilà. Bon, je vais plutôt essayer avec du gris, comme ça, ça fait un mélange entre la version... la photo avec des rides et la version sans rides, là, le calque du dessus. Il faut que ça reste naturel, en fait. Hein. On atténue les rides, mais on ne va pas les enlever complètement ici. S'il fallait les enlever complètement, c'est un gros boulot. Parce que il a quand même vécu. Hein.
De toute façon, il ne faut pas enlever les rides ici, surtout sur les hommes, ça enlève la personnalité. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, c'est une photo et ça a tendance à faire ressortir les détails. Donc on peut peut-être se permettre de faire un peu de retouche, ce n'est pas mentir. C'est juste, ça fait juste partie du processus photographique, c'est ce qu'on va se dire, on va se convaincre comme ça. Hein. Bon, alors voyons ça. Ok, voyons ce que ça donne quand on enlève l'œil en face du calque du dessus. Ouais, on voit la différence quand même. Ok, donc retouche rapide, c'est le genre de truc qui prend pas longtemps non plus, hein. Moins de 2 minutes par visage. Hein. À partir du moment où vous utilisez une action pour créer les calques. Donc ça aussi, il faudrait l'enregistrer en tant qu'action pour pouvoir le réutiliser ailleurs. On va pas le faire, mais vous connaissez le principe maintenant. Alors par-dessus ça, je vais aller mettre un calque de type courbe. Et je vais voir si en utilisant la pipette grise, on n'arrive pas à modifier un peu rapidement la couleur. Ah, voilà, quand même. Vous voyez, avec la pipette grise du réglage des courbes, je clique sur les cheveux gris et ça devient peut-être un peu plus naturel. Je suis en moyenne 31 par 31. Hein. Je vous rappelle que je ne suis pas en moyenne ponctuelle. Bon, faut pas qu'il devienne trop gris non plus. Hein. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas mal? Si, oui, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc réglage des courbes rapides. Et je vais enregistrer. Quand je voyais son visage jaune comme ça me rappelait quand j'étais petit à la télévision, les films américains, il y avait souvent un problème de transfert entre le NTSC américain et le PAL. Et donc les gens avaient l'air jaune. Ça vous rappelle quelque chose? On voit encore régulièrement ça, de temps en temps, des problèmes de conversion NTSC vers le PAL. Et quand on voit des images qui viennent des États-Unis, surtout les images des journaux, hein, on a les personnes qui ont vraiment la peau jaune. Et l'anecdote, c'est que ma grand-mère, qui n'avait pas beaucoup voyagé, elle croyait que les Américains avaient la peau jaune. Tellement on voyait souvent à la TV les Américains avec la peau jaune. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont d'origine irlandaise en plus, c'est très loin de la peau jaune. Hein. Mais bon. Ok. Alors on va passer vers l'image DC2306. Ce qu'on va voir ici, c'est comment améliorer la perception de qualité d'une image par une simple astuce en fait. Remettre les verticales bien droites. Ok. Alors, dans la palette des calques, on double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Et puis on va faire CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Alors, pour corriger les perspectives, voire même les angles, les grands angles, il y a des systèmes dans Photoshop. On peut corriger un grand angle, le neutraliser, remettre les droites bien droites. C'est un peu plus compliqué. Ici, c'est très rapide ce qu'on fait ici. Quand vous avez des fouillantes comme ça, une perspective vers le haut, et qu'elle n'est pas trop importante, ça peut être intéressant de remettre les verticales bien verticales dans la photo. Donc vous êtes allé chercher, vous avez double-cliqué sur le calque pour le déverrouiller, vous êtes allé chercher édition, transformation manuelle, et vous enfoncez maintenant la touche commande sur le Mac ou la touche contrôle sur le PC, et vous allez pouvoir bouger les poignées du dessus
en haut à gauche et dessus à droite pour remettre les choses un peu droites. Bon, il y a quand même de la courbure ici dans l'image, mais c'est quand même un peu mieux. Évidemment, on perd des informations qui sont difficiles, oui, ce serait difficile de faire autrement ici. Et je valide avec la touche entrée ou le petit V là au-dessus. Et donc si je fais un commande Z, on voit l'avant-après et il me semble que c'est quand même mieux quand les verticales sont verticales. Ça donne un côté plus professionnel à la photo en fait. Alors ici je vais mettre un calque de type un calque de réglage de type niveau par-dessus parce qu'il y a clairement un problème de luminosité. Calque de réglage de type niveau. Et je vais aller voir, puisque c'est une image couleur, je ne m'attaque pas directement à ceci. Je dois aller voir sur chacune des couches. Voilà, rouge, vert, bleu. Donc clairement, ici, les parties les plus foncées de l'image ne sont pas exploitées. De l'image numérique, je veux dire les possibilités de l'image numérique. Donc je vais resserrer l'histogramme du rouge vers le bas de la montagne ici. L'histogramme du vert, j'essaye aussi. L'histogramme du bleu. Voilà. Je regarde sur l'image, je vais modifier un peu en regardant sur l'image. Pour essayer d'équilibrer, que ce ne soit pas trop rouge, vert ou bleu. Et en même temps, choisir l'ambiance colorée que je veux donner. Et voilà. Donc, correction rapide. Bon, bien sûr, les parties les plus foncées sont devenues très foncées, en fait, hein, suite à ça. Voilà. Donc j'ai le masque du réglage et je peux éventuellement au pinceau aller dessiner en gris pour faire réapparaître partiellement. Voilà, vous voyez? Au pinceau, en dessinant en gris, donc pinceau normal 100%, je dessine au pinceau normal en gris. Et le réglage n'agit que partiellement à ce moment-là, aux endroits où je passe. Je vais faire la même chose ici sur cette partie-là qui contient du détail et on ne le voit plus. Est-ce que c'est important ou pas? Ben, à vous de voir. Voilà. Donc, on a une correction globale pour améliorer l'image et on peut éventuellement aller faire réapparaître un peu de détail dans les parties foncées. Voilà, si nécessaire. D'accord. Voilà, voilà. N'oubliez pas qu'on peut faire des droites avec clic, majuscule, clic, ça peut aider aussi pour ce genre de choses. Mais donc voilà. On peut récupérer un peu. Et encore, là, j'ai pas changé le type de grille avec lequel je dessine. Mais bon, c'est pas mal. Si j'enlève le masque, enfin si je désactive le masque avec la touche majuscule, vous allez tout de suite voir que le réglage niveau que j'avais fait, il faisait quand même des gros pâtés noirs. Voilà, à certains endroits. Est-ce que c'est bien ou pas de récupérer de la lumière dans les parties sombres? À vous de voir. Une photo très contrastée, ça peut être bien aussi. Ok, on va enregistrer l'image.
Alors voilà, on va faire du détourage à la plume. Donc ici, on va aller chercher un aspirateur parce que c'est une des formes les plus simples qui existent pour commencer à faire du détourage. C'est pas mal. Bon, on pourrait faire ça sur une pomme ou sur des fruits et sur des poires, mais c'est plus sympa avec l'aspirateur. On va pouvoir faire un photomontage après avec... Donc vous tapez vacuum cleaner et public domain entre guillemets et vous devriez tomber sur cette image de vieil aspirateur suppositoire. Donc vous faites commande-clic sur le Mac sur l'image, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Contrôle-clic sur le PC bien sûr. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur afficher l'image pour vraiment afficher l'image en grand. La voilà, avec tous ces pixels. Et clic droit, enregistrer l'image sous pour la mettre sur le disque dur. Et on va faire le détourage donc, de cet aspirateur sans son support métallique, là, juste la forme de l'aspirateur. J'aurais pu vous demander de détourer ça, mais c'est un peu plus compliqué en fait que l'aspirateur. Il y a plein de petites formes. Ça reste très simple comme tracé de détourage, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Les tracés de détourage, c'est génial pour faire des sélections sur des objets qui ont des formes pures, comme des voitures, des aspirateurs, des objets industriels, mais aussi dans la nature, bien sûr, on retrouve des objets à forme pure. Dès que les courbes sont pures et qu'on doit vraiment conserver la pureté des courbes, c'est ce qu'il y a de plus facile. Bon, la sélection peut se faire aussi au pinceau, avec sur un objet à forme pure, mais ce sera beaucoup plus difficile qu'avec la plume. La plume, c'est vraiment l'outil typique de Illustrator, en fait. Donc, on le trouve ici dans Photoshop. Si vous maîtrisez la plume dans Photoshop, c'est utile parce que vous aurez facile pour passer à Illustrator. Voilà, j'ai ouvert donc l'image dans Photoshop. Je vais dans la palette des calques. Et je vais mettre par-dessus le calque de l'image, je vais mettre un calque de réglage de type niveau, parce que je vais m'en servir en fait pour affadir l'image, juste le temps que je fasse le tracé à la plume. Je verrai mieux mon tracé à la plume sur une image qui est affadie. Donc vous bougez le curseur de l'indicateur noir là, du bas, vous redéfinissez l'intensité des tons les plus sombres de l'image en fait. Et vous allez jouer aussi sur l'intensité des tons moyens, c'est cet indicateur gris là au milieu. Donc en jouant sur ces deux indicateurs, vous allez pouvoir vraiment recréer l'effet d'une feuille de calque posée sur une photo. Comme quand on redessine au crayon sur une feuille de calque, on redessine une photo. Et bien là, c'est pour mieux voir les tracés qu'on va faire. Voilà, donc évidemment ce calque, on va l'enlever après. Une fois que le tracé aura été fait, on va enlever l'œil en face de ce calque de réglage et on n'en aura plus besoin, en fait. C'est vraiment pour nous aider à bien tracer les choses. Alors, on va aller chercher la plume dans la palette des outils. Et alors, on va enfoncer la touche verrouillage majuscule sur le clavier quand on va utiliser cet outil, de manière à avoir le pointeur précis. Vraiment pour voir où on pose les points. La touche verrouillage majuscule, c'est une touche qui pose problème à beaucoup, parce que quand il travaille au pinceau, par exemple, avec la touche verrouillage majuscule, le caps lock enclenché sur le clavier, eh bien, ça fait disparaître la forme de la brosse. Mais là, ça nous intéresse, vous voyez, ça amène une petite croix, c'est le pointeur précis. Donc on m'appelle régulièrement pour un problème Photoshop, la forme de la brosse a disparu, comment faire, ça c'est à cause de quoi? Photoshop bug, ben non, c'est la touche verrouillage majuscule, c'est le pointeur précis. Alors on va faire ensemble le tracé autour de l'objet. Donc on va y aller petit à petit. Alors la méthode que je vais vous expliquer ici, c'est la méthode de Adobe. La méthode préconisée par Adobe pour faire des tracés vectoriels. C'est-à-dire que pour chacun des segments courbes du tracé, il n'y aura en réalité véritablement qu'une tangente qui va déterminer la courbe. Il y a d'autres méthodes qui existent où on utilise deux longues tangente pour chaque segment courbe et c'est vraiment la foire pour arriver à faire quelque chose de correct. Donc franchement la méthode que je vais expliquer ici elle est pas mal, c'est la méthode de Adobe je vais poser un premier point sur le bord de l'objet. Bon, n'oubliez pas qu'avec la barre d'espacement sur le clavier, vous pouvez bouger la fenêtre, vous pouvez bouger l'objet, donc l'image sur l'écran.
Il faut y avoir zoomé en avant, bien sûr, pour bien faire les choses. Alors là, j'ai posé un premier point sur le bord de l'objet. Je m'éloigne plus loin sans enfoncer la souris. Et à cet endroit-là, par exemple, qui me semble être un point intéressant, pas trop proche, pas trop loin du premier. Ça, avec le temps, ça se sent, où il faut mettre les points. Vous allez faire un petit cliquer, glisser. Vous gardez le bouton à la souris enfoncé et vous bougez un peu et une tangente apparaît, une petite tangente. Donc il ne faut pas la faire plus grande. Contrairement à ce que certaines personnes vous expliqueront, ne faites pas la tangente plus grande. C'est la technique de Adobe pour créer les tracés, c'est la technique de la micro-tangente. Là, j'enfonce la touche commande sur le clavier du Mac, contrôle sur le clavier du PC, et j'obtiens la flèche blanche qui va me permettre de repositionner la tangente, la poignée de tangente. Voilà. Vous avez remarqué que la petite tangente, je l'avais faite dans le sens de création de l'objet, en fait. Hein. On va en reparler un peu plus loin. Mais voilà. C'est donc forcément, dans ce cas-ci, la poignée de tangente du haut que je repositionne. J'ai aussi la possibilité de repositionner le point lui-même, si je veux, toujours avec la touche commande du Mac, contrôle du PC enfoncé. Il ne faut pas quitter l'outil plume dans la palette des outils, sinon ça va indiquer à Photoshop que vous avez terminé de faire le tracé. Et quand vous allez revenir dessus, ça va être un peu compliqué, il va falloir lui indiquer que vous voulez continuer le même tracé et pas en recommencer un deuxième, en réalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le raccourci clavier pour appeler la flèche, et je ne vais pas dans la palette des outils pour aller la chercher en fait. Je reste avec la plume activée dans la palette des outils. Là, un peu plus loin, je vais aller faire à nouveau une petite tangente par cliquer et glisser. Voilà. Vous voyez que je dessine je vais dans le sens de la création de l'objet. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand j'ai cliqué, j'ai vraiment fait un cliquer glisser vers le bas. Toujours le même principe, hein, donc petite tangente, enfoncer la touche commande du Mac, contrôle du PC, bouger la poignée qui est celle d'avant, hein, pas celle qui est la plus proche de la fin de l'objet. Voilà, là cette petite boursouflure, je ne vais pas m'en occuper. Je passe outre, voilà. Et je continue, micro-tangente, barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre, micro-tangente, touche commande, bouger la tangente, micro-tangente par clic et glisser, touche commande, bouger la poignée de tangente. Voilà, ça va très vite en fait. Et on arrive à un endroit là, c'est un endroit où il y a une cassure dans la silhouette de l'objet. Mais je fais quand même ma petite tangente comme ça. Alors comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, puisqu'il y a un changement de direction dans la silhouette de l'objet, je vais enfoncer la touche Alt et je vais aller casser la tangente en prenant la poignée là, la dernière, voilà. Touche Alt, cliquez, glissez, la tangente se casse, je la redirige dans le sens où ça doit aller, pas n'importe où, vraiment dans le sens où le tracé va continuer. Voilà. Et puis plus loin, je vais continuer à faire une petite micro-tangente, cliquer, glisser, voilà. Touche commande, enfoncer, c'est la flèche blanche, j'ajuste, et voilà. Et je termine tranquillement mon tracé. Barre d'espacement pour bouger l'image sur l'écran. Voilà. Cliquez, glisser, touche Alt, je casse la tangente. Cliquez, glisser, touche Alt, je casse la tangente. Cliquez, glisser. Oui, parfois on fait des clics quand c'est des droites. Cliquez, glisser, touche commande, j'ajuste. Cliquez, glisser, touche commande, j'ajuste. Clic. Cliquez, glisser, touche commande, j'ajuste. Cliquez, glisser. Barre d'espacement. Cliquez, glisser. Ajuster avec la touche commande, éventuellement la courbure. Donc, chaque segment courbe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque segment courbe est influencé par une grande moitié de tangente et non pas par deux comme dans certaines méthodes qui vont vous compliquer la vie. Vraiment, cette méthode de la micro-tangente, il y a une petite tangente qui est là, mais elle n'influence pas tellement la courbe, c'est vraiment la grande là qui influence. C'est la méthode de Adobe, c'est bien.
Ils savent de quoi ils parlent, c'est eux qui ont inventé le PostScript et le dessin vectoriel. Enfin, bon, il y a Pierre Bézier qui est à la base de cette technique en industrie automobile. Mais dans l'infographie, c'est quand même Adobe qui a joué un grand rôle pour le dessin vectoriel 2D comme ça. Je suis revenu sur le premier point que j'avais créé. Il y a une petite rondelle qui était apparue qui m'indiquait que je fermais. J'ai cliqué et voilà. J'enregistre le fichier. Il s'enregistre au format Photoshop. Non pas parce qu'il y a un tracé dedans, parce qu'en fait, les tracés, on peut en mettre dans des images JPEG, ça ne pose pas de problème. C'est parce qu'il y a un calque de réglage de type niveau qui affadit l'image là au-dessus. C'est pour ça que j'ai dû enregistrer au format Photoshop et il ne m'a pas donné le choix. Oui, on peut mettre des tracés dans des images JPEG et faire des mises en page de magazines avec des images JPEG. Le tracé va servir à faire disparaître le décor autour de l'objet. C'est une manière de faire. Un tracé, ça peut servir aussi, et c'est ce qu'on va faire après, à générer une sélection pour continuer le travail dans Photoshop, mettre l'objet sur une autre image, par exemple. On va tout à l'heure générer une sélection et la transformer en masque de fusion du calque et transporter le calque avec son masque vers une autre image, vers un décor, pour faire une espèce d'ovni sur une route enneigée. Alors, vous voyez qu'il y a également un trou entre la poignée et le corps de l'aspirateur. On va s'en occuper, mais dans un premier temps, je fais apparaître la palette des tracés. Je vais dans le menu Fenêtre, Tracés. Dans le menu Fenêtre Tracés, vous voyez où notre tracé est arrivé, en fait. Où est-ce qu'il se stocke, où est-ce qu'on le gère. Je vais dans le menu de la palette des tracés jusqu'à Options panneau. Je vais aller demander d'avoir des grandes vignettes. Ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, menu de la palette des tracés, Options panneau. Et c'est un tracé de travail. Il faut savoir que si je refais un travail maintenant à la plume, ce tracé de travail va disparaître. C'est pour ça que je le déplace vers le bloc de feuilles dans le bas de la palette des tracés pour en faire un tracé permanent qui va s'appeler tracé 1. Attention, tracé de travail, danger. Il y a un risque que dès qu'on retravaille avec la plume, tout disparaisse, tout le travail qu'on a fait avant disparaisse. Donc, transformer la vignette comme ça en tracé permanent, ça peut se faire avant de dessiner avec la plume. Bon, là, je l'ai fait après. Oui, il suffit avec le petit bloc de feuilles de créer une vignette vide et d'en faire une vignette permanente en la déplaçant vers le bloc de feuilles s'il faut. Et voilà, et on dessine à la plume et ça arrive dedans. Mais là, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à dessiner à la plume sans m'être soucié de la palette des tracés. Et donc, ça m'avait fait tout seul une vignette tracé de travail que j'ai dû convertir en tracé permanent. Alors, on va s'intéresser au trou. Alors, je clique, un premier point. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Clique et glisser. Touche commande, j'ajuste la tangente. Clique et glisser plus loin, touche commande, j'ajuste la tangente. Clique et glisser. Ah, je le déplace là, voilà. Il sera mieux là. Avec la touche Alt maintenant, je vais casser la tangente, faire rediriger dans le sens où ça doit aller. Et je vais plus loin. Clique et glisser. Voilà. Clique et glisser. Et je termine le tracé. La petite rondelle est apparue qui m'indique que je ferme le tracé. J'ai donc une portion de tracé qui est à l'intérieur d'une autre et Photoshop est d'office réglé pour que ça fasse des trous. Quand deux tracés se superposent, le tracé là où ça se superpose, en fait, ça fait un trou. Donc, c'est réglé comme ça. Les opérations booléennes de Photoshop sont réglées comme ça. C'est là au-dessus dans les options. On voit que c'est réglé comme ça. Exclure les formes se chevauchant. Il y a d'autres opérations booléennes possibles, mais c'est plus rare quand on les utilise avec les tracés. Je vais enlever l'œil en face du calque qui affadissait, parce qu'il me servait juste à dessiner le tracé, mais j'en ai plus besoin. Et je vais générer une sélection au départ du tracé, en enfonçant la touche commande du Mac ou CTRL du PC, et en cliquant à cet endroit-là de la vignette du tracé. Donc on voit qu'une sélection a été créée sur l'image, et la sélection, la petite sélection à l'intérieur, c'est vraiment un trou. C'est pas une sélection réellement, ça fait un trou. Ensuite, je vais transformer cette sélection en un masque de fusion. Bon, techniquement, il est possible de mettre un tracé directement sur une vignette de calque. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel.
Mais ici, c'est une formation pour débutants, donc je vais simplifier les choses. Je génère une sélection au départ du tracé, c'est ce que j'ai fait avec la touche commande du PC, commande du Mac ou contrôle du PC, en cliquant sur la vignette du tracé. Et puis, je vais dans Menu Calque, Masque de fusion, faire apparaître la sélection. Donc le calque d'arrière-plan est bien activé là, et voilà, la sélection disparaît de l'écran et elle est transformée en masque de fusion qui ne fait apparaître que ce qui devait apparaître. Donc on ne joue pas avec les masques vectoriels ici. Je ne vous conseille pas de travailler avec des masques vectoriels dans un premier temps quand vous êtes débutant dans Photoshop parce que c'est un peu chipot, il y a des pièges. Autant faire ça en 2 étapes. Générer la sélection avec la touche commande du Mac, contrôle du PC en cliquant sur la vignette du tracé. Puis, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection et vous avez un masque comme si on l'avait dessiné au pinceau, mais sauf qu'il est super net. Les courbes sont vraiment pures. Essayez de faire ça au pinceau, des courbes aussi pures. C'est ça l'intérêt d'avoir travaillé avec les vecteurs. Même si au final on n'utilise pas les vecteurs, on utilise un produit, le masque de fusion, qui a été produit par les vecteurs. J'enregistre le fichier, je vais changer légèrement le nom comme d'habitude à la fin du nom. J'ai mis un petit tiret 02. C'est une habitude. Et là, on va pouvoir déplacer vers une autre image cet aspirateur. On va aller chercher une image d'un décor de neige. Et pour la première fois, je vais vous montrer comment déplacer une image, un objet vers une image sans les mettre côte à côte. Elles vont être sous forme d'onglets, vous allez voir. Donc vous allez ouvrir cette image-là, ou n'importe quelle image d'ailleurs. Enfin pour l'exercice, j'utilise celle-là, l'image Iceland. Alors vous avez l'objet que vous avez détouré au tracé et que vous avez... Et le tracé, vous avez généré une sélection au départ du tracé, puis vous avez transformé la sélection en masque de fusion. Voilà. Bon, et puis vous avez ouvert l'image ici. On va déplacer l'objet vers l'image avec l'outil de déplacement. Alors pour la première fois, on ne va pas mettre les images côte à côte. On va les garder sous forme d'onglets. Vous les voyez, les onglets? D'accord. Vous prenez l'outil de déplacement. Est-ce qu'il faut faire une sélection ou pas? Ben non. Si vous faites une sélection, ça va tout faire foirer. Il n'y a pas besoin de sélection pour déplacer l'objet, puisque en fait, on déplace la totalité du calque. Vous cliquez sur l'objet, vous amenez ça sur l'onglet du décor. Le décor apparaît. Vous déplacez l'objet vers le décor. Et voilà. C'est ça le principe. Allez sur l'onglet du décor, puis redescendre sur l'image, et voilà, on a transporté l'objet. Bien. Alors, l'objet est grand par rapport au décor, enfin c'est le décor qui est trop petit. Normalement, on devrait jeter l'objet et multiplier les pixels du décor, et puis ramener l'objet. Ce qu'on va faire ici, c'est mettre tout ça dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et là, on va pouvoir réduire l'objet. Parce qu'en fait, tous les pixels de l'objet vont rester dans l'objet dynamique. C'est le principe. Je crois qu'on avait vu ça quand on avait travaillé sur l'éléphant. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. L'image de l'aspirateur et le masque de fusion sont allés dans un objet dynamique. Je zoome en arrière, Alt roulette, et je fais une transformation manuelle, commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Pourquoi est-ce que je fais ça? Zoomer en arrière, parce que ça dépasse, l'objet dépasse. Touche majuscule et Alt, enfoncé, je prends une poignée du coin et je réduis. Et je valide. Voilà, donc si on zoome sur l'objet, on va voir qu'au niveau de la netteté, on a perdu de la netteté. Il est composé de moins de pixels, mais si à un certain moment je multiplie les pixels de mon photomontage ici, les pixels, le détail de l'objet va réapparaître en fait. Parce qu'il est sur le calque. Tous les pixels originaux de l'objet sont dans le calque. Ok, je vais encore le réduire.
Encore une petite transformation manuelle. Je voudrais à peu près à la taille d'une voiture là sur la route. Voilà. Bien. Donc là, encore réduit, on voit hein, dans cette image-là, le bouchon, par exemple, qui était bien net tout à l'heure, il est pixelisé ici. C'est tout à fait normal. Mais étant donné qu'avant de réduire l'objet, je l'ai mis dans un objet dynamique, en augmentant la dimension de l'image, le nombre de pixels de l'image, ça va réapparaître, le détail va réapparaître. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Alors, je vous laisse faire une ombre sous l'objet. On a vu comment faire. Hein. Pour quand même donner l'impression qu'il est posé sur le sol. Voilà. Ah tiens, j'ai pas fait l'ombre en noir. Ok, je vais recommencer. C'était pas vraiment du noir qui était dans la... Voilà, là c'est vraiment du noir, ok. Alors, au pinceau, je clique. Transformation manuelle pour écraser l'ombre. La placer sous l'objet. Et voilà. Bon, si on veut donner l'impression qu'il survole le sol, évidemment, on met l'ombre éloignée. Et ça le fait. Ça peut donner l'impression qu'il est en train de flotter au-dessus du sol. Ça peut être sympa, ça. Sinon, si on veut donner l'impression qu'il est posé, il faut vraiment la mettre en dessous. Voilà. Je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Et on va voir si on peut augmenter l'intégration de l'objet dans le décor. Parce que... ouais, c'est pas mal là, mais peut-être qu'on peut faire plus réaliste, donner vraiment l'impression que l'objet était dans le décor. Et pour faire ça, on va faire un réglage de contraste et de couleur sur l'objet, un autre contraste de couleur et un autre réglage de contraste et couleur sur le décor. Et puis il faudra faire un autre réglage sur le tout, sur tout le photomontage. Ça c'est la bonne astuce, 3 réglages pour arriver à intégrer un objet dans un décor facilement. Voilà. Donc on va faire la correction couleur. Donc au-dessus du calque qui contient l'objet, je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Également au-dessus du calque du décor, je mets un calque de réglage de type courbe. Voilà. Ça marche? Activer le travail sur le calque de courbe au-dessus, ça veut dire simplement cliquer sur la vignette, quoi. Je double-clique sur la partie gauche ici pour faire apparaître le panneau propriété, qui est peut-être déjà apparent chez vous. Et alors, vous allez faire ceci, vous allez mettre un point, 2 points sur la ligne droite, et vous allez les bouger, comme ceci, pour faire une forme en forme de S, comme ça par exemple. Voilà, vous voyez que ça contraste tout. Bon, sauf que ça contraste l'objet, mais également le décor. Et en fait, ce calque, il est censé travailler seulement sur l'objet. Donc, vous remarquez ça, hein? Quand on enlève l'œil en face, on voit clairement que le décor et l'objet sont modifiés par ce réglage. Donc, pour que ça n'agisse que sur l'objet, vous allez faire un truc qui n'est pas facile pour certaines personnes. Ils ont du mal parfois. Concentrez-vous. Vous enfoncez la touche Alt et vous la gardez enfoncée. Sans enfoncer le bouton de la souris, vous mettez le pointeur entre les deux vignettes. Et à un certain moment, vous voyez apparaître cette icône bizarre. Vous ne bougez plus la souris. C'est ça l'astuce.
Parce qu'il y en a qui bougent la souris pendant qu'ils vont cliquer. Mais non. Il faut ne plus bouger la souris et cliquer. Et voilà. Complètement cliqué. Voilà. Parce que si vous bougez la souris pendant que vous cliquez, vous allez faire une copie du calque. D'accord. Voilà. Et ça, il y en a qui ont du mal. C'est fait. Après, on peut faire Alt. Et après, on peut lâcher la touche Alt. Et vous voyez que le réglage de contraste ici n'agit que sur l'objet. Ah oui. Comme la petite flèche l'indique là. On aurait pu aussi mettre les deux calques dans un groupe et faire en sorte que le groupe soit en mode normal, comme on avait fait hier, vous vous souvenez, pour qu'un calque de réglage dans un groupe n'agisse que sur le contenu du groupe. C'est une autre solution ici, très connue. Ok, alors, vous réglez le contraste sur l'objet. Remarquez qu'on n'a pas utilisé du tout le calque de réglage qui s'appelle luminosité contraste, parce qu'en fait, il ne faut pas l'utiliser, parce que c'est pour les débutants. Ceci fonctionne bien. Vous allez dire, vous êtes débutant, mais c'est vraiment pour les débutants, pour le PP qui fait du Photoshop le dimanche, en fait. Hein. Le calque de réglage de type luminosité contraste, vous n'utilisez pas, vous avez la même chose ici en mieux. Parce qu'on peut mettre jusqu'à 16 points sur la courbe pour vraiment contrôler la luminosité. Bon, déjà 2, c'est pas mal ici. Vous remarquez que j'ai fait une courbe un peu bizarre en forme de S inversé pour enlever du contraste sur l'objet finalement. Ah oui. Bon, même chose pour le décor, je clique sur le calque du décor et je vais mettre 2 points dans le réglage de courbe pour modifier le contraste du décor. Et puis je vais faire un petit aller-retour comme ça entre le décor et l'objet pour modifier l'un et l'autre pour arriver à donner l'impression que c'est bien intégré l'un à l'autre. Donc en fait il faut qu'ils aient le même degré de contraste à peu près, hein. Il faut le sentir quoi, hein. Il n'y a pas de... je ne peux pas donner les valeurs à encoder, c'est vraiment image par image. Je veux dire, chaque image est différente. Ok, je reviens sur l'objet, je modifie l'objet un peu. Trop brillant, on a l'impression qu'il n'est pas bien dans le décor là. Voilà. Voilà. Ok, ça marche? Si j'enlève les réglages, les yeux en face des réglages, voilà ce que ça donne, hein. Avec les yeux en face des réglages, ça paraît un peu mieux déjà. J'enregistre l'image, parce qu'il faut y aller petit à petit. J'enregistre chaque fois sous un nom différent, comme ça si jamais je me plante complètement à un certain moment, j'ai la version d'avant qui est là, sur le disque dur. Bon, ça c'était modifier le contraste. Mais on peut également modifier la couleur. Alors je vais le faire sur le décor ici. Donc j'active le calque du décor. Et pour modifier la couleur, ben c'est simple, je vais descendre ici sur chacune des couches, rouge, vert, bleu. Modifier la quantité de lumière rouge, vert, bleu. Si vous êtes habitué à faire du graphisme, considérez que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Vous voulez modifier la quantité de jaune, c'est sur le bleu. Modifier la quantité de cyan, c'est sur le rouge. De magenta, c'est sur le vert. Voilà. Par exemple, sur le bleu, ici, je modifie la quantité de jaune. Très bleu si je monte, plus jaune si je descends. Voilà, il faut passer d'une couche à l'autre comme ça, modifier, pour changer la coloration. Voilà. Et pour le faire sur l'objet, ben, j'active le calque de réglage de l'objet. Même chose, les couches rouge, vert, bleu. Voilà, un peu plus rouge, pourquoi pas. Et si on veut supprimer du bleu, c'est mieux de supprimer. Si tu veux supprimer du bleu, tu peux augmenter le rouge et le vert ou alors diminuer le bleu. Parce qu'en fait, tout est lié, hein. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Si tu as trop d'un ingrédient, tu peux corriger en mettant plus des autres. Voilà. Bon, ça, c'est les corrections vraiment professionnelles.
Et une fois qu'on a ajusté un objet et l'autre, eh bien on va mettre un calque de réglage qui modifie tout. On va essayer de faire baigner l'objet et le décor dans une ambiance qui permet de donner l'impression qu'ils sont bien intégrés l'un à l'autre. Donc au-dessus du calque là, je vais créer un calque de réglage de type courbe. Et il ne faut pas qu'il soit écrété, lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'agisse que sur l'objet. Si vous avez obtenu un calque de réglage qui est comme ça, il faut, avec la touche Alt, cliquer entre les deux vignettes pour qu'il agisse sur tout ce qui est en dessous de lui, en fait. D'accord? Donc, quand je joue sur ce calque, je vois qu'il agit sur tout ce qui est en dessous de lui. Bon. À vous de voir quelle ambiance vous voulez donner. Contraste. Ça agit sur l'objet et sur le décor. Couleur. Donc on a le réglage global du contraste avec les deux points quand on est sur RVB. Et on a le réglage de la quantité de lumière rouge, vert et bleu en descendant sur chaque couche là. Bon, normalement, avec cette technique, vous arrivez à faire des photomontages réalistes, donner l'impression qu'un objet était vraiment dans le décor. Ici, je vais juste vous montrer côte à côte les deux images pour vous montrer avant les réglages et après les réglages. Voilà. Avant le réglage, c'est l'image de droite. Et après réglage, c'est l'image de gauche. Et j'ai donné l'ambiance lumière du jour comme je voulais. Vous avez vu qu'on peut donner une ambiance nuit aussi, hein, en diminuant la lumière. C'est possible. Voilà, et à ce moment-là, je pense que je dois revenir un peu sur le calque de réglage de l'objet. Voilà. Bon, vous êtes parés pour faire vraiment plein de photomontages. On n'a pas vraiment eu le temps de voir le détourage d'un arbre ou de cheveux. On avait fait sur un bonsaï, hein, le principe de l'écrêtage. Si le fond est vraiment blanc derrière, ça marche. Ok. Voilà. Image originale à droite. Image ambiance jour au milieu. Image ambiance nuit à gauche. Je pense que là, quand même, l'image originale à droite, ça sent le montage. Hein. Au niveau de la lumière, on sent que la lumière sur l'objet n'est pas la même que... C'est pas logique qu'on ait de la neige foncée comme ça, une ambiance foncée, et un objet aussi clair. Tandis que là, avec au milieu, avec la route bien lumineuse, ben oui, l'objet est lumineux, c'est bon. À gauche, la route est foncée, l'objet est foncé, c'est bon. Foncé et terne, hein, moins contrasté.
Bon, alors, avec cette histoire de objet dynamique, on avait dit, et là je vais passer sur une autre image, voilà, sur celle-là par exemple, voilà, on avait dit que le bouchon, oui, et le bouchon et tout l'objet d'ailleurs vont réapparaître plus net si on multiplie les pixels de toute l'image, de tout le photomontage. Ben, on va essayer ici, menu image, taille de l'image, je suis en pourcent, je vais demander la meilleure manière d'agrandir, conserver des détails, entre parenthèses agrandissement. Je vais indiquer par exemple 500, donc c'est un peu beaucoup, 400%, donc je vais augmenter par 16 le nombre de pixels de l'image. Je passe d'une image de 12 mégas à 200 mégas. Au niveau du lissage, c'est peut-être un peu fort comme lissage, là je vais diminuer la réduction du bruit parce qu'il considère que des détails sont peut-être des choses à éliminer et c'est pas le cas. Voilà. Ok. Donc ça calcule et les pixels de l'objet dynamique devraient réapparaître. Ils sont dans les pixels de l'image originale qui sont dans l'objet dynamique vont réapparaître puisqu'ils vont pouvoir, dans une image qui contient plus de pixels, dans un photomontage qui contient plus de pixels, ils vont pouvoir s'exprimer. Voilà. Le bouchon est bien net comme il faut. Bon, par contre, on voit clairement que sur le décor de la montagne, on a multiplié les pixels par 16. Le nombre de pixels a été multiplié par 16, c'est pas génial. Sur la route, ça passe encore. Mais à l'arrière, là, les montagnes, ce que je pourrais faire, c'est mettre un flou sur le calque des montagnes ici. Je le convertis en objet dynamique. Je mets un flou dessus, filtre flou, flou gaussien. C'est un des flous possibles. Voilà. Donc les montagnes, tout le décor est flou en fait, du coup. J'applique. Étant donné que je l'ai mis sur un objet dynamique, ben le flou que je viens de mettre est modifiable, il est là. Et je peux même aller modifier son masque de fusion du flou pour indiquer qu'il ne doit pas agir dans le bas de l'image, c'est-à-dire le sol. Parce que le sol, je veux le garder net. Donc, au dégradé ici, dégradé du noir au blanc, linéaire, normal 100%. Je trace dans un sens ou l'autre celui qu'il faut. Et voilà, le flou gaussien ne s'applique pas sur le sol parce que j'ai mis un dégradé dans le bas du masque de fusion. Ça se voit, hein. Si je désactive le masque de fusion avec la touche majuscule, on voit. Ok, il faut qu'il soit là, il faut que le sol reste quand même un peu net, c'est mieux. Donc voilà, des montagnes floues à l'arrière, grâce au flou gaussien. Parce que l'agrandissement était un peu trop fort. Et en plus, ça donne un peu de profondeur à l'image. Je vais enregistrer ça. Ça va faire un fichier assez volumineux, mais voilà. En tout cas, ça a démontré que les pixels de l'image de l'aspirateur, ici, ils étaient bien dans l'objet dynamique, puisque quand je multiplie les pixels du photomontage, on voit réapparaître le détail.